Alors, c'est bon? Oui, vous m'entendez. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Merci d'être au rendez-vous. C'est la donc 11e année de notre BIG, notre grand événement. Vous avez donc vu que le thème cette année, c'était la vérité. Si je retiens un mot de l'introduction qui a été faite par notre directeur général, c'est la vérité et le collectif. Et c'est avec le collectif qu'on peut tendre vers la vérité. Je voudrais rajouter aussi que pour moi, c'est le collectif et c'est la transparence et la sincérité au sein du collectif qui sont deux valeurs qui sont extrêmement importantes. Donc là, sur cette scène, il va y avoir 13 panels différents tout au long de la journée qui vont être des panels géographiques, donc par pays, par zone géographique. Et je suis convaincue que tous vos intervenants, avec leur conviction, leur sincérité, la transparence, vont pouvoir vous transmettre une partie de la vérité et vous aider pour se confronter au réel et à l'international. Voilà. Donc je vais pas être plus long. Je vous souhaite un très bon événement BIG. Et sachez que voilà, tout BPI France est très mobilisé pour que ce soit une très belle journée et surtout une belle journée très fructueuse pour vous. Merci beaucoup.
Thank you so much for being here. Today I'm very pleased to organize this workshop, France-Italy, a strategic partnership for innovation and growth. And I'm very pleased and honored to have some guests that will be presented in a few minutes. Just to start, in recent years, Franco-Italian dynamic economic relations have continued to strengthen, mainly via partnerships between BPI France and key players in Italy. Partnerships with Cassa Depositi e Prestiti, for instance, with the Franco-Italian Accelerator, but also partnership with Invitalia, thanks to a new memorandum of understanding and a first Franco-Italian call-for project that will launch earlier this September. And this workshop will highlight concrete developments, prospects from both markets all through this session. So now I'm very pleased to introduce Armando Di Lano here, who is head of corporate accelerators and capital structure advisory. We also have the pleasure to have Roberto Pazzetti, who is head of entrepreneurship area from Invitalia. And then to have Alexandre Guillot, who is director of accelerators from BPI France. I myself, I'm Camille Tangtaipinois. I work in the innovation department and more specifically in the international collaborative innovation team. So we'll start with some questions for Roberto. So please, Roberto, Invitalia has recently formalized a partnership with BPA France. What were the key driving factors to that decision, and what kind of opportunities does it create for Italian and French companies? Yes, first of all, thank you, Camille. Thank to BP France for all the joint work we did together to finally arrive at this point. As Camille said before, the call is open, has opened last September 15th, so it's possible now for applicants to send their application. Then we will explain which are the procedure. Yes, to answer Camille's question, this memorandum of understanding between Invitalia, which is the Italian National Agency for Business Development and Investment Attraction, and BP France, is under a larger framework which is called Trattato del Quirinale, which is a larger agreement between France and Italy about economic and industrial cooperation. In this framework, we induate together the opportunity of foster the joint innovation projects between Italian companies and French companies, in particular Italian innovative startups and French companies up to 2,000 employees, because we think this is one of the key focus of competitiveness, so to high the level of innovation in the competitive arena, international arena, to really strengthen the possibility of compete in this particular moment in this world in the field of innovation. Okay, thank you, Roberto. And when Italian and French companies collaborate together, concretely, how does the process work, and what makes a project truly stand out? Yes, I think the good idea we had together, then we will see if it will work, is that each company will follow a respective national procedure. So Italian startup can apply to Invitalia to go through line of financing that they already know, so that French companies can apply to BP France as the same purpose. So we didn't invent something new procedure, new bureaucratic procedure. We use what we already have, what companies already know. So if an Italian startup and a French company who decide to carry on a joint innovation project can apply to Invitalia and BP France. They will send a common template in which they describe the project. We will evaluate together, Invitalia BP France,
the innovative level, the substantial aspects of the cooperation, and then each side will be financed by ordinary procedure, national procedure, Italian and French procedures. Okay, thank you, very clear. And are there specific sectors that type of innovation that currently generating the most momentum and interest on your side? Oh yes, we open to all sectors, all vertical sectors, so we don't have specific rule about limitation of sectors, but what we observe is that in the last few years, innovation coming from Italian startups, we have some excellence in sectors such as green economy, circular economy, sustainable mobility, space economy, so these are excellence. Then we have a lot of initiative in digital economy, obviously the use of AI, blockchain, and so on. Okay, thank you so much, Roberto. Thank you. Now, Alexandre, so why a French-Italian accelerator, and what do you offer? Hello, everyone. So perhaps if I may make a step backward to explain in a few words what is an accelerator. So it's a dedicated program supporting SMEs, startups, SMEs, and mid-caps with consulting, training, and networking activities. We've been implementing such programs since the last 10 years. And a few years ago, I don't remember when it was, but maybe in 2021, exactly. Thank you, Armando. We decided with our colleagues from the CDP in Italy to implement a dedicated program to enhance and increase the economic relationships between French and Italian companies. Why? Well, obviously, Italy is our third main economic partner in France, both in terms of exports and imports. So it was very important for us to try to support company in order to help them in making more and more business with our partners from the other side of the boundary. And it's in a short, it can be like easier to export closer rather than every time going in other continents. So this is the origin of this program. And so it's a program which lasts 12 months. And it's inside the program, you have special assignments with Sciences Po and Bocconi, which are top-level business school, both in France and in Italy. And we organize peer-to-peer and network activities between both French and Italian companies. Okay. Thank you so much, Alexandre. And more precisely, how do you work with CDP and Armando? Armando, you can complete me. How do we work together? From the beginning, we work very closely together. There is a steering committee with my team like every month. So every month we organize a steering committee in order to recruit, to set up, to define the content of the assignments, of the seminars. We work together in order to find potential partners to both French and Italian companies. So it's I said like it's the steering committees are set up every month, but it's a day-to-day activity and a day-to-day project that we are running together. Okay. I don't know if you want to add something, Armando. No, you have well explained it. Okay. Thank you so much. And what is the impact on French companies? Well, I have a few data to share. So since the beginning of the program, so we have launched 3 editions of this accelerator. The last one was launched in July, and it's been around 40 French and 40 Italian companies, if I'm right, Armando? The last one was... the last one was 6 from France and 12 from the side. Yes, exactly. But from the beginning, overall, 40 and 40. overall, we engaged around 70 companies in the first and second edition of our programs, Yeah. and around 20 in the last one. Yeah, So, okay. moreover, we have engaged 19 companies since 90, the so 2021. 80, I was not that wrong.
a few data that I have that for the 14 French SMEs from the second edition, the turnover grew by 13%. So it's really noticeable between 2022 and 2023. And the turnover, the export turnover, this is what is very interesting in such a program, increased by more than 20% over 2 years. In terms of employments, French companies, and maybe you will complete with Italian companies, new jobs were created, like a dozen of new jobs created, particularly in international function, of course. And every companies have worked on their business plan, expanded their sales approach, opening new channels, etc., etc. What can I add? The average satisfaction is very high because it's interesting to say that in France, in our side, the accelerator program were created and launched by former employees from Renault, so from the automotive industry. So we have a lot of KPIs, of quality KPIs that we follow every day. And what we can notice on this program particularly is that the average satisfaction is more than 90%, so we are very proud of it. And I thank our Italian partners because you're a big part of this program. Yeah, very clear. And could you share with us a business success story, please? Yeah, maybe I have a pharmaceutical company, a EMEA pharmaceutical company, so it's an SME, 10 million euros of turnover. And so it's a company based in near Orléans, like a lot of companies in pharmaceuticals. So it's a French SME which produces aluminum caps for injectable pharmaceuticals, and it's unique in France, and there are very few companies in this activity in Europe. And through the accelerator, we connected the MEA pharmaceutical with an Italian company which is called Pagani Capsule, and it's a 70-year Italian company, industrial and manufacturer in Milan. And the partnership has already added 5% of turnover more on the Italian side for EMEA, and paved way for new potential acquisition project that they will run together. So it's a very nice story, a wedding story. Okay, amazing. Thank you very much. And now, Armando, please. So could you explain how Cassa dei Depositi e Prestiti supports Italian companies, please? Yes. Good morning, everyone. It is a pleasure to meet here again in Paris. First of all, I would like to thank BP France team for inviting me to BIG 2025, which I believe is one of Europe's most important events dedicated to supporting corporate growth. With reference to your question, Cassa Depositi e Prestiti promotes Italy's sustainable development by sustaining business competitiveness, infrastructure, and local development. In particular, Cassa Depositi e Prestiti support the growth, innovation, and internationalization projects of small and medium enterprises, mid-cap, and large corporates, thanks to a range of measures that are direct financial support, that is additional and complementary to the banking systems, dedicated to companies with a turnover higher than 25 million, including direct corporate loans, loans for internationalization, and export credit. Moreover, we have an indirect financial support for companies with a turnover lower than 25 million, including instruments dedicated to financial institutions to facilitate the SMEs access to credit. In addition, we also developed alternative form of finance for small and medium enterprise and mid caps by structuring innovative financial solutions to facilitate the access of small and medium enterprise to alternative financing channels. And finally, Cassa Depositi e Prestiti believes in the importance of human capital, and for this purpose, two types of initiatives have been developing during the last years in order to promote the growth of a managerial culture. The first service is represented by the accelerator programs, with the aims of supporting the growth of companies in both domestic and foreign markets through training and business matching activities, access to an European network, guidance to the capital market, and support in identify the company strategy priorities. The second service is the capital structure advisory to support companies in the analysis of their
historical forward-looking financial results in order to better understand their competitive positioning and their real needs in terms of strategic action to be implemented in order to grow both domestically and internationally. Okay, thank you so much. And Alexandre has already started to answer the question, but could you give us more details on how the cooperation between Cassa Depositi e Prestiti and BPI France all started, please? Yes, of course. Let me mention the institutional context to better explain the origin of the cooperation between Cassa Depositi e Prestiti and BP France. Well, in 2021, Italian-French government signed the Quirinal Treaty in order to establishing an understanding to enhance the cooperation between our two countries and to face common challenges together. These challenges include facilitating mutual investment, particularly by launching joint projects to support growth of startup, small and medium enterprise, and large corporate. But I would like to point out that this treaty is framed within an economic context that shows numerous synergies between our two economies, as demonstrated also by the recent figure on export related to financial year 2024. In fact, French export to Italy is approximately 45 billion, while Italian export to France reach nearly 62 billion. So, to exploit these synergies and to provide support to cross-border businesses, Cassa Depositi e Prestiti and BP France, together with other partners such as Elite, Business France, the French-Italian Chamber of Commerce, developed the French-Italian Accelerator in 2021, a program with the aim of supporting the growth and internationalization processes of small and medium enterprises and mid-caps in the French and Italian markets. In particular, the main goals of the programs are fortifying the export strategy by supporting companies in identifying the best growth model to adopt, developing business opportunity with potential stakeholders through the one-to-one business matching meetings, and finally, benefiting from the exclusive relationship with the leading French-Italian institutions such as BP France and Cassa Depositi e Prestiti. So far, we have launched the 3 editions of the programs, and the last one is currently ongoing. Okay, and Alexandre has shared with us the results of the program for French companies. How is it on the Italian side, please? We have around 70 companies participating in the first and second edition of the programs, with nearly 100 hours spent on lessons focusing on export and internationalizations, gaining insight to French-Italian market trend and structure to better refine the business development strategies. Moreover, companies attended more than 400 business matching meetings for each edition, nearly the 30% of which translate into concrete business opportunities. Furthermore, given the positive response to the initiative, we have decided to develop a 3rd edition launched in July 2025 with the participation of 19 French-Italian companies representing different industries and ambitions within the French-Italian markets. In particular, the program is structured into 4 modules, alternatives between Paris and Milan. Each module lasts 2 days, the first dedicated to training and second business matching activities. And the first module of 3rd edition took place in Paris. We have already received very positive feedback from the companies, as Alexandre said before, and consider that Italian companies already had more than 60 one-to-one business match meetings, which we hope could generate potential business opportunities. Okay, thank you so much. And do you have some example of Italian companies to share? Italian companies that already operate in France, for instance? Yes, of course. I believe that the example of Italian company already operating successfully in both French-Italian market is the clearest evidence of the potential synergies between our two economies. The first example is Allied International, a company founded in 2000 that has become a world leader in the distribution and stocking of all type of pipes, flanges, and special products for the extraction, distribution, and the processing of energy supplies, with a specific focus on transportation of water, steam, oil, and gas. Well, this company has 16 production facilities, 2 of which located in France, where it has also 3 commercial branches. The second example is Italpizza, a company founded in 1991 that has become a leading producer of frozen pizza in Europe and Italy, and of course, the Italian leading exporter in the American market. In 2024, the company acquired a production site in France,
that serves as a strategic production hub, facilitating the distribution of its product across the region. Okay, thank you so much. I think we have time for questions now. So are there any questions from the audience? Okay, it means everything was clear? Okay, thank you. Yeah. There's not enough language? How do you study? Non, ça marche pas. Okay. How do you study the go-to-market strategy to go in the French market, for example? That's a really good question. Because when we engage in Italian companies during the preparation phases, okay, we maps all the needs of Italian companies. No, for example, there are some companies that want to grow abroad, simply widen their customer base. Other companies that want to go through an M&A process. Okay, after heavy mapping all their needs, thanks to the work of the French-Italian Chamber of Commerce, we help Italian companies to meet the right stakeholders by organizing business match meetings. And this is the same approach adopted by BP France. They map all the needs of French companies, and then they rely on the experience of Business France that organizes business match meetings with Italian companies. And of course, I would like to point out that the work of Business France and BP France, together with the knowledge of market of Cassa Depositi e Prestiti and BP France, help French-Italian to meet the right stakeholders aligned with their needs. Thank you so much. Are there? Yeah. Okay, please. Can I get the mic? Good morning, everyone. Thank you. And do you see some space and some opportunities for cultural and artistic market between France and Italy? Okay. Of course, to be honest, relying on my experience until now, we didn't have companies operating in some specific industries. But I rather say, why not? If there is a company that operates in this industry and has a specific needs in order to approach new market abroad, why not? We can try to map in their needs, and after that, relying on Business France or the French Chamber of Commerce experience in order to help company to widen their customer base in the French-Italian market. If I may add something, of course, I completely agree with you, Armando. The companies involved in this accelerator are more industrial from the industrial sectors, but we have a lot of clients in France from the fashion industry, for instance, that already work a lot with Italian workshops. So this is definitely something we could enhance in the future. Thank you so much. Are there other questions? Yes? Good morning. I have a question. So during the introduction, they talk about the single market, which is like a priority at the European level. And I was wondering on which area or which industry France and Italy together would be stronger than just France from one side and Italy on one side. I mean, in which industry and which area France and Italy should work more together in the future and tomorrow? Oh, it's a big question you're asking, actually. I will answer very basically from the bottom, actually, because we work with SMEs and mid-caps, so we work with the bottom, actually. We have a lot of examples of industry working together in automotive industry, pharmaceuticals, fashion industry, as I said before. So we would have to work in every sector in particular to understand what are the possibilities, and I'm afraid I'm not the right person to answer to your question. But we do have in the 6,000 companies BP France has accelerated in the last 10 years.
A lot of companies, as I said, in automotive, pharmaceutical, fashion, energy industry as well, already working in the Italian markets. Okay, thank you Yeah, so much. so yes, Go let ahead. me add that thanks to the experience of BP France, French Italian Chamber of Commerce, Business France, we are able to meet the needs of all industries. But I think that Alexander has summarized correctly. I want to add that I see some point of contact, in particular with reference to luxury, okay, defense, space, logistic, and in general manufacturing sector. Thank you so much. Roberto, do you have something to add in this matter? Yes, I would like to answer the previous question about artistic and creative. There's a lot of interest at European level to define creative industries. In Italy, as in Vitalia, we manage a specific aid scheme for creative and cultural businesses, and we are trying to find a way to give economic value to artistic and creative initiatives. So we also see from innovative startups some interesting and excellent initiatives, projects in this field, using, for instance, blockchain to track artistic operas, and obviously AI, a lot of new technologies apply to creative sector. So I didn't mention it before to answer Camille, but it's one of, we have not a lot of initiative, but they're few very interesting. Thank you very much. Maybe one last question? Yes, Thank you. Hello. I know that BPI uses a pool of external consultants to help the SME depending on their needs. And I was wondering, on the Italian side also, do you have this method to use external consultant to help your Italian SME go in France or in Europe? Of course, it happened that SMEs ask the needs of external consultants, for example, for preparing a strategic plan, okay? But they are not directly engaged by us, no, to be honest. They ask the help of external consultants, and especially SMEs, no? And on Invitalia's side, maybe? Yes, of course. Enterprises, businesses, also team of individuals that are willing to set up a startup can ask for our services of tutorship and mentorship to set up a business plan and then to apply for our financial scheme. And after the financing, we also have sometimes tutorship and mentorship services to go side by side with the projects carried on by the startup that we financed. Thank you so much. Maybe if you all have final words for this Franco-Italian strategic partnership you want to share with participants. Do you have a word to conclude, Armando? Or? Yes. Well, first of all, we would like to continue to work with BP France to support the 19 French-Italian companies participating in the third edition that will end next years. Then, given the well-established and long-lasting relationship with BP France, of course, we would like to develop together a new program to support the internationalization of French-Italian companies. I think that in coming months we will discuss together with the colleagues of BP France potentially opportunities to develop together in the future. Thank you. Roberto from Invitalia? Yes, we strongly believe in this initiative. It's the first time there's a joint call to finance projects between Italy and France. And I think it's an important step to higher the level of innovation and competitiveness. So we will see the result, but we strongly believe it's a good initiative. Thank you. Alexandre, do you have something to add? Yeah, sure.
I mean, French companies have definitely a lot to learn from Italian companies. We're always looking towards our German neighbors and towards what we call the Mittelstand, so big SMEs and mid caps. But in Italy, I mean, French companies have a lot to learn on how Italian SMEs and mid caps cooperate together to gain new markets, and how do they definitely work together to be stronger and stronger. And this is something which is very full of insights from us. Okay, thank you so much. Thank you for everyone who attended, and thank you to our guests.
Là, c'est pour les questions, mais sinon, on peut prendre. Un essai. Et pour raccourcir votre attente, Antoine va vous chanter une chanson franco-allemande. Un, deux, ouais. Ça te dérange pas? Bonjour à tous, bonjour à toutes. On enchaîne avec un atelier dédié aux couples franco-allemands. Donc merci à vous tous et toutes d'être là et on est ravis d'accueillir des intervenants qui vont pouvoir se présenter dans quelques secondes. Donc pour commencer, aujourd'hui on va porter un regard sur le couple franco-allemand en tant que pilier de l'intégration européenne et on va se pencher sur les complémentarités, les synergies qui existent entre nos deux pays et les manières de les renforcer afin de construire les bases d'une stratégie commune pour l'Europe. Donc je suis toujours Camille Tangtaï-Pinois de la direction innovation au sein de l'équipe innovation collaborative internationale. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Berner, qui est Managing Director de la CCI France-Allemagne. À ses côtés, Emmanuel Heyer, qui nous vient directement de Fraunhofer. Et enfin, Antoine Garibal, qui est le directeur de la stratégie et du développement de Siemens France. Et navré, Emmanuel, j'ai oublié votre titre. Emmanuel est représentante du département Smart City. Donc on va pouvoir commencer. Tout d'abord, on va se pencher sur le couple franco-allemand. Ensuite, on verra les opportunités que cela offre aux entreprises françaises. Et enfin, on verra des exemples concrets de synergie entre la France et l'Allemagne. Donc pour commencer, Frédéric, merci d'être ici. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le rôle de la CCI France-Allemagne et nous indiquer comment elle travaille avec BPI France? Oui, alors CCI France-Allemagne, bonjour à tous d'abord. Bienvenue sur cet atelier France-Allemagne. CCI France-Allemagne, c'est une des 125 chambres de commerce et d'industrie françaises à l'international. On est installé dans 98 pays dans le monde. C'est quelque chose comme 900 collaborateurs dans le monde, c'est une centaine de centres d'affaires. C'est 36 000 entrepreneurs qui sont adhérents de nos associations, puisque nous sommes des associations de droit local, comme c'est le cas en Allemagne. Une adhésion volontaire. Et c'est un réseau qui a la particularité d'être à 100% autofinancé, donc nous n'avons pas d'aide publique. Nous sommes en fait compétents pour ancrer les PME et les ETI dans les différents pays dans lesquels on est installés, ce qui fait qu'on les aide à créer des filiales, on héberge ces filiales, on gère ces filiales, on les aide aussi à faire du business développement, du recrutement de personnel, de la croissance externe. Et pour répondre à ta question, BPI France, oui, c'est un partenaire de longue date du réseau des chambres et en particulier en Allemagne. En Allemagne, nous sommes 40 salariés. On a notre siège à Saarbrück, juste à la frontière. D'ailleurs, le président Macron nous fera l'honneur dans la semaine prochaine de nous rendre visite à l'occasion de la fête nationale le 3 octobre. Et donc 40 collaborateurs, notre siège à Saarbrück, une antenne à Francfort. Et pour revenir à BPI, BPI nous confie les projets d'implantation des entreprises qu'elle accompagne. Et nous les oriente, mais aussi et surtout les finances, les accompagne financièrement, on va dire, avec plusieurs produits comme l'assurance prospection, la garantie les prêts garantis à l'international et puis la garantie de projet international pour en fait accompagner ou soutenir ou sécuriser les fonds propres que les entrepreneurs investissent dans leur filiale. Très clair. Et aurais-tu, s'il te plaît, des détails à nous apporter sur l'environnement des affaires en Allemagne, les investissements étrangers? Alors, tout à fait. Là, je suis obligé d'ouvrir mon anti-sèche. Alors, je crois que le thème de Big cette année, c'est la vérité. Voilà, donc on va pas se mentir.
L'environnement des affaires n'est pas florissant. On est en France comme en Allemagne, dans des économies relativement stagnantes depuis plusieurs années. Et puis surtout, on a des enjeux de transformation très très profonds qui sont compliqués pour l'Allemagne comme pour la France, avec des défis très très lourds de compétitivité, de transition énergétique, de transition numérique, de souveraineté industrielle, de contexte géopolitique tendu, etc., etc. Mais dans tout ça, le réflexe franco-allemand reste fort. Vous le savez, l'Allemagne, c'est le premier partenaire économique de la France. C'est 12 à 13% des échanges mondiaux que la France se font avec l'Allemagne. On a 61 milliards d'euros de stock d'investissement français en Allemagne. Il y a à peu près 5000 filiales, 350 000 emplois français en Allemagne. Et inversement, la France n'est que le 4e partenaire économique de l'Allemagne, après la Chine, les États-Unis et les Pays-Bas. Mais c'est un stock d'investissement de 112 milliards d'euros allemands en France, 4000 filiales, 400 000 emplois. Et l'Allemagne figure systématiquement parmi les premiers investisseurs année après année. Quand on voit le rapport et l'étude menée par Business France sur l'investissement étranger, l'Allemagne est soit à la première, soit à la 2e place depuis plusieurs années. Et peut-être en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous parler des opportunités qui existent? Alors là, j'ai un peu plus de texte, mais je vais faire vite. En fait, c'est vrai que historiquement, les investissements croisés allemands en France et français en Allemagne étaient quand même plutôt sur des domaines dits traditionnels, automobile, aéronautique, électrotechnique, chimie, pharma, même le commerce de détail, avec nos amis Aldi, Lidl, Norma, qui ont bien investi le territoire français. À l'inverse, il y a un peu moins de détaillants français en Allemagne, mais Decathlon, par exemple, est un bel exemple. Maintenant, ce qui va orienter les investissements, c'est, à mon avis, deux grandes dynamiques. Une première dynamique sur laquelle je pense que tu reviendras, qui est politique, avec aujourd'hui une nouvelle impulsion franco-allemande. Pour ceux qui ont suivi les conclusions du dernier Conseil des ministres franco-allemand à Toulon fin août, il y a une feuille de route et il y a des décisions de conjonction d'intérêts très forts entre la France et l'Allemagne sur plein de sujets. Mais la deuxième impulsion, et c'est probablement la plus intéressante et la plus importante pour les entrepreneurs français, c'est celle qui est, la conséquence du plan de relance allemand. Le plan de relance allemand qui a été mis en place avec l'avènement du nouveau gouvernement Merz, il a un certain nombre de sujets qui sont très intéressants pour les entrepreneurs français. Il y en a 5, je vais les passer très vite en revue, je te promets. Il y a un premier sujet de fiscalité. L'impôt sur les sociétés en Allemagne est de 15%. Alors à ça s'ajoute une taxe professionnelle, ça fait qu'on arrive à peu près à 30% d'imposition sur les bénéfices en Allemagne, mais la partie impôt sur les sociétés va passer de 15 à 10 progressivement jusqu'en 2032. Et surtout, il y a la décision de mettre en place un amortissement exceptionnel de 30% sur tous les investissements faits par les entreprises la première année où elles investissent. Et ça va donner un coup de boost phénoménal dans l'investissement productif. Donc toutes les entreprises qui sont des fournisseurs d'équipements de production, d'équipements de recherche, de contrôle, de recyclage, bref, d'équipements pour l'industrie, bienvenue en Allemagne. Deuxième sujet, la défense. On passe de 2% de budget de la défense, dans 2% du PIB, à 3,5% dans les prochaines années. C'est doubler finalement le budget de la défense, passer de 75 à 153 milliards d'euros en 2029. Donc là aussi, pour toutes nos PME qui sont à la fois fournisseurs d'équipements, de composants, de sous-traitance, les grands donneurs d'ordre comme Rheinmetall, Hensoldt, Airbus Défense, etc., bienvenue en Allemagne. Troisième sujet, les infrastructures. 500 milliards d'euros décidés par le Bund, le ministère, l'État fédéral. 500 milliards d'euros sur 12 ans, avec des sujets comme le ferroviaire, les infrastructures ferroviaires, l'hydrogène, les interconnexions électriques nord-sud, la recharge électrique, le chauffage urbain, bref, toute une série de sujets qui, là aussi, sont un appel d'air phénoménal pour des fournisseurs français de composants, d'ingénierie, de maintenance, de BTP. Quatrième sujet, l'innovation. La réforme du crédit d'impôt recherche en Allemagne, qui va le rendre beaucoup plus percutant. Un fonds souverain de 10 milliards d'euros et un fonds d'avenir de 25 milliards d'euros pour faire du capital risque. Tout ça financé par l'État fédéral. Donc là, plein d'opportunités pour les acteurs du numérique, de la cybersécurité, du cloud, etc. Et puis, last but not least, la transition bas carbone. Là, beaucoup d'industriels allemands sont très intensifs en énergie.
et ont beaucoup de difficultés en termes de prix d'approvisionnement en gaz et puis de prix de l'énergie électrique. Donc là, des aides à la décarbonation de l'industrie sont fléchées vers les industriels de convertir les pipelines de gaz en pipelines d'hydrogène, électrifier les flottes de véhicules, etc., etc. Donc là aussi, pour les entreprises françaises dans l'ingénierie, dans l'équipement, dans le composant, tout ça lié à l'énergie, un grand nombre d'opportunités à saisir. Et je terminerai pour juste témoigner du fait que c'est un vrai Big Bang en Allemagne. En juillet, il y a un consortium de 61 grands industriels allemands, enfin grandes sociétés allemandes, dont Siemens, qui a mis en place un consortium qui s'appelle Made for Germany, et qui, dans la foulée du plan de relance allemand, a annoncé 631 milliards d'euros d'investissements qui seront faits sur le sol allemand à horizon 2028 par ces industriels. Donc là, on a une Allemagne qui se reprend en main, qui se ressaisit. C'est l'occasion, on va dire, pour nous autres entrepreneurs français de prendre des parts de marché. C'est le moment, il faut y aller, quoi. Merci beaucoup Frédéric. Maintenant, si on s'adresse à Fraunhofer, Emmanuel, comment Fraunhofer s'inscrit dans cette dynamique franco-allemande? Oui, merci. Tout d'abord, je voudrais faire le lien entre le thème de la BIC cette année, qui est la vérité, et puis le thème de notre panel ici, qui est le couple franco-allemand. Et si on est honnête, la vérité, c'est que dans un couple, il y a des hauts et des bas, il y a des phases où on est plus proche et des phases où on est moins proche. Et tous les trois, on est d'accord de dire, j'espère, Antoine aussi, qu'il y a vraiment un renouveau. Et Fred, tu l'as déjà dit lors de la conférence des ministres franco-allemands, donc il y a à peu près il y a un mois à Toulon. Et il n'y a pas seulement 8 domaines stratégiques de coopération qui ont été définis, qui s'inscrivent parfaitement dans France 2030 et dans la high-tech stratégie 2025. On a aussi utilisé plusieurs fois le mot réflexe. Et le mot réflexe franco-allemand, c'est peut-être avec ça que nos entreprises en France et en Allemagne doivent aller ces prochaines années, surtout en vue de cet investissement énorme qui est fait en Allemagne. Et il y a vraiment un support politique pour que les entreprises françaises aussi viennent. Plus concret aussi, on a en ce moment les dialogues verticaux qui sont organisés par l'INRIA en coopération avec le Fraunhofer dans 12 thèmes stratégiques. Et c'est du concret parce que c'est vraiment des entreprises des deux côtés qui se retrouvent sur des thèmes particuliers et qui essayent de faire des projets innovants. Et les résultats de ces dialogues vont aussi aider à faire la roadmap, la feuille de route, merci. La feuille de route pour l'intelligence artificielle en Europe. Donc c'est vraiment la base franco-allemande en fait, qui est très importante. Et ce que je peux rajouter, c'est que j'aurai l'occasion de le dire après, le Fraunhofer est un très grand centre de recherche en Allemagne et que nous ressentons qu'en ce moment, il y a vraiment une dynamique dans les activités avec la France et qu'on essaye vraiment de se positionner de façon stratégique. Donc ici aussi, l'appel aux entreprises françaises. Merci Emmanuel, ça nous fait une excellente transition sur les opportunités que peuvent saisir les entreprises françaises. Antoine de Siemens France, comment est-ce que le groupe s'intègre dans cette dynamique franco-allemande et quelles pistes concrètes s'offrent aux entreprises françaises, s'il te plaît? Alors bonjour à tous. Moi je travaille chez Siemens, donc, qui est une très grosse société qui fournit des solutions à la fois hardware et software pour régler les plus gros problèmes du moment. Pensez à la décarbonation, pensez à l'énergie, pensez à la santé, etc., etc. La compétitivité, vous voyez, les emplois industriels en Europe, voilà. Et nous sommes présents en fait dans beaucoup de pays. Nous avons été créés par un entrepreneur, peut-être comme l'un d'entre vous, Werner von Siemens, en Bavière, il y a un peu moins de 200 ans, qui était vraiment un type génial. Et sa première idée pour aller après à l'export, ça a été de créer une filiale en France, il y a 175 ans. Voilà. Et donc nous sommes juste un peu les héritiers, vous voyez, de cette dynamique entrepreneuriale très forte. Donc dès le début, vous voyez, le couple franco-allemand, ça a été un peu au cœur de l'histoire de Siemens. Nous travaillons sur des problèmes en fait qui ne s'arrêtent pas aux frontières, malheureusement. Pensez, j'en ai donné quelques exemples, hein, la compétitivité industrielle en Europe. Ce n'est pas juste un problème allemand ou un problème français. Et en fait, nous sommes persuadés que nous devons aider les industriels de toute taille, les très grandes sociétés, les ETI, le Mittelstand, les PME, les startups,
à trouver vraiment les bonnes formules pour être compétitif d'une façon globale. La décarbonation, c'est aussi un sujet sur lequel l'Europe a pris un certain leadership, et il faut les technos. Il faut les technos pour livrer, pour tenir nos promesses. Voilà, nous sommes vraiment dans ce monde-là. L'intelligence artificielle, là vous entrez en fait dans le monde des données industrielles, c'est juste en fait la sauvegarde de l'industrie européenne qui est en jeu là. Et donc avec les bons softwares, les bonnes plateformes, les bonnes applications développées par les startups, nous pouvons en fait créer un avantage compétitif pour les sociétés industrielles en comparaison de ce qui se passe en Asie ou sur d'autres continents. Voilà, nous on est vraiment au cœur de toutes ces problématiques. Et encore une fois, nous sommes très sollicités à la fois par les gouvernements allemands et français pour essayer d'infuser dans le tissu industriel de l'Allemagne, de la France, vous voyez, tous ces petits avantages, ces petites solutions, ces technologies qui permettent à tous en fait de rester compétitifs et donc d'envisager l'avenir, voyez, sereinement, même si quelquefois les situations économiques sont un peu compliquées. Et dans quelle mesure, justement, Siemens s'investit auprès des entreprises françaises pour leur offrir des opportunités telles que des incubateurs ou des partenariats? Alors, nous travaillons avec toutes les sociétés, en fait, quelle que soit leur taille, mais peut-être que je vais insister juste sur ce que l'on fait avec les startups. Et en fait, on travaille dans de multiples dimensions avec les startups, qu'elles soient industrielles ou pas. Déjà, à chaque fois que nous avons un besoin en interne, pour nos usines, pour nos ingénieries, etc., nous consultons l'écosystème de start-up qui est en France en particulier pour savoir ce qui existe. Et notre priorité est plutôt de travailler avec vous plutôt que de réinventer des choses à notre côté. Deuxièmement, nous avons l'habitude de vous emmener, vous, start-upers, chez nos clients. Dans beaucoup de contrats, en fait, on voit un client qui veut une plateforme Siemens, qui veut du hardware Siemens, des équipements prouvés Siemens, et qui veut aussi, quelquefois, une dose d'innovation portée par une start-up. Voilà. Nous savons travailler avec vous pour pouvoir gagner des contrats ensemble. Voilà. Ça, c'est une deuxième dimension très, très importante. Troisième dimension, vous, start-upers, êtes aussi nos clients. Et en particulier, nous vous donnons accès, par exemple dans les métiers de l'ingénierie, à un très grand nombre de software industriels en mode SaaS. C'est-à-dire vous avez accès à toute cette valeur ajoutée. Jusqu'à il y a quelques années, c'était les très grosses sociétés, les Stellantis, les Airbus, Safran, etc., qui pouvaient s'offrir ces softwares. Désormais, comme ils sont disponibles as a service, pour quelques centaines d'euros par mois, vous pouvez développer, vous pouvez concevoir, voyez, sur ces produits. Voilà, 3 petits exemples, 3 dimensions pour vous dire à quel point, en fait, vous êtes important pour nous et travailler ensemble va faire la différence. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Frédéric, tu as déjà abordé un petit peu le point, mais est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous expliquer comment concrètement la CCI franco-allemande aide les entreprises françaises à s'implanter en Allemagne? Je ne vais pas rentrer dans le détail. En fait, notre démarche, notre stratégie, c'est de s'adapter à l'exigence du marché allemand. Et pour des PME et des ETI françaises, c'est pas toujours évident. Le ticket d'entrée peut paraître élevé, de se dire que voilà, pour inspirer confiance vis-à-vis d'un Allemand, il faut que je monte une filiale, il faut que je recrute du monde, ça va me coûter un billet, je suis même pas sûr de réussir. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a investi, et on a investi en ressources humaines, en moyens pratiques pour les entrepreneurs. On met ça à disposition du plus grand nombre pour que ce ticket d'entrée soit moins risqué et moins onéreux. Mais là où je voudrais peut-être en venir, c'est sur finalement les 3 voies qui me semblent pertinentes à regarder pour les entrepreneurs français qui viennent à la conquête du marché allemand. C'est de se dire, est-ce que je vais rester dans une logique d'exportation depuis la France, donc travailler le marché depuis la France. Dans ce cas-là, ma recommandation, c'est quand même de germaniser un minimum, d'avoir un point d'entrée avec un numéro de téléphone allemand, une adresse en Allemagne, histoire de ne pas avoir cette première barrière et cette première appréhension que tiens, ça pourrait être compliqué de bosser avec eux. La deuxième voie, c'est d'avoir décidé de s'ancrer commercialement, donc monter la filiale. Et là, la bonne idée, c'est de confier toute la partie, on va dire, non essentielle du projet à des gens comme nous. La création de la filiale, l'hébergement de la filiale, la gestion administrative, etc. Et puis se concentrer vraiment sur le business développement avec ses propres ressources, pourquoi pas avec le recrutement d'une première personne. Et puis la troisième voie, et c'est celle que j'aimerais un petit peu détailler, c'est, on parlait tout à l'heure d'un moment franco-allemand, politique, économique,
Mais je crois qu'il y a aussi un moment franco-allemand entrepreneurial parce que dans nos deux pays, on a une pyramide des âges des entrepreneurs du Mittelstand et des PME en France qui fait que, en tout cas en Allemagne, d'ici 2029, il y a 540 000 entrepreneurs qui songent à passer la main. C'est autant d'opportunités pour prendre pied sur ce marché avec un cheval de Troie, puisqu'on a tout d'un coup, si on prend des participations ou si on rachète une entreprise allemande, une identité allemande locale et on peut mieux répondre aux appels d'offres, etc. Mais c'est aussi intéressant et important parce qu'on l'observe, nous, dans les projets qu'on accompagne, 1+1 en franco-allemand fait souvent plus que 2. On a des complémentarités très très fortes entre la France et l'Allemagne, pour n'en citer que 2. Les Allemands sont des techniciens hors pair, c'est des experts techniques, ils ne sont pas toujours très bons commerciaux. Les boîtes françaises ont une dynamique commerciale qui est souvent très enviée en Allemagne. Et le deuxième exemple, c'est le côté très résilient, très bodenständig, on dirait en allemand, très prudent, très posé, mais du coup très résistant des entrepreneurs allemands. Et puis le côté plutôt agile, on va dire à la française. Marier ces deux composantes dans un seul projet, à l'occasion d'un rachat d'entreprise, c'est vraiment souvent la clé de la réussite. Merci beaucoup Frédéric. Si on passe maintenant à des exemples concrets de secteurs clés pour le couple franco-allemand. Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment le réseau de Fraunhofer apporte aux entreprises françaises et concrètement, qu'est-ce que ça implique? Oui, bien sûr. Alors, le Fraunhofer, c'est en fait 74 instituts de recherche appliqués en Allemagne. Donc, je sais que c'est quelque chose qui n'existe pas en France, c'est assez surprenant. Et on a 7 domaines stratégiques, entre autres l'intelligence artificielle, la bioéconomie, mais aussi évidemment les nouvelles technologies quantum. Et vu que c'est appliqué, notre mission, c'est vraiment le transfert de technologie. Ça veut dire que dans toutes nos activités, il y a toujours un contexte d'application concrète. Il y a toujours un client à la fin. Ça peut être ou des partenaires. Ça peut être des PME, ça peut être des startups, c'est des grosses entreprises aussi des fois. Mais ça peut être aussi des administrations ou des municipalités. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que on travaille de différentes façons, aussi un petit peu comme ce que fait le CCI ou Siemens avec les entreprises, par exemple avec des contrats de recherche, ou alors aussi ce qui existe souvent en Allemagne, les programmes subventionnés, hein, on en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi pas mal d'argent en ce moment en Allemagne pour ça, des programmes subventionnés, bilatéraux, ou alors aussi au niveau européen. Et il y a aussi peut-être quelque chose qui est pour vous particulièrement intéressant, la possibilité d'utiliser les laboratoires de Fraunhofer. Parce qu'on sait qu'équiper un laboratoire pour une start-up ou même pour une PME, c'est pas du tout évident. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer. Et j'ai dit tout à l'heure, on est 74 en Allemagne. Donc moi, je suis certaine qu'il y aura un thème, un de vos thèmes qu'on pourra trouver aussi chez nous. Tu l'as dit tout à l'heure, on a les mêmes défis en ce moment, le franco-allemand, et c'est important que le network Fraunhofer est là aussi, avec toutes ces entreprises, ces administrations, que la France puisse en profiter beaucoup plus, parce qu'on est encore assez encore très allemand. Si je prends l'exemple du Smart City, que nous faisons au Fraunhofer IESE à Kaiserslautern, on a les mêmes défis en France. Mobilité des territoires, comment est l'accès dans les territoires, l'accès aux services publics, ou alors comment on fait la décarbonisation des villes, et comment est-ce que les villes peuvent réagir au changement climatique. Vous avez les mêmes problèmes en France que nous en Allemagne, c'est exactement pareil. Et pour régler ces défis, on a besoin d'écosystèmes. Ça veut dire que les acteurs qui vivent, qui travaillent dans les villes et dans les territoires, ils doivent communiquer les uns avec les autres. Leurs systèmes doivent aussi communiquer. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire communiquer une municipalité avec un fournisseur d'énergie, avec une PME ou une start-up. Déjà, les avoir dans la même pièce, c'est compliqué. Leurs systèmes, ils sont extrêmement hétérogènes. Et c'est là que, par exemple, le Fraunhofer, nous, on aide. On est là pour faire la médiation, pour faire l'intégration technologique. On aide beaucoup dans le thème de l'interopérabilité. On pousse aussi pour les standards. Là, en Europe, il faut qu'on y aille. On a vraiment aussi un rôle à jouer en tant que France et Allemagne. Et c'est un exemple où le Fraunhofer, par exemple, a un rôle actif et peut aider les entreprises. Merci beaucoup Emmanuel. Et enfin Antoine, comment est-ce qu'on pourrait accélérer la coopération entre la France et l'Allemagne et quelle complémentarité tirer dans des secteurs clés, s'il te plaît?
Bon, c'est une question qu'on se pose depuis 60 ans, donc c'est pas comme si c'était complètement nouveau. En fait, nous, ce que nous avons observé durant toutes ces années et ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est que le politique fixe un cadre, met des moyens à disposition, éventuellement pour accélérer, mais après, en fait, ceux qui font sont les industriels. Et donc, s'il n'y a pas d'envie sur le terrain, au niveau industriel, bah, on est à peu près sûr qu'il ne va rien se passer. Donc, quels sont les sujets aujourd'hui sur lesquels il y a vraiment un appel d'air, où il y a une dynamique? Voilà, on en a cité quelques-uns. Il y en a peut-être deux sur lesquels je vais insister. Le premier, c'est la défense. Il y a depuis on va dire, 3-4 ans, une prise de conscience que les industriels français et allemands doivent mieux travailler ensemble pour aller plus vite. Les deux ont des atouts, sont très complémentaires sur des sujets, en fait, alors que ce soit la marine, que ce soit les avions, que ce soit les chars, etc., etc. Donc il y a un terreau, là, vous voyez, favorable pour qu'on fasse des progrès. Tout converge. Donc à nous de trouver les bons compromis. Et en tant que Siemens, là, pour nous, l'enjeu, c'est de s'assurer que les projets puissent être réalisés, c'est-à-dire que les industriels des deux côtés de la frontière aient les mêmes outils, et les mêmes softwares, et les mêmes modèles de données, etc., etc. Sinon, en fait, on va continuer à avoir des acteurs voyez, français et allemands qui essaieront de travailler ensemble, mais qui ne seront pas vraiment dans le concret. Ça, c'est le premier sujet. Donc, c'est un thème clé qui va nous faire accélérer. Le deuxième sujet, c'est l'intelligence artificielle dans l'industrie. C'est un enjeu majeur. Vous avez vu que la France, il y a déjà quelques années, a un peu pris un leadership européen. Ça a été un peu une voie dans le désert, à expliquer que si on ratait ce coche, les conséquences allaient être vraiment fâcheuses pour toute l'Europe. Je crois que l'Allemagne a désormais bien compris ça, bien intégré ça, et donc arriver avec des propositions, des plateformes qui permettent en fait l'exploitation des données, des capacités de cloud pour exploiter les données, les désiloter, les mettre à disposition en fait des applications avec de l'AI qui vont pouvoir apprendre sur la base de ces données. Ça, c'est un enjeu absolument majeur. Voilà, et donc si vous travaillez dans cet environnement de l'AI industriel, je crois que vous avez vraiment un avenir brillant, puisque tout le monde a envie de faire progresser les choses. Voilà, c'était deux petits exemples pour illustrer que voilà, ça fait 60 ans qu'on en parle, mais il y a encore des choses à faire très concrètes si nous, sur le terrain, nous décidons d'y aller. Merci beaucoup Antoine. Avant de clôturer cette table ronde, on va avoir le temps au moins pour une question, s'il y a une question dans l'auditoire. Merci beaucoup pour vos interventions. Vous avez beaucoup parlé de complémentarité. Et ma question, c'est sur le terrain concrètement, français et allemand, on a des mentalités très différentes. Donc comment on fait pour bien communiquer et bien travailler ensemble ? Bah déjà, il faut y aller avec humilité. Il faut y aller déjà avec l'a priori que ça va être différent. Et on imagine bien que ça va être différent quand on prend l'avion et qu'on fait 15 heures de vol pour arriver en Chine. On ne le soupçonne pas toujours, en effet, quand on franchit le Rhin. Mais ça, j'enfonce une porte ouverte, mais beaucoup d'entrepreneurs arrivent en Allemagne en disant bah, c'est le prolongement de mon marché national. Hein, donc, copier-coller. Et que nenni. Donc déjà, la première chose, c'est de prendre conscience que ça peut être différent, que ça va être différent, et de s'informer, et de se faire former, ou de faire appel à des tiers pour expliquer comment ça va fonctionner. Et puis après, il faut peut-être mettre de côté son arrogance, ou en tout cas sa prétention, et dire, bon, voilà, c'est différent, il faut que je m'adapte. Et ça va prendre un peu de temps, mais il faut que je m'adapte. Et la dernière composante, c'est le temps. De se dire, l'Allemagne et la France, l'un pour l'autre, ce n'est pas des marchés de croissance qui ont besoin de plein de choses parce qu'ils ne les ont pas encore. Hein. En général, on est dans les Verdrängungsmärkte, on dit en allemand, donc des marchés de remplacement, quoi. On va prendre la place de quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il faut du temps. Et on n'est pas sur un marché où on peut faire un coup et réussir immédiatement. Il faut se dire que c'est un business plan sur 2, 3, 4, 5 ans, mais que ça vaut le coup parce que derrière, on fait l'objet d'une fidélité à toute épreuve quand on a réussi à faire ses preuves, quoi. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais... Quelque chose à rajouter, Emmanuel ?
Ouais, la fidélité. Je trouve que c'est vraiment ça. C'est un peu difficile. Donc, je suis expatriée depuis 20 ans en Allemagne. On a du mal à rentrer en contact peut-être avec les Allemands, mais quand ils voient que c'est du solide, que c'est concret, et ben par contre, quand on est après ça reste aussi. Il y a une raison pourquoi il y a des clichés, hein, pourquoi les clichés existent, mais c'est bien les clichés aussi. Les Allemands, ils adorent la France. C'est vraiment ça, il faut le dire, hein. Ils trouvent notre pays magnifique. Ils aiment aussi notre culture. Moi, je trouve qu'on a eu, en tant que Français, peut-être un petit peu trop tendance à voir les Allemands de façon un petit peu critique. Mais en fait, on s'aime, les deux pays, et ça prend le temps. Il faut que les gens se rencontrent. Mais l'expérience que nous, on fait, c'est qu'à partir du moment où il y a des thèmes concrets, bah, le reste, ça marche, hein. C'est comme quand on envoie des développeurs aller travailler avec l'équipe de commerce, hein. Ça ne se fait pas tout de suite d'un coup. Donc là, c'est pareil. Donc, oser, ça vaut vraiment le coup, l'expérience franco-allemande. Donc on retient fidélité, amour et humilité pour ce couple franco-allemand. Antoine, quelque chose à rajouter pour finir? Oui, pour répondre à cette question, moi, j'étais en train de réfléchir finalement à ce qui est important chez Siemens en France, et finalement qui a été poussé, encouragé par le groupe, qui est très bavarois dans sa genèse, hein. Peut-être deux exemples. Beaucoup de R&D. En fait, le groupe, donc, qui est très allemand encore une fois, reconnaît l'excellence de l'ingénierie française. Vous voyez, les ingénieurs français sont reconnus par les Allemands comme étant très créatifs. Les ingénieurs français savent partir d'une feuille blanche et ont vraiment beaucoup d'idées. Ça, c'est un premier axe. Et donc, dans le software également, beaucoup de R&D. Pourquoi? Parce que nous avons des écoles d'ingénieurs qui sont très compétentes. Et regardez ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, etc. Vous avez bien en tête que beaucoup de pépites européennes, en réalité, sont françaises. Voilà, donc ça, ce sont des... Vous voyez, cette reconnaissance est très importante. Après, de l'autre côté, pour nous, Français, nous avons appris le pragmatisme allemand. C'est-à-dire, quelquefois, en fait, on a envie de faire des ouvrages d'ingénierie considérables, et les Allemands nous disent, bon, on va commencer simple, on va pas brûler les étapes. Voilà. Donc c'est un peu dans cette reconnaissance, dans cette conscience des forces et peut-être des points d'amélioration des uns et des autres que l'équilibre peut se trouver, quoi. Merci beaucoup Antoine. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps pour une autre question. Mais merci infiniment pour cette participation à cette table ronde sur le couple franco-allemand. Et sachez que si vous souhaitez collaborer avec nos amis allemands, BPI France et la DIM ont lancé un appel à projet franco-allemand qui sera ouvert jusqu'à début décembre 2025. Merci à tous et à toutes.
Ah, yeah. Okay, good morning, everybody. Welcome to this roundtable on the Agora Horizon stage. My name is Jeanne Andrade. I'm an innovation project manager in BPI France, and I'm happy to present today this roundtable dedicated to digital innovation, a driver of Franco-Japanese cooperation. So today we have two wonderful speakers, Mr. Fumihaka Ibihara, General Director of NEDO, and Mr. Marc Kaplan, CEO and co-founder of VeriCloud. We'll have 30 minutes together, and I would like to highlight how important it is to hear from both the funding agency and also the company innovating when you talk about Franco-Japanese cooperation. So I think it will be very interesting to have both point of views, and we will start first with Mr. Fumihaka Ebihara from NEDO. Hi, thank you for having me in a special panel discussion event today. So my name is Fumiaki Ebihara. I'm a Director General in NEDO European Office. So I also have a different position as a special advisor to Japanese government, the Ministry of Economy. So I will explain about how the NEDO's role in supporting digital innovation today. So NEDO is the largest national innovation funding agency about energy, environment, and industrial technology. It's very similar to BPI France and partially similar to ADEM in France government. So we are under the umbrella of the METI. So we are doing like a policy about technology and R&D. So we have the 50 billion euros. So we are not research institute. So we stimulate the innovation by using subsidies. And our mission is not like a basic research, but more like a technology to market. So we are very close to commercialization, business sector. So this is the projects. So we support it in Europe between the Japanese companies and the European companies. So it is very focusing on energy environment, but so some of that is related to digital, AI, kind of like that. So we have the two measures to support for the Japanese startup to collaborate with the French companies. So first of that is the Deep Tech Startups program. So we can support two R&D projects for Japanese deep tech startups. So we have supported about 100 Japanese deep tech startups. So actually the amount of the budget is not small. So it's so competitive program. So we have the 4 public calls per year, so many chances for Japanese deep tech startups, and for R&D conducted outside Japan, up to 50%. So we use this to accelerate, to collaborate with internationally. So second one is the co-funding action. So we are joining Eureka Global Stars. So Japan is collaborating with about 10 countries, including France. So BPI France and NEDO can support for each the startups and companies. So here's so we have VeriCloud, and in Japan side we have a Nano QT. So we co-funding this
promising like startups in quantum area. So this is the great scheme. If you have idea to collaborate with the Japanese companies. So I would like to mention about the basic policy of the quantum computing. Of course, the digital has a very broad area, but in quantum computing, we have the basic focusing on 3 areas. So one is the research, and the other is the vision and the industry. So we promoted so many measures and the goals by the 2030. So 10 million quantum technology users in Japan. So Japan has, as you may know, so we have the strengths in the automobile industry and the robotics and the very hardware industry, the factories. So we can use quantum technology to be more like make the production effective. Not only that, but more like valuable to the production process. And the second one is through quantum technology production to, this is a 300 billion euros. And fostering quantum unicorn companies to create future markets. So this is a vision of the Japanese quantum policies. So this is very aligned with supporting for the Berry Cloud and the Nano QT with BPI France. So this is the last slide. This is a mapping of the industrial and the academic players in quantum. So in quantum, so many areas. So we have the strengths in technology. So Japanese companies usually is not good at doing business. So even though we have the technology, so Japanese people is very shy. So it's very hesitate. They hesitate to collaborate with internationally overseas. And we have the big market in domestic. So the role of the government, role of the NEDO is changing the mindset of the Japanese companies and the startups to see overseas. So yes, in each area you can see the name of the startups. So neutral atoms, we have the Nano QT. Nano QT is the startups of the quantum hardware, computing hardware. So the other is we have the big corporate and the startups, so mixed of the players in there. So yes, not only quantum, but AI, AI and other digital technology, we have the other players. So I would like you to know about the, so you have many chances to work with the Japanese companies, and we, NEDO, and Japanese government has willing to, as a big push to that kind of collaboration. Okay. Thank you. Thank you very much. And I think it's really important to see that when you highlight how NEDO can fund those kind of innovations, we can also fund it together with friends. And you mentioned the Global Stars program with NEDO and BPI France, which allows us to provide funding for both Japanese and French companies innovating together. And on that topic, we have one of our winners here, Marc. And I would love to hear about your perspective on being a company who innovates with Japan. So, Marc, the floor is yours. Thank you. Good morning, everyone. Bonjour à tous. So we have been awarded the Global Stars last year with Japan. And my mission today is to give you an overview of what the project is about and how the collaboration goes with our Japanese partner, NanoQT. Before that, let me just say I'm the CEO and founder of VeryCloud. We are a company operating at the intersection of cybersecurity and quantum technologies. I will not present everything that we're doing, but I will focus on this project only. So, in quantum technologies, there are a few different subfields that you might have heard about. And I mean, the main one, the one that you probably have heard about, is quantum computing.
here on the left, this is a quantum computer, and it has the potential to solve like problems that are untractable for classical computers. I won't go into details. There are presentations here at BIG about quantum computing, and we've seen that there are many different technologies. We've seen it in the previous slide. So it's very exciting. It has lots of applications in optimization, in pharmaceuticals, in AI, but it will still take years to develop, right? So the companies today are developing the building blocks of future quantum computers. There's a lot of investment about that. But another field of quantum technologies that is much more mature is quantum networks. So quantum networks already exist. It's a technology that is much simpler to put into practice, and they have been around for a number of years. However, they only do a single thing today, is establishing shared encryption keys that are much more secure than anything you can do with classical networks. So you see here, the difference is that the networks, they exchange quantum states of light. Again, I won't go into technical details. But what you need to know is that the networks already exist. So actually, Japan was one of the pioneers of the field. They have this network operating for more than 10 years now. China has the largest network in the world. We have, and in the EU, we have 26 national test beds among the 27 member states, right? So it's a field that is very active, and it works rather well in practice, right? So what we do at VeryCloud is working in this second area of quantum networks. We do a little bit of hardware and mostly applications for quantum networks, trying to show or to demonstrate and to propose solutions where these quantum networks are useful, with the goal of developing in the long term a quantum internet. Quantum internet, so this is, some sort of, in this more research side, some of the deliverables that we have around this quantum internet. What I mean about quantum internet, right? So this is the situation today. I just mentioned the networks, the existing quantum networks, they only perform a single task, which is establishing shared encryption keys. Whereas in the late future, when quantum computers will exist, basically, the quantum networks, they will have evolved as well, and they will connect quantum computers to each other. And the reason for that, the reason we want to connect quantum computers to each other is because this is the best way to scale quantum computers, right? So quantum computers, they exist today. They are around, but they don't do anything that is better than what you can do with your cell phone, basically. So if we want to have efficient or useful quantum computers, we need to scale them and add more and more computing power. And the best way to achieve that is to interconnect quantum computers with quantum networks. This is exactly what NanoQT is an expert of. So NanoQT is our partner in this project. And what we see as the killer application of quantum network also happens at this stage, the stage of connecting to quantum computers. Basically, what we know for a long time is that with a hardware that is very similar to the one that already exists today, if you have quantum computers in the first place, and if you can connect this hardware to your quantum computer, then you can achieve a very important task for cybersecurity, which is private quantum computing, or as we call it in this field, blind quantum computing. What that means is that the very simple hardware here can send an encrypted version of the program that it's running on the quantum computer, on the remote or on the cloud quantum computer, in a fully encrypted way. Right? So you connect to your quantum computer in the cloud. It's operated by IBM, Fujitsu, or whoever, but they only see an encrypted version of the program, and they are not able to learn anything about what is running on the quantum computer. This is a problem that is extremely important for in classical computing as well, and there are solutions to this problem. They're not
completely satisfying. It turns out that in theory, it's easy for quantum computers. If you can get this setup, it's easy for your quantum computer. However, it's known that from a physical point of view, this setup is extremely difficult to achieve, whereas this setup here is, let's say, it's in the roadmap of development of almost all the quantum computing companies right now, right? So what we're doing is trying to show how we can combine these two tasks together to have a practical implementation of blind quantum computing using the interconnections between quantum computers. So you can see that the project really takes advantage of both fields of expertise from NanoQT and VeryCloud. So actually, NanoQT were the ones that initiated the project. They came to us. They were not shy, and they came to us, which I was very happy about. What mattered to us, right, is that NanoQT, they have this unique technology for interconnection that was already proven in a lab at the University of Tokyo. They have a great marketing approach. So marketing in quantum computing is a lot about doing research, and they have high-level publications, patents in the field of quantum computing, and they have the partnerships with major quantum computing companies, even in the US. So it was great to set up this collaboration, and of course, I mean, there are not many companies working on this problem of interconnection. I would say that there are maybe three companies in the world. One is in Europe, one in Japan, and one in the US. Yeah, remember that in quantum technologies, there are not many people experts of the field. We have to work, whenever there is an opportunity with a company like with world-known experts such as NanoQT. It was great for us to set up this partnership. I think that's it. Yes. Okay, thank you very much. I think this was a very enlightening presentation, and I would have a few questions for the both of you to maybe go even further in the discussion. Maybe on the point of view of NEDO, what makes France a strategic partner to strengthen the digital and quantum ecosystem in Japan? So from the NEDO, not only NEDO, but Japanese government and the companies, France has a strength in the fundamental science level. So many of the high quality of the scientists and the technology, and the scientists who knows about the business also. So one thing is that, and second is actually the French government did the French tech policies to accelerate the French the startups. So many promising French startups were generated because of the French tech, the movement. So this is what the Japan sees. France is one of the key countries to collaborate with. And the third is geological the advantage of the France. So many the Japanese startup and companies come to the Europe, but even though their destination is other countries, they drop in the Paris or France somehow. So that's because they have a meeting with the specialists or scientists or companies in Paris. So this is a very good advantage of the center of the Europe, and a very good access to the other countries and the other market. So that's a very that's what the NEDO's view about France. Yeah, thank you. And you mentioned the French tech efforts that, of course, France provided for the last 10 years or so, where we really try to enhance this ecosystem. And from the point of view of a French startup, would you see some specific areas or sectors in the quantum ecosystem where France and Japan collaboration could offer an advantage? Well, yeah, from the more
technical point of view, let's say, I mean, Japan has like this outstanding academic environment, so ideal for deep tech, and there are probably many other answers than the one that I'm going to give. But what I was interested in is that is the following. So remember that I started by saying that we work at the intersection of cybersecurity and quantum technologies. Quantum technologies, if you look at wherever in the world, most of the companies, they have the same roadmaps for scaling. So it's not really like a regional thing. However, cybersecurity, the perception of cybersecurity is very different in different regions of the world. And I was surprised. I would say that so of course in Europe we have more or less, there are some subtle differences between France and Germany and France and Netherlands and so on. But I would say that around this project, let's say that we found very easily a convergence in terms of the view, why we thought that it was interesting to add this level of privacy to computing. And more generally, let's say that the view on what quantum technologies can add to cybersecurity, I would say it's rather similar between France and Japan. So, you know, even if the country is very far, you know, culturally very different, of course, but at least I mean, it was very fast to agree on the core goals of the project because we shared the same view already on the long-term development of these technologies and how we should integrate them. I think that's very interesting, and you mentioned all the potential areas where you can collaborate, and also I think from NEDO you highlighted how public support can be instrumental in this. So I would have another question for you, which is BPI France, when we evaluate the companies we'd like to support, we use some criteria. For NEDO, what would be the key criteria when you decide to support a company? Japanese companies too. Okay, so NEDO is not the research institute, so we are not doing like a very fundamental research. So we are always working with the companies how to get technology into the market. So we have a know-how and the experience to do that. So the view is how this technology or these startups can get into the market. So the market-centered idea, so NEDO have. And the second, the view about how the NEDO evaluates the collaboration between the Japanese companies and the European companies is maybe complementary. So in the very cloud and the NanoQT's case, the software and the hardware, so that kind of like not the both of the side has the same technology and the strengths. So one startups can complement the others. So that's the what so Japan and France can do more. And additionally, in this context of the economic security, so for example, cyber security also and the other things. So after the United States, these recent situation, so it is the importance for the European countries and the Japan's alliance is getting increased. So I think not many risks between Japan and the European countries. So government level, so we often have this kind of discussion. So we hope the industry level, so we would like to accelerate that kind of technology related to economic security and yes, that area. Thank you very much. And you mentioned how complementary the capacities and the skills must be. Maybe for you, Mark, my last question would be, your project has
only begun, it's quite recent. What do you hope to gain at the end of the project from this collaboration? Well, so we're still having years of physical development before quantum computers exist. But what we're trying to achieve, I mean, it's really modest, but at the same time, it's very deep and scientific. What we want to achieve is a roadmap, right? We want to perform these interconnections that I showed before, and we want to integrate our technology inside to be able to make the whole computing private. And I think that now everybody realizes that private computing is very important, both in the field of classical and quantum computing. Realizing it in practice for quantum computing is very hard. So yeah, the goal is just to produce a roadmap. How to integrate, what are the protocols, what are the schemes, what we need to do, what are the milestones that we need to achieve. But even if it's a 3 years project, we are still not aiming for an experiment. We are aiming for the blueprint for a future experiment, which will take a lot more money because buying this hardware is very expensive. But at least if we could have this roadmap on how we can develop the whole technology and integrate privacy at the very core of the technology, this is what we hope for. Okay, thank you. That's excellent, and we really hope that this project is successful, as we always love to hear about successful stories from France and Japan cooperation, and of course we will look after this collaboration very, very closely. We have a few minutes left. We can close the roundtable now, but if there are any questions from the audience, feel free to raise your hand. And if there aren't, I will thank you very, very much for attending today. Oh, yeah. Can you? Oh, sorry. Thank you very much for this exchange and this roundtable. I just introduced me. I already built some kind of quantum simulator just for fun. It was a cute, very funny exercise to build that one on my room or my bedroom. I use IBM technology to do that one. And my question is, with the level of technology right now, can we build some kind of startup or real services? Because sometimes when people talk about quantum, two kind of questions come in mind. It's too far away, it's not ready. And I came to this point, if I can build a simulator, use that one on my room, or even though go to the big vendor like AWS or IBM or Microsoft or Google Cloud or whatever kind of provider, I can use all the cloud computing around that services like brackets with AWS and stuff like that, and I can build something and sell that one. But anytime when people come with this kind of idea, they already have some kind of idea like, oh, you know what, we not want to talk about that because that technology is not ready. Thank you. Just to the question, the main question is, with this level right now, can we build some real proof of concept, Thank you. I can try to answer. I would say like a very, very practical answer is yes, because there are companies already, at this stage trying to propose the, simulations. What I can say is that the value proposition of these companies, if you want to build a startup, you need a value proposition. The value proposition right now, there are twofold. One is to use this technology to integrate already quantum computing in the workflow of, let's say, the financial sector or others, so that they are ready whenever quantum computers are available. And the second one is to discover, let's say, new applications, or to offer a platform to discover new applications that can lead to better classical algorithm. But these classical algorithms are sort of quantum inspired.
Yeah, so these are the two things that I see around in this software quantum computing companies. But if you're interested, I can point out specific companies later. Yeah. Okay, thank you very much, and thank you again to the both of you. And of course, feel free to reach out to us if you have any questions regarding this roundtable afterwards. And I wish all of you a nice event, and thank you again. Thank you.
Okay, perfect. Is it better? Yeah, yeah. Should I switch it directly to the picture? Yeah, perfect. Yeah. I have my notes here. All right. Paris, I do. Paris, yes, I still struggle in Paris. Lovely meeting you. Good. Oh, God, okay. Maurice. Kenyatta Stadium. Where would you do this? Kenyatta Stadium or something? Good morning, everyone. I hope that you're all doing great today. And I'm pleased to introduce Mauritius, a gateway to East Africa, with our great panelist, Julian Warlouz, who's part of Ernest Young Parthenon, Edouard de Montalivet, the rep in Paris of the Mauritius Commercial Bank, and Vincent Labouve d'Arifat, CEO of Pressigraph, but also the Vice President of the Association of Mauritius Manufacturers. And finally, my good friend Amin Musa, who's going to moderate this panel, a senior partner at Anjarwala and Kana in Nairobi, Kenya. Thank you, everyone, and thank you for joining us for this session. The topic today is Mauritius, the gateway to East Africa and Africa. My name is Amin Musa. I'm based in Nairobi, Kenya. I'm a projects and infrastructure lawyer that does renewable energy, ports, terminals, digital infrastructure across the region. I'm delighted to have an excellent panel, all from Mauritius, so they will be able to speak about how Mauritius is developing as the hub for Eastern Africa and for Africa as a whole. I'd ask each of them, Edouard, Julien, and if you could just please take a minute to introduce yourselves, and then we can start with the conversation. Go ahead. Good morning, everybody. Pleased to be with you today. I'm Vincent de Labouve d'Arifat. As it's written there, I'm the
CEO of Pressigraph, which is a family business in the printing and packaging industry. But I'm not here because of that. I'm here because I was the president of the Association of Mauritian Manufacturers, representing all the manufacturing sector in Mauritius. I was also before that the president of the Mauritius Employers Federation, which is the counterpart of the MEDEF in France. So I'm very pleased to be here with you and to talk about Mauritius. Thank you. Hello everyone, so I'm Edouard, I'm working for MCB, Mauritius Commercial Bank. MCB is the largest bank in Mauritius, and we are very much involved in Africa. We propose different kind of services, banking services, project finance, renewable energy, oil and gas, private banking, advisory as well, FX, treasury, so all kind of banking activities that you can find with a normal bank. And the main point about MCB is that we are investment grade by Moody's, so definitely we are a key bank in the region. And good morning, everyone. I'm Julien Varlouzet, so I am the Associate Director for EY Parthenon, Africa. I'm in charge of development of all the growth strategy practice for all the African continent, so as well the Francophone and Anglophone part of the country. And the office is based in Mauritius. I'm happy to be here. Excellent. Thank you, gentlemen, for that. So let's start with the banker in the room, Edouard. You've told us that MCB is involved in financing a lot of projects on the continent. Two questions. Number one, when you're doing these corporate finance, project finance transactions on the continent, what are the challenges you find in structuring bankable transactions? Number one. And number two, how do you see a Mauritius structure helping with the financing of such transactions on the continent? Yes, you're right. Like in every country, you find some issues and you have to discover a new ground, a new playground, and you have new rules or rules that you discover when you arrive in those countries. So definitely in Africa, in some cases, you can have political issues, you can have a lack of stability, you can have a governance issue, compliance issue. On the banking side, you can have also some difficulties to convert local currencies to hard currencies. And after, if the issues are more complex or complicated, you can have some trials, and you have definitely a length in process that it can last forever. And so all those challenges, you can put them aside if you create your holding, for example, in Mauritius. In Mauritius, you can have the stability, political stability, social stability. You have some non-double taxation treaties that have been signed between African countries and Mauritius. You have also IPPA signed with African countries, and those IPPAs are contracts signed between Mauritius and countries that avoid you to lose your business in the country where you are financing your project. So it's definitely a key thing to think about when you want to create a holding in Africa, and Mauritius is definitely a good place to set up your holding for all those reasons. And even if you want to find some I would say international debt in euros and dollars, it's easier to do it in Mauritius as well. If you are looking for equity investors, they can be based in Mauritius. If you are talking about DFI, they are all very familiar with Mauritius because, first of all, the country is also investment grade, and after you have all this stability around Mauritius that allows you
to create a good financing and to secure your business for the future. And just to add to that, because one of the challenges that we find in a number of countries on the continent is a lack of foreign exchange, euros, US dollars, to be able to do these projects. And so whilst you may be able to source local currency financing, or if you need payments from government, you're able to get payments in from government in local currency. Obviously, being able to repatriate in foreign currency becomes a challenge. How are you able and Mauritius able to assist with that problem? Yeah, so mainly sometimes you have what we call cash traps in Africa, and it's very difficult to bring back your money to your head office, either in Europe or elsewhere on the planet. So that's why when you have your holding in Mauritius and all your investments are in Mauritius, you can bring up your dividends up to Mauritius, and after you can send your money everywhere from Mauritius, everywhere in the world. There is no problem of liquidity in Mauritius, so you can repatriate your funds. So that's why we are asking for our clients to create this holding in Mauritius, and after we can finance them in euros or in dollars directly, and like that they don't have this matchmaking FX matchmaking in currencies in the country. Moving from banking to manufacturing, Vincent, you are involved in manufacturing. You represent the Manufacturing Association in Mauritius, as you said. It would be useful to understand for investors that want to develop manufacturing in Africa, to understand, firstly, what does it mean to set up manufacturing operations in Mauritius for sale and consumption on the continent in Africa versus setting up operational manufacturing entities directly on the continent? How would you compare that? And what do you see the pluses and minuses of those two approaches? Okay, thank you, Amin. It's clear that Mauritius has some advantages, as was mentioned by Edouard, concerning the non-double taxation agreements that we have with different African countries, but also with France, for example, and other European countries. We have exclusive access or preferential access to some markets. And we have a well-educated workforce, mostly bilingual. And we have a fairly stable economy, stable democracy. Our judiciary is independent. And we have, obviously, the lifestyle in Mauritius. I can see we meet people from all over the world coming to settle in Mauritius to enjoy the lifestyle and work mostly in services. Now, manufacturing, maybe we should do some history of the manufacturing industry in Mauritius. Until our independence in 1968, there was only the sugarcane as manufacturing. And then the government introduced high import duties and import substitution scheme. So Mauritian entrepreneurs started to set up manufacturing facilities in Mauritius, either partnering with international brands to produce locally to their standard, or I would say importing expertise to set up the different manufacturing facilities in Mauritius. Then, over the years, so there was a very wide base of manufacturing in Mauritius. Over the years, with a new trend of trade liberalization earlier in this century, government started to reduce all those import duties, and a lot of manufacturing companies, when not strong enough, closed down. So those who are left today are those who've been able to stay alive, facing international competition in terms of quality of products,
in terms of adaptability to the market, and due to the size of our market, being able to produce at a competitive price in small volumes. So the manufacturing in Mauritius is characterized by a high quality, low volume, and a competitive price. Obviously, the manufacturing sector is, we have some which are 100% export oriented, like some textiles, very specialized, highly robotized manufacturing facilities. We have some others like medical instruments with high value addition. And then there are others, a large sector with who can, I would say, export about 30 to 40%, from 10 to 50% of their exports. Be it in chemistry, for example, in the paint industry, there's a paint company in Mauritius who is producing under license for a French company all their specialized paint to be sold in France. But due to the quality of their manufacturing facilities, they can produce this small volume at a competitive price. So this is the manufacturing industry as we can see it. So basically the DNA of the Mauritian manufacturing company is one that can produce a high quality at a decent price for niche markets. Obviously, there are some challenges when we are producing in Mauritius. And I would say that the biggest challenge is the port. Our port used to be the leader in the region about 10, 15 years back with major shipping lines using Port Louis as a hub. Today, we've lost this leadership. But the government, the newly elected government, has a clear mandate to place our port at the forefront as a competitive sector. So they have short-term plans, medium-term plans, and long-term plans. So hopefully, in the coming years, will be a leading port with links to the region. So if I would say producing in Mauritius would be high value addition, like medical devices and other jewelry, that can be exported primarily by air, or if you have bigger volumes, that will have the lead time to reach the African market. Do you want me to get on immediately on the setting up in Africa, or should we come back? Yeah, let's get to that afterwards. Okay, right. Julian, you advise a number of corporates that are looking at Mauritius as a strategic platform and a strategic hub. How do you go about advising them to take advantage of what we've just heard about Mauritius as this hub and platform, and maybe you can expand on why it makes sense for having Mauritius as that strategic hub or platform for your businesses into Africa and East Africa in particular? Thank you for the question. So, no, first, I joined Mauritius in January, so I'm still a new Mauritian beginner. But I met with lots of local company, and what I can say now is I think one really interesting findings we need to understand is yes, Mauritius is a small place, but it's a multicultural place, and basically we have a francophone, anglophone, and we have people who speak Hindi, and there is a natural connection with a lot of places, not only in Africa, but with India, with China, and the connection is very, very easy. So
that's the reason why I love this term of platform, because if you consider entry in Mauritius just for developing your business in Mauritius, I think it's not enough. You need to consider Mauritius like a first step for entry in the African continent. Why? Because finally Mauritius is a very stable, very transparent, very credible country locally. There is a regulatory system which is very strong, compared to other places in the region. We have, for example, what's interesting, you spoke about DTAs. Yes, Mauritius today has signed more than 40 double taxation agreements, mostly in Africa, but as well in Europe and elsewhere. So that's very interesting and give more predictable information on the taxation. So another interesting point with Mauritius is there is a professional and financial bench of people already set up locally. So like insurer, banker, we have a P firm, we have many professionals who can help to leverage on Mauritius to develop in the region. So I think yes, for a reason like fact, maybe you know the different African agreement, like the SADC, like the COMESA, like the FTSA. They will give more comfort to international company who decide to set up and to leverage the Mauritius to develop the business in the region, if of course maybe they create more than 35% of the value in Mauritius. So yeah, that's definitely a good point. And I guess just for the benefit of specifically the French corporates, you talked about the obvious benefit for India, China, etc., using Mauritius, but specifically for French corporates who are looking to come onto the continent, what's the added sauce, shall we say, or the added benefit of using Mauritius as that platform? No, when I was speaking about China or India, it was like for Africa. I mean, for French company, they can use Mauritius to entry in Africa, but also to work with India or China. Okay. Okay. Regarding the French, there is definitely a common DNA between France and Mauritius. There is an history. There is a very long history between the two areas. So, yeah, that's easy for French company to use this platform because we know that's for most of the French company doing business at the global stage. Mostly of the time, it's guided by the language, you know. So that's the reason why Mauritius could be nice to have. Edward, in recent times, especially in the last 5 to 7 years, we've actually seen what we call Mauritian conglomerates and financial institutions who have done very well in Mauritius move onto the continent, starting with typically Eastern Africa, IBL, MCB, ER Group over here. So can you explain why we are seeing that trend and what is the attractiveness for the Mauritian conglomerates and financial institutions making the move on the ground on the African continent and especially in Eastern Africa?
Yeah, so definitely, for example, when you take IBL, CL, or MCB, the issue was that Mauritius is a small island, so a small market. So definitely, when you are looking for growth, you have to go outside of your home country. And East Africa is very close, so this is where different actors are going there to find this growth. And I think that for next year, East Africa, the growth rate is at 5.6%. So definitely, you can have some new market openings on those countries. So if you take, for example, IBL, they invested in Equator Energy, for example, with STOA, the Impact Fund. And when you take Ciel, well, they are very much involved into the health sectors in Uganda, Kenya, and I think they are developing in other countries as well. And on our side, MCB, we have for the time being a rep office, and where we provide definitely all the banking activities that requires all those conglomerates to follow and support their growth on those countries. But we try to support as well local corporates in the Eastern African region. So definitely, why they are going there is just to find the growth and to develop their activities elsewhere. And well, they try to externalize a little bit their activities and find new activities to develop themselves. Vincent, going back to you on the manufacturing side in relation to what's happening on the continent. I think you explained about how Mauritius serves as a manufacturing hub for the continent and for Europe and Asia. In terms of whether it's Mauritian corporates or French corporates thinking about Africa as the operation hub for on-the-ground activities, what do you see as the pluses and minuses in setting up operations like that? I will start by an evidence. We have to remember that Mauritius is part of Africa. It's not sort of Mauritius and Africa. We are Africans. But we are a special type of Africans. We are Africans, as Julien explained earlier, of different origins. We have cultural ties to Europe, to Asia, and to Africa. So we were born in that, we've grown, we've worked in a multicultural society. So we can adapt and respect the different cultures. And so I think this is an asset of the Mauritian entrepreneur. I will talk maybe, I will give some examples of what the investments of Mauritian corporates in Africa. For example, I start with Ciel in the sugar milling, made an investment with Tereos, which is a big French corporate, in Tanzania at TPC. IBL, we've talked about them, and I have a few examples of them. Similarly, in sugar milling in Transmara in Kenya. We have the IBL again, Eclosia Group, which is an expert in the aviary, I would say aviary sector. I'm not sure how do we say that in English, but poultry or whatever, where they start with grandparents' chicks, breeding and processing the chicken up to the market, including the animal feed sector. So it's a completely vertically integrated process that they've developed in Mauritius. They've set up a similar process, training farmers in Madagascar, in Kenya, and now I think in Rwanda they are coming up with that. So it's really creating value with local partners and creating value in the country. There is IBL, who has an experience in the rendering of waste from the tuna canning. They set up a company in, I think, Côte d'Ivoire, where they render the fishing waste into pet food and
raw materials for the cosmetics industry. So I think that there's also a small company, I wanted to talk about that. A small company doing growing bioagriculture, who has set up with local partners in Rwanda to produce vegetables to be exported to Europe. So I must say that being Africans, we can go into some countries where maybe others might not be as welcome. So I think that's a big asset, plus all the political, what we've all said about the country itself. So I think definitely have your headquarters in Mauritius, and maybe bring in some Mauritian expertise to help you adapt to that country. Thank you. Julien, one of the things we've discussed is Mauritius's big advantage as a financial center for Africa, for Asia, for Europe. There are a number of cities, especially in Eastern Africa, Nairobi, Kigali, that are looking to develop their own financial centers. I guess two things for you. Number one is, what are the lessons that can be learned from the success of Mauritius in developing financial cities in places like Nairobi and Kigali? And number two, would the development of such financial centers help, or will it be a competitive threat to Mauritius's current advantage? Yeah, thank you for the question. I had the I had the opportunity to work on the KFC recently, so Kigali International Financial Center, and yes, that was very interesting. To answer to your first question, I think build trust takes time, and that's definitely the case. So the IFC, Mauritius IFC, I think is 30 years old, okay? Compared to KFC, just 5 years old. So it takes time, and I would say, I think the Mauritian IFC is today is very, or builds a credible and transparent system. And obviously it takes time to build that. Then you need to build a very strong ecosystem. You need to partner with a lot of international institutions to sell your products, because finally IFC is just a product amongst others. So you need to market your offer. I would say you need to diversify what you offer. I think today there is, I think it's 35 or 40 IFC in the world, and all of them have a positioning, have a niche, are on the niche market. So today, for Mauritius, the niche is probably going through the green financing. Okay, and I know for Kigali that's the same. But yeah, the differentiation of your product is very helpful if you want to market your offer amongst all the international places like North America, Europe, Asia, because you need to bring money locally, so you need to be very visible. I think another thing is probably I would say the skills of the platform. You need to attract talents, and I think that's one of the most critical things, and that's exactly where probably Nairobi and Kigali need to work in, is to have
a good level of training and a good level of attractiveness to interest people to join the country and to work for the local IFC, and just to give more comfort to the international investors. Thank you. Question, can we have questions from, or are we done? Sorry, ladies and gentlemen, apologies for that. We've unfortunately run out of time. I want to thank all of you for listening to this excellent conversation, and more importantly, I want to thank these great panelists for a wonderful job. Thank you very much. Not a problem. Thank you. Buzz when you're in Nairobi. I'll give you a buzz when I'm in Mauritius. I don't come often, but a lot more often. No, absolutely. Grab my bag.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans cette session Agri-Agro sur l'Agora Horizon, accompagné de Marc Debetz, fils d'agriculteur et fondateur de Apex Agri, donc une société de conseil en structuration de filières agricoles, également administrateur de l'association Farm, de l'initiative Farm. Également de Daoud Afal, donc membre du board du Choiseul Africa et CEO de Brahms Group, donc développeur de projets agricoles au Sénégal notamment. Et enfin, Mohamed Adnan Achirou, fondateur et PDG de AgroSource, une société donc dans la transformation de l'EVA et de caoutchouc en Côte d'Ivoire. Pour entrer dans le vif du sujet, donc sur la structuration des filières agricoles en Afrique de l'Ouest, on sait que la réussite pour une filière agricole, ça repose donc sur un équilibre assez délicat entre production, transformation, distribution, avec d'un côté un producteur donc, qui va chercher à sécuriser ses rendements, sécuriser ses débouchés, la qualité de ses récoltes, et puis de l'autre, un industriel qui va chercher donc, à répondre à des impératifs, notamment de compétitivité sur le marché. Et donc ce qu'on va chercher aujourd'hui à voir, c'est comment explorer une articulation entre donc, ces trois profils complémentaires que nous avons et commencer tout de suite donc, par donner la parole à Daouda, Monsieur Fall. Vous avez choisi une logique qui est celle du champ à l'usine. Donc d'abord de produire des céréales et ensuite de développer une industrie locale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a motivé cette vision? Bonjour, merci beaucoup Seydou, bonjour à tous. Alors tout d'abord, à la base, Brahms Group est une société de montage et de développement de projets, donc nous sommes des investisseurs. Nous sommes intéressés par le secteur de la transformation. Donc on était vraiment dans l'idée de développer des projets dans l'industrie parce qu'on croit beaucoup au terme de l'échange en Afrique. Comme vous savez, on a la matière première, on l'exporte brute et ensuite elle revient finie chez nous. Donc on voulait rentrer dans ce créneau qui était de l'industrie et on s'est rendu compte qu'au fait, il n'y a pas de production locale. Or, si on veut avoir une industrie, il faut avoir une production locale d'une certaine taille pour pouvoir transformer sa matière première, sinon on doit importer, il y a des coûts d'importation et consorts. Donc c'est dans cette logique qu'on s'est dit, aujourd'hui, vu qu'on veut faire de l'agriculture, tout le monde parle d'agriculture, mais personne ne va dans vraiment la production, à part les petits producteurs qui peuvent ne pas fournir une matière première, j'ai envie de dire, de façon constante et pérenne pour une entreprise qui veut se développer. Donc on s'est dit, OK, nous, on va intervenir là. On ne va pas intervenir en tant que petit producteur, mais on va intervenir en tant que grand producteur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, il faut comprendre l'environnement dans lequel on évolue internationalement. En Afrique, on a des petits producteurs et on a très peu de gros producteurs, mais nous sommes en compétition avec des marchés en Europe qui sont subventionnés. Nous sommes en compétition avec des fermes agricoles au Brésil, en Argentine, qui ont de très grosses surfaces. Et chez nous, dans la plupart de nos pays, lorsqu'on parle d'agriculture, on parle vraiment de 5 hectares, 10 hectares, 15 hectares. Et nous, notre logique, c'était vraiment d'arriver et de dire, écoutez, pour qu'un projet puisse se faire et pour qu'on puisse transformer notre matière première, il faut qu'on puisse réaliser des économies d'échelle. Et donc, il nous faut de la surface et de l'envergure. Et c'est pour ça qu'on est rentré dans la production agricole sur très très grande surface. Notre objectif, aujourd'hui, on a 2400 hectares, on va passer à 5000 hectares, on a 10 000 hectares dans le sud du Sénégal. Et notre objectif en Afrique de l'Ouest, c'est d'arriver à plus de 100 000 hectares pour pouvoir après continuer sur la transformation et être sûr qu'on puisse avoir des économies qui soient, des entreprises qui soient économiquement viables et puis qu'on puisse compétir avec les marchés, avec les entreprises internationales chinoises et autres qui vendent leurs produits en Afrique. Donc c'est la raison principale de pourquoi est-ce qu'on a commencé, alors qu'on vise l'industrie, mais on a commencé par la source, j'ai envie de dire, par la base, qui est la production. Maintenant, je me tourne vers vous, Anan. Vous, à l'inverse, vous avez commencé par le commerce international avant d'aller dans la transformation donc de l'EVA en caoutchouc. Et maintenant, ce que vous faites, c'est que vous allez remonter encore un maillon de la chaîne de valeur et aller dans la production d'EVA. Et du coup, pour vous, quelles ont été les motivations de prendre le schéma inverse de l'usine au champ? Merci Seydou, bonjour à tous. Donc en fait, en effet, nous, on a démarré nos activités étant trader, on va dire négociant. Donc
donc à l'international. Donc on a développé un carnet d'adresses à l'extérieur où on rachetait, on donnait l'accès au marché aux planteurs. Donc avec un système de plateforme d'achat qu'on installait proche des plantations. Parce qu'il faut savoir que dans mon secteur d'activité, en l'occurrence le caoutchouc, on a cette chance-là d'avoir quand même une filière qui est assez développée, assez mûre en Afrique de l'Ouest, enfin en Côte d'Ivoire. Et donc on a préféré aller sur ce segment-là parce que c'était déjà filiarisé, c'était organisé. Il y a 5 ans, l'État a mis en place un régulateur qui permettait de fixer les prix, etc. Donc ce qu'on a fait au départ, donc on a commencé par le négoce. Ensuite, on a voulu se mettre sur toute la chaîne de valeur de nos activités pour pouvoir avoir encore un peu plus de marge, déjà, premièrement, et pour surtout réduire la dépendance qu'on avait envers les différents acteurs donc, dans ce secteur d'activité. Donc, on a fédéré déjà les planteurs avec lesquels on travaille. On fédère plus de 30 000 planteurs aujourd'hui à travers différentes coopératives et on a même poussé un peu chaque coopérative à de la petite transformation. Donc, qu'on collecte ensuite sur nos différentes plateformes, qu'on envoie ensuite sur nos différentes usines de transformation. Donc, en effet, on a démarré par le trading, mais l'industrialisation s'est imposée à nous parce qu'il fallait qu'on puisse intégrer toutes ces chaînes de valeur-là, surtout pour qu'il y ait un go and back, comment dire, avec les planteurs, pour leur permettre aussi de pouvoir racheter de manière continue, de manière durable, en fait, leur production. Très bien. Maintenant, je me tourne vers vous, Marc, puisque finalement, la rencontre de ces deux logiques appelle à une réflexion transversale que vous pouvez avoir. Et donc, comment est-ce que vous pouvez accompagner donc, des acteurs agro-industriels et des investisseurs à articuler efficacement l'amont et l'aval? Oui, cette question est essentielle. Merci et bonjour à tous. Super, hein, vous avez raison de vous intéresser à l'agriculture, hein, c'est génial. En effet, la notion de filière est fondamentale, puisque si on ne sait pas réunir des producteurs, première, deuxième transformation, notamment en Afrique, et le marché, on n'a pas parlé du client final, mais il est essentiel qu'il soit local ou de l'exportation, on n'y arrive pas. Donc c'est ça la notion de filière. Ce qu'on observe dans les 14 pays africains dans lesquels on intervient, c'est toujours la même question, c'est qui commence le premier. Et du coup, l'agriculteur, est-ce que c'est lui qui va tout seul organiser une filière? Non. Quelquefois, ça peut être le client final, et donc un grand off-taker, j'adore ce nom, qui va dire « oui, moi j'ai un intérêt à construire une filière ». Mais souvent, ça va être le transformateur. Et c'est pour ça que l'investissement dans cette première ou deuxième transformation, le développement de l'industrie agro et agricole est essentiel. Pourquoi? Pour que les producteurs, et tu l'as très bien dit, puissent écouler leur production dans un schéma qui soit un schéma plus connu. Parce que la grande terreur d'un agriculteur, c'est, premièrement, l'agriculture, c'est on ne sait jamais combien on va produire et on ne sait pas à quel prix on va vendre. Donc là, si on a un industriel qui dit, ben moi, je vais te faire la transformation, et pour les 3 ans qui viennent, je vais te prendre la production à 80%, 100%, à un prix garanti ou pas, mais un prix, ben ça donne des perspectives. Et c'est ce qui permet d'améliorer aussi les conditions des agriculteurs. Parce que c'est quand même essentiel, c'est qu'il faut faire de l'argent quand on est un transformateur, c'est bien, mais il faut aussi que les agriculteurs et les éleveurs s'y retrouvent, sinon on a des graves problèmes sociaux et sociétaux. Merci beaucoup. J'aimerais rebondir sur ce point où on dit qu'il faut que les agriculteurs s'y retrouvent. La réalité aujourd'hui, le thème c'est la vérité, et la vérité au fait c'est qu'aujourd'hui les agriculteurs en Afrique c'est pas ils font de la survie. Et ils ne vivent pas. Okay, ce sont des agriculteurs de survie. Aujourd'hui, ils ont un peu de moyens pour acheter leurs fertilisants. Demain, ils n'en ont pas. Parce qu'ils doivent aussi vivre, ils doivent payer les écoles pour leurs enfants, ils doivent payer leurs frais de santé. Et ces coûts qu'ils ont ne leur permettent pas forcément d'avoir une activité d'agriculteur pérenne. Donc, in fine, et l'agriculture aussi, l'autre vérité, c'est que l'agriculture ne fait pas rêver. Les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, je suis désolé, ce n'est pas ce qu'on voit sur TikTok et sur les autres réseaux. Alors, donc il y a une stratégie à avoir, et je pense au niveau des États, il faut savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut mener une agriculture créatrice d'emplois? Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui,
si on veut faire d'agriculture et créer des emplois, bon, on va se faire comme c'était dans les années, durant la période industrielle et consorts. Mais aujourd'hui, quand on a une agriculture moderne, et c'est ce qu'on veut, quelque part une agriculture durable, verte, qui puisse préserver les sols, qui puisse préserver l'eau, eh ben on doit investir dans la nouvelle technologie et consorts. Et donc un petit producteur, malheureusement, n'a pas les moyens d'investir dans des systèmes d'irrigation, n'a pas les moyens d'investir dans des systèmes même solaires. Alors, il faut savoir que si on n'utilise pas du solaire et qu'on utilise des générateurs, bon, ben, ça veut dire qu'on doit acheter de l'essence. Le coût de l'essence, il dépend des matières premières internationales et consorts. Donc il y a beaucoup trop de variables qui font que les petits producteurs n'y arrivent pas et qui subsistent plutôt qu'ils vivent. Et c'est à ce niveau-là où nous, on dit, c'est bien beau, mais il faut avoir un système à double vitesse. On ne peut pas dire qu'on ne va pas avoir de petits producteurs, mais il faut quand même de grands producteurs qui puissent, eux, venir mettre des investissements, comme nous, on le fait. Là, on va investir plus de 10 millions d'euros au Sénégal. Donc, ils viennent, qui investissent et qui se disent, OK, nous, on va faire des économies d'échelle pour pouvoir après fournir de façon pérenne les industries. Parce que le petit producteur, sinon, c'est compliqué pour lui. Je veux rajouter aussi un petit mot par rapport à son intervention. C'est que nous, dans notre cas, on a quand même la culture qu'on exploite aujourd'hui, c'est une culture de rente, donc c'est le caoutchouc. Donc, je ne sais pas si la plupart des personnes ici savent ce que c'est. Donc ça permet de, enfin le caoutchouc est utilisé dans l'industrie du pneu. Donc on a eu notre premier président Félix Houphouët-Boigny qui a beaucoup encouragé les populations à planter du caoutchouc. Il y a eu même des financements de différentes institutions financières pour accompagner les planteurs. Il faut savoir aussi que avoir des plantations industrielles comme des plantations individuelles, c'est aussi un moyen aussi de créer de l'emploi et c'est un moyen aussi pour ces agriculteurs d'avoir un revenu régulier. Donc nous, dans le cas de figure de notre activité, on est allé un peu plus loin, c'est-à-dire on a apporté quand même un peu d'assistance à ces planteurs-là pour qu'ils puissent produire, mais bien produire dans un premier temps. On est aussi allé, parce qu'on est dans un secteur d'activité qui évolue beaucoup. Donc récemment, on a eu l'EUDR, qui est une législation qui nous oblige à acheter du caoutchouc dans des plantations qui ne sont pas issues de déforestation les 10 dernières années. Donc on a dû mettre en place toute la chaîne de traçabilité pour qu'on puisse après, sur le volet commercial, négocier des premiums, des primes qui seront ensuite reversées, une partie sera reversée à ces planteurs-là. Donc on essaie aussi derrière d'avoir des solutions pour ces planteurs-là, même sur la partie transport aussi. Donc beaucoup de planteurs avaient du mal à évacuer leurs matières premières. Donc on est en train de mettre en place un dispositif avec des tricycles électriques. Donc on a eu la chance d'avoir été financé par la BPI pour une centrale de production d'énergie solaire où ces planteurs-là viendront alimenter en énergie leur tricycle pour aller chercher leur plantation, leur production dans ces plantations-là. Ça nous permet aussi de pouvoir verdir aussi notre activité et pouvoir vendre un produit labellisé, donc aller sur des marchés à l'international, voir des pollueurs-payeurs, leur proposer nos produits pour qu'ils puissent les acheter à des produits un peu à des prix un peu plus élevés, pour qu'il y ait une répartition justement avec ces planteurs-là. Et je vous remercie d'avoir fait le lien directement avec la suite de mes questions. Vous avez évoqué finalement des freins, des blocages industriels, donc en mentionnant le coût de l'énergie, le manque d'accès aux infrastructures, notamment en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on a parlé du coût de l'énergie, j'aimerais aussi qu'on revienne sur la partie de la pression climatique et l'enjeu environnemental que vous avez évoqué tout à l'heure, Marc. Alors, réchauffement climatique, changement climatique, dans nos pays, je vais parler comme un Français, on se dit « Ah là là, oui, il fait un peu chaud » et ainsi de suite. Quand on intervient au Sahel, c'est plus le même débat. C'est est-ce que ma production est viable? Est-ce que je vais être capable de continuer à nourrir mon élevage, mon troupeau? Et sachez que pour un éleveur sahélien, le troupeau, c'est son compte en banque. Hein.
C'est sa source de revenus et c'est son capital. Donc les enjeux sont clés. Quand on étudie, et ce qui est intéressant, ça pose la question de financement. Parce que du coup, quel serait le financeur assez fou pour aller mettre de l'argent dans l'agriculture, ça ne paye pas, et en plus avec un changement climatique à venir majeur. Et bien sachez, en fait, il y a beaucoup d'argent qui est prêt à s'investir dans l'agriculture. C'est le paradoxe, au niveau international comme au niveau local. Vous en êtes des exemples. Par contre, ce qui manque, ce sont des projets structurés à l'échelle, qui intègrent la petite et la grande agriculture. Ne voyez pas d'opposition dans les deux témoignages, on a besoin des deux. C'est super important. Et qui vont intégrer la dimension du changement climatique. Donc c'est ce que nous faisons, parce qu'un investissement, c'est 10, 20 ans. Et du coup, on intègre la dimension de changement climatique pour rassurer des investisseurs ou des porteurs de projets en disant, bah ouais, ce que tu vas produire là est pérenne. Attention, il va falloir intégrer un autre dimensionnement. Attention, il ne faudra plus faire ça. Et c'est souvent les questions que nous avons en disant, OK, j'ai envie d'investir, je dispose de 200 hectares, j'ai une unité de production, et ainsi de suite. Est-ce que demain, ça sera viable? Heureusement, il y a des solutions, mais cette question, elle est essentielle. Et ce changement climatique, aujourd'hui, notre grille de lecture, c'est 10 ans. C'est demain, en fait. Dans les 10 ans, on a des bouleversements majeurs. Savez-vous qu'au Maroc, par exemple, la production d'huile d'olive est compromise? Pourquoi? Pas parce qu'il fait trop chaud, mais c'est parce qu'il ne fait pas assez froid. Et pour un olivier, il faut qu'il stoppe son cycle végétatif pour en recommencer un. Ben, il faut qu'il y ait au moins 5 jours de froid. Ben, ces 5 jours n'y sont plus. Et vous savez quel est le pays le plus favorable pour la production d'olivier aujourd'hui? Le sud-ouest de la France. C'est ça, la nature et l'ampleur des changements qui nous attendent. Si on l'anticipe et si on l'accompagne, ça se passera bien. Si on subit, on est mort. C'est aussi clair que ça. On va bientôt avoir du vin suédois, c'est ça? Alors. Non mais Daouda, si vous voulez poursuivre, est-ce que vous identifiez d'autres contraintes, d'autres entraves à l'agriculture en Afrique de l'Ouest? Alors, je pense que Marc a touché un sujet qui est assez important, c'est le financement. Et effectivement, il y a des financements, mais il n'y a pas de projet assez structurant. Donc il y a deux choses dont il faut tenir compte. C'est que les règles aussi de financement sont compliquées, sont complexes. Pour que ce soit les petits producteurs ou même les industriels, ceux qui font l'industrie comme nous, on a des contraintes à avoir accès à ces financements bien qu'ils soient disponibles. Pour un petit producteur, si on vient lui demander 3 années de comptes audités, il ne sait peut-être même pas lire ou écrire, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc, le financement, in fine, il est disponible, mais l'accès lui-même est compliqué. Pour nous, à notre échelle, on sait qu'on doit venir avec des projets de très grande taille si on veut avoir un financement avec la BPI, si on veut avoir un financement avec des banques commerciales ou autres. Et donc, la partie financement est vraiment clé. Et je pense qu'il faudrait peut-être revoir les modèles de financement, de comment est-ce qu'on déploie les capitaux en fonction des interlocuteurs, en fait. En fonction des producteurs, est-ce qu'on a un industriel ou est-ce qu'on a un petit fermier, et adapter ces financements-là parce que sinon on ne va jamais y arriver. Et la réalité, c'est qu'on va avoir 2 milliards d'Africains bientôt. Alors, aussi bien pour des questions de subsistance locale, mais il y a aussi des questions de sécurité dont il faut tenir compte. Et c'est un point critique qu'il faut vraiment aborder au fait, de plein pied, avec les deux mains, parce que sinon on n'y arrivera pas. Voilà. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Bien sûr. Un mot de la fin? Non, pas forcément un mot de la fin. Juste rebondir sur son intervention aussi, sur la partie, quels sont les freins. Donc, bien évidemment, il y a le frein qui touche les finances. Parce que, par exemple, dans mon cas de figure, on a démarré nos activités en exportant 2-3 conteneurs. Pour vous dire qu'on a eu d'abord le financement de nos clients avant d'avoir un financement local par les banques. Donc, ce qui est vraiment très difficile, parce que pour avoir accès au financement en Afrique, c'est vraiment très compliqué parfois. Et pour vous dire encore, avant d'être même accompagné par une banque locale, on a une subvention pour la création d'emplois, donc avant d'avoir le financement, donc d'une banque locale.
Donc c'est vrai que parfois, il y a pas mal de PME qui sont quand même, qui font face à ce genre de difficultés pour pouvoir développer leur entreprise. Pour le caoutchouc, on a des champs de caoutchouc un peu partout, mais beaucoup de ces planteurs-là n'ont pas accès au marché parce qu'il y a un manque d'infrastructures, les routes ne sont pas praticables pour certaines, donc pour qu'ils puissent même venir livrer à l'usine. Donc on a ce frein-là également qui peut poser problème. On a aussi un gros défi, donc pour être compétitif, c'est le défi énergétique. Donc vous imaginez que faire fonctionner une usine sur une ligne de transport alimentée par le thermique classique sur le réseau national et faire fonctionner son usine dans une zone qui est dépourvue de lignes de transport et autres, l'alimenter avec un groupe électrogène, vous imaginez le coût en termes d'essence. Donc c'est un peu compliqué. Donc nous, dans le cadre de notre activité, donc, les mesures d'atténuation qu'on a eues pour ça, c'est la centrale photovoltaïque qui a été financée par la BPI, qui nous permet et à la fois de réduire nos coûts d'exploitation, nos coûts de transformation, et ça nous permet aussi de pouvoir produire vert aussi. Donc derrière, c'est vrai que les infrastructures, l'énergie, l'accès au financement sont vraiment des freins. Je ne dirais pas le volet commercial, bon, parce que nous, on est traders, on a vraiment cette connaissance-là du marché extérieur, mais ça peut être une contrainte pour d'autres aussi. Donc voilà, après, il y a un peu aussi le volet administratif qui peut parfois être long. Parce que nous, on a mis 1 an pour avoir toutes les autorisations pour pouvoir mettre une usine. Vous imaginez, on a mobilisé les fonds avant d'avoir les autorisations des différents ministères et autres, etc. Ça peut être parfois très long. Donc ce sont les freins qu'on a aujourd'hui lorsqu'on veut mettre en place une industrie en Afrique de l'Ouest. On l'a compris, c'est compliqué. Je voudrais vous raconter une histoire qui prouve que c'est possible. Je prends l'exemple d'une mission qu'on a réalisée au Tchad. Tchad, pays pauvre, sahélien, situation très difficile, y compris d'un point de vue sécuritaire. Le Tchad est riche d'un cheptel énorme, plus de 100 millions de bêtes, mais n'a pas d'infrastructures qui permettent de valoriser localement. Ce qui a été fait avec plusieurs partenaires, avec l'État, avec des partenaires financiers, avec des partenaires industriels, ça a été la création, et on est en cours, de 7 zones industrielles avec des abattoirs pour pouvoir abattre localement les bêtes et pour pouvoir les proposer à la sous-région ou faire de l'exportation, ce qui est une façon de valoriser. Et comme vous l'avez dit, la première chose, c'est bien de faire des abattoirs, mais il n'y a pas d'électricité. Et donc, il a fallu investir dans l'électricité. La deuxième chose, c'est bien d'avoir des bêtes, mais en fait, il n'y a aucun système de production, de protection, de vaccins, ainsi de suite. Donc, il y a un investissement là-dessus. Troisième chose, les règles phytosanitaires, enfin les règles sanitaires qui s'appliquent dans l'élevage, ainsi de suite, ne sont pas connues. Donc, il a fallu créer un système de formation. Mais ce à quoi on n'a pas touché, donc là, on voit bien le développement d'une activité industrielle, 500 millions de dollars d'investissement. Et quand j'ai été reçu par le président tchadien, il a dit c'est un outil formidable, le développement économique, pour lutter contre Boko Haram. Donc on voit le rapprochement entre l'enjeu de stabilité des pays, et Dieu sait que c'est challengé, et puis le développement économique. Ce qu'on n'a pas fait, c'est transformer la production, puisque l'élevage est un élevage traditionnel, et ainsi de suite. Et donc, justement, on a créé tout un système de filière qui vient ne pas toucher au système de production, qui respecte les éleveurs qui ont quelquefois 3 vaches, 3 moutons, 3 chèvres, et ainsi de suite, et de façon à leur permettre de profiter de ces infrastructures et de cet accès au marché. Donc, en fait, on peut articuler intelligemment une petite agriculture, un petit élevage, avec de l'industrie nécessaire à l'échelle et ainsi de suite. Et donc c'est un exemple qui fonctionne, ça mettra 10 ans. Aujourd'hui, il y a 2 abattoirs qui existent, il y en a encore 5 à construire, mais ça avance et donc c'est possible. Et là, quand ce projet a été présenté, ce qui a été très intéressant, le porteur du projet, il y a des financeurs américains, FSI, qui appellent, ce n'était pas la BPI, ça aurait pu, et qui appellent en disant « tiens, on voudrait participer ». Et donc là, la question, on dit, ah bon, mais 500 millions de dollars, c'est important. Vous voulez participer à combien? À quelle proportion? Il a dit non, à 100%. Et c'est impressionnant.
Et du coup, on peut y arriver. Donc, en tous les cas, c'est un projet qui se passe. J'espère que ça y arrivera au bout. Et on peut aussi y réussir dans tout le contexte qui a été exposé et qui est fort pertinent. Sur cette belle note d'optimisme qui fait partie également des maîtres mots de la banque, je vous propose de passer une petite session de questions-réponses s'il y en a. Bonjour à tout le monde, bonjour aux panélistes. Vous avez parlé des questions importantes pour nous, Africains, et surtout l'Afrique de l'Ouest, la question agraire. Bon, mais j'ai entendu dans vos commentaires, vous avez parlé de tout, bon, sauf à la fin, que l'exemple du Tchad, où vous avez parlé un peu quand même de l'implication des pouvoirs publics, c'est-à-dire les politiques publiques. Et que dans tout ce que vous avez parlé jusque-là, ce que j'ai entendu, c'est comme si c'est BPI France qui vient pour développer l'Afrique. Et or, nous avons des réalités et que ces réalités, au niveau de l'agriculture, je ne vous ai pas entendu parler, par exemple, des problèmes d'accès au foncier. Est-ce que ça ne pose pas de problème dans les cas que vous vivez? Ou bien que, je ne sais pas. Deuxièmement, par rapport à aussi que les questions d'énergie et autres, vous avez donné beaucoup plus l'accent, c'est-à-dire au chefal surtout du Sénégal, aux grandes industries. Et or, la réalité est carrément autre au niveau de l'Afrique. Et quelle stratégie vous avez par rapport à ça pour régler, en tout cas, vous en tant que partenaire seulement de BPI, pour régler ces questions en dehors, en tout cas, des États. Deuxièmement, est-ce que seulement vous travaillez dans le cadre de ces pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais ou bien est-ce qu'il y a d'autres pays sur lesquels, en tout cas, vous pensez en tout cas pouvoir s'investir? Alors, je pense qu'on a touché le foncier lorsqu'on parlait plus ou moins des surfaces agraires, mais c'est vrai que le foncier en Afrique de l'Ouest, c'est un gros problème parce qu'on peut avoir accès à la terre, mais si on n'a pas de titre dessus, ben, on ne peut pas utiliser la terre comme un collatéral pour son investissement. Alors, pour revenir à votre question, vous savez, il y a 3 semaines, j'étais à notre ferme. Et donc, il y a des bergers qui viennent, qui travaillaient sur notre ferme. On embauchait plus de 200 personnes par mois entre le mois de février jusqu'au mois de juillet. Ces gens-là sont des bergers. Ils nous ont dit, écoutez, monsieur Fall, nous, de par les difficultés qu'on a avec nos cheptels, on préfère travailler dans la ferme que de venir, que d'avoir à faire des kilomètres et des kilomètres pour du pâturage et autres, et on n'y arrive pas. Ça, c'est une chose. Donc, il y a toujours un mix aussi, il faut comprendre les difficultés que certains petits producteurs et autres ont. Et la réalité, c'est que leur coût de mener leur activité est souvent plus grand que le coût d'avoir un emploi assuré dans une grande ferme. Ensuite, le rôle de l'État. Nous ne pouvons pas nous substituer aux États. Nous ne pouvons pas nous substituer aux États et tout ce qui concerne les infrastructures doivent être, faire des routes, ce n'est pas le rôle de l'investisseur de le faire. Le rôle d'investisseur, c'est d'investir dans un appareil productif qui crée de la rentabilité pour pouvoir continuer à réinvestir. Et donc, effectivement, on compte sur les États pour qu'ils jouent aussi leur rôle. Et ça, c'est pas M. Fall, c'est pas Adnan, c'est pas Marc, c'est pas la BPI ou autre. Au contraire, des éléments des institutions comme BPI viennent soutenir des privés à venir et à contribuer dans le développement des projets. Donc, il faut replacer un peu les choses, j'ai envie de dire, dans leur contexte et savoir que, in fine, bon, bah, tout le monde est là pour essayer de développer une activité et pas pour, j'ai envie de dire, se substituer à un tel ou à un autre. Sur le rôle de l'État, à quelques exceptions près, les pays africains n'ont pas de politique agricole. Je le dis clairement. On mène un observatoire du financement. Quelle est l'agriculture et quelles sont les agricultures les plus financées dans le monde? C'est l'agriculture américaine et européenne, à hauteur de 27% de ce qu'ils produisent. Le niveau de financement de l'agriculture en Afrique, c'est 3%. Et en plus, quand vous le divisez par un nombre encore plus important d'agriculteurs, ça fait rien du tout. Donc il n'y a pas de politique agricole et il n'y a pas de financement agricole en Afrique. C'est la réalité. On peut le regretter, on peut dire, c'est comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cet appel à des acteurs privés, mais il faut réguler, parce que les acteurs privés, c'est sympa, mais il faut quand même les réguler et les encadrer.
Et nous, ce qu'on essaie de faire quand c'est à l'échelle, c'est faire des partenariats publics-privés où on a l'État qui va rentrer, qui va arriver avec son rôle aussi de cadre, de régulation aussi des intérêts de partage, et l'acteur privé qui amène le financement à l'industriel et l'accès au marché. Donc ça, c'est une voie qui permet d'espérer, hein, et on a des exemples qui permettent de s'en tirer, mais encore une fois, si vous comptez sur l'État et la politique agricole africaine, vous n'en avez pas. Et par rapport au foncier, moi c'est cash, c'est la terre doit appartenir à l'agriculteur. La terre doit appartenir à l'agriculteur. C'est bon pour son collatéral parce qu'il ne peut pas emprunter un moindre centime s'il n'est pas propriétaire de quoi que ce soit. Et deuxièmement, ça lui permet de s'inscrire dans la durée. Ceci dit, quand on est un élevage transhumant, on n'a pas d'appartenance. Donc il y a quand même aussi des conflits, par exemple, entre élevage et agriculture. Mais quand même, le fondamental, c'est la terre appartient à l'agriculture, à celui qui la travaille. Ce qui n'est pas le cas. Désolé, on a épuisé le temps du panel, mais je vous invite à continuer la conversation avec nos panélistes sur le côté. On va laisser la place au prochain, la prochaine Agora Horizon. Merci beaucoup. Merci à tous. Pour votre attention. Merci à tous. Merci à tous.
Ah, il est là, il est là. Ouais, c'est avec le bonnet. Bonjour à tous et à toutes, on va bientôt commencer. Ouais, on essaie sur un atelier. Alors merci pour votre patience. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur cet atelier qui va être dédié aux diasporas. Donc l'idée derrière cet atelier, c'est à la fois de pouvoir discuter en fait de ces acteurs, mais surtout de pouvoir briser la perception qu'on a habituellement des diasporas. Puisque effectivement, quand on parle de diaspora, on pense souvent à des communautés affectives. Ce qui est vrai, parce que les diasporas, c'est des flux transnationaux qui sont puissants, mais au-delà de ça, les diasporas sont également des piliers économiques incontournables. Donc l'année passée, selon la Banque mondiale, c'était plus de 95 milliards de dollars qui étaient envoyés par leur diaspora dans leur pays d'accueil vers leur pays d'origine. C'est un chiffre qui paraît peut-être anodin, mais la réalité, c'est que ce chiffre est supérieur au volume d'aide publique au développement, et voire même dans certains pays, c'est un chiffre qui est même supérieur aux investissements directs étrangers. Donc, une fois qu'on a dit cela, on a le fait que les diasporas sont des forces économiques, mais les diasporas, c'est aussi des forces d'innovation. Ce sont des forces entrepreneuriales qui représentent l'agilité, ce pont entre, souvent, deux continents, et là, en l'occurrence, on parle vraiment de la France et puis de l'Afrique. Donc, une fois que le constat a été fait, que la réalité a été décrite, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir maintenant en faire un moteur de changement, un moteur de développement ? Donc, pour pouvoir discuter de tout cela, je suis très contente de vous présenter mon petit panel, mes panélistes. Donc, Katia Kouseke, très grand panel, un très grand panel, ça commence. Alors, du coup, il y a Katia Kouseke, donc, qui est cofondatrice d'une agritech qui s'appelle Fresh Africa. Merci d'être avec nous. Elisabeth Moreno, donc, qui est présidente du conseil d'administration à la fois de Ring Africa et puis de Ring Capital. Et nous avons Yannick Quechua, qui est à la fois président des journées, cofondateur des Journées nationales des diasporas Africa et président des clubs des bâtisseurs. Alors là, vous voyez, sur le panel, on a à la fois la vision invest, entrepreneuriale et aussi mobilité. Donc on va sauter maintenant dans le sujet. Parlons tout d'abord de la force économique des diasporas. Alors donc j'ai déjà cité en introduction, il y a une force économique puissante derrière, mais qui pourtant n'est pas forcément celle qui va être derrière le développement. Donc ma première question en tant qu'investisseur, Elisabeth, comment est-ce qu'on peut faire pour transformer ces flux finalement en flux d'investissement structurants? D'abord, Anne Marem, je suis ravie d'être avec vous et merci d'ailleurs d'avoir bravé la faim pour venir participer à ce panel, parce que je me disais, oh là là, l'horaire va être compliqué, oui, il n'y aura personne. Et je suis ravie de vous voir nombreux. Et la raison, je pense, pour laquelle vous êtes si nombreux, c'est parce que les diasporas aujourd'hui comptent et pèsent de plus en plus sur le développement du continent. Moi, j'ai la conviction, avec l'humilité qui convient, parce que le continent africain n'a pas attendu ces diasporas pour avancer. Il fait plein de choses avec nos frères et sœurs qui sont restés sur le continent. Mais en particulier, déjà quand j'étais au gouvernement, mais en particulier depuis que j'ai la chance de travailler sur ce fonds d'investissement à impact social et environnemental qu'est Ring, je rencontre un tas de membres de la diaspora, en Europe, mais aussi aux États-Unis, qui a dépassé le cap. Vous savez ce qu'on a tous et toutes fait à un moment quand on aime le continent, construire des puits,
construire des bibliothèques, construire nos maisons. En fait, ça, ce n'est pas de l'investissement. Le véritable investissement, il est dans la transformation industrielle du continent, il est dans la construction de start-up qui vont résoudre des problèmes vitaux du continent, il est dans la recherche et le développement. On a de plus en plus de membres de la diaspora qui sont extrêmement doués dans ce qu'ils font, et il est aussi dans des ONG comme celle que pilote par exemple Yannick, qui vont être des ponts entre le continent africain et le continent européen. Et ce que je trouve génial, et je remercie la BPI d'avoir organisé cette rencontre, c'est que pendant longtemps, nous, on a été totalement invisibilisés. On n'existait pas pour nos pays d'origine ou le pays de nos parents, et on n'existait pas pour nos pays d'accueil. Donc, on était lost in translation, si je peux le dire comme ça. Et c'est vrai que moi, cette nouvelle génération de diaspora, moi, je fais partie de la 3e génération de diaspora en France. Et nous, on était encore en mode survie, alors que des jeunes comme Katia, ils sont bardés de diplômes, bardés de réseaux, bardés de compétences, et ils n'attendent plus qu'on leur donne la permission, ils y vont. Et grâce à ce qu'ils font, je pense que tu fais partie des premières membres de la diaspora à travailler dans une organisation comme la BPI. Mais pas juste pour faire joli et le montrer sur tes cartes de visite. Je vois bien la manière dont tu te bats pour que les diasporas soient reconnus comme une force de construction au sein des institutions comme BPI. Et ce qui change fondamentalement, le fait que des jeunes comme Katia ne demandent plus la permission et que des personnes comme toi parlent des diasporas, non pas comme ces petites minorités visibles qui vivent dans les quartiers, mais des gens qui créent, qui innovent, qui inventent, qui créent de la valeur, qui créent des emplois en France, mais aussi sur le continent, bah, ça change complètement le regard. Et je pense que les solutions, finalement, il ne faut pas attendre qu'on les construise pour nous, il faut qu'on les construise nous-mêmes parce que ça n'arrivera jamais sinon. Merci beaucoup Elisabeth. Et c'est un point qui est très, très important et qui me permet aussi de faire la transition avec Katia, puisque donc Katia, toi tu représentes déjà l'entrepreneuriat dans ce panel. Et tu as aussi la particularité avec Fresh Africa d'avoir un pied en Europe et un pied en Afrique. Donc ma question est, en quoi, à travers ton expérience, est-ce que tu vois que du côté de l'entrepreneuriat et de l'innovation, les diasporas sont également vecteurs de transfert de savoir-faire, de transfert de compétences et surtout de compréhension interculturelle? Ça dépend. Donc moi, comme le disait Anne-Marème, je travaille avec des agriculteurs dans le fin fond de 3 pays en Afrique, Congo, Sénégal, Cameroun, des mentalités totalement différentes. Et la chance que j'ai d'être dans la diaspora française, c'est que ici, on est réunis. On ne me voit pas comme une Congolaise, on me voit comme quelqu'un de la diaspora. Donc, je peux me permettre d'arriver au Sénégal. Et je comprends mes frères sénégalais parce que j'ai grandi avec eux ici. Et ce que je vois, c'est qu'on va souvent avoir... on vient des fois avec le mauvais regard. On vient avec la suite du français. Et ça, parfois, ça nous perd. Donc, on va arriver, on va se dire, on vient avec des compétences, mais il ne faut pas qu'on oublie que sur place, il y a aussi des compétences. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la même manière de faire que nous qu'ils ne sont pas compétents et qu'il faut qu'on s'adapte. C'est le regard que ce que je constate souvent, c'est que quand on arrive, on vient en sauveur. Et Elisabeth le disait, on vient construire des puits, etc., etc. On a une mission, effectivement, mais on oublie que sur place, ils ne nous ont pas attendus pour exister et qu'ils développent déjà et qu'on doit venir en renfort ou, comme disait Elisabeth, faire un lien entre les deux parce que on va être plus bold, c'est vrai. On va arriver, on va frapper à des portes qui... moi, ça ne me fait pas peur d'aller parler à un ministre. Je leur parle sur WhatsApp, etc. C'est des choses qui ne me font pas peur. Par contre, c'est ce que je peux insuffler à mes Congolais, à mes Sénégalais avec lesquels je parle, pour qui la hiérarchie est une chose énorme. Et donc, je vois effectivement qu'il y a des transferts, mais souvent, on vient souvent avec une mentalité qui n'est pas forcément la bonne. Et c'est ça qu'il faut travailler et venir avec une mentalité différente. Sinon... en termes de projet, ce que moi je fais, il y a des Congolais qui le font, il y a des Sénégalais qui le font, et je ne le fais pas forcément mieux. Des fois, ils connaissent mieux le terrain que moi. Et je pense qu'il y a un transfert à faire des deux côtés, et surtout garder cette humilité de se dire, c'est chez nous, mais on a été très déconnectés, et qu'il faut prendre le temps de se reconnecter. Pour ça, il faut
à Rome, on fait comme les Romains, donc Bien sûr. Parfois, il faut s'adapter aux réalités sur place. Et ce que tu dis me permet aussi de faire la transition avec Yannick, peut-être plutôt vers la deuxième partie. Mais Yannick, toi justement, tu représentes ce point de rencontre entre les diasporas, avec donc les JNDA, donc les Journées nationales de diaspora africaine que tu organises. Est-ce que depuis que tu organises ces sessions à travers les panels, à travers le monde qui y passe, est-ce que tu observes vraiment un changement dans la perception habituelle qu'on a des diasporas ? Merci Anne-Karen. Je crois que tu as bien fait tout à l'heure de débuter par préciser que les diasporas n'étaient pas simplement une communauté affective, puisqu'elles représentent aujourd'hui une réelle force économique dans ce pays qui concourt à la création de la richesse, la circulation des talents et surtout au financement de projets tant dans les pays d'accueil que dans les pays d'origine. Si on prend les chiffres en France, on a à peu près 3,5 millions de populations diasporiques issues d'Afrique qui vivent en France et qui tous les ans, tu as donné les chiffres de la Banque mondiale, celle française se situe à peu près 10 milliards d'euros par an de transferts sur le continent. Tout cela, initialement, allant généralement dans plutôt l'aide aux besoins primaires et quotidiens. Le constat que nous avons fait sur les JNDA, sur les 2 dernières années par exemple, nous avons vu un nombre important de représentations gouvernementales africaines, que ce soit du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Maroc, fortement engagées sur l'événement, la Tunisie, le Congo, traduit pour nous la réelle prise en compte sur le continent, en tout cas, de ce que la diaspora peut être un réel levier de développement sur place. Alors nous, ça doit nous alerter. Madame la ministre le disait tout à l'heure, ces 10 milliards, il est temps que nous nous interrogions sur comment est-ce qu'on les oriente à être de manière à ce qu'elles impactent véritablement la vie quotidienne d'un grand nombre d'Africains, notamment en finançant d'abord les infrastructures. Et je pense que c'est le message aussi que ces délégations viennent porter au JNDA et c'est aussi le sens des institutions françaises telles que BPI, qui il y a 10 ans, on n'imaginait pas un forum tel que celui-là. Aujourd'hui, on y est. C'est pour moi la prise en compte de ce que le sujet diasporique, il est au cœur du sujet, il est au cœur de la transformation de la relation entre la France et les pays africains. Et justement, toujours sur toi, Yannick. Juste peut-être préciser que l'une des raisons pour lesquelles les pays africains ont du mal à créer les infrastructures qui vont bien pour les diasporas, parce qu'il n'y a pas une diaspora, Exactement. il y a des diasporas. C'est exactement ça. Il y a les diasporas qui sont nées en Europe, les diasporas qui sont nées en Afrique, qui sont venues en Europe. Et les diasporas de l'Europe ne sont pas les mêmes diasporas que l'Asie ou que les États-Unis. Donc c'est extrêmement difficile de créer une politique homogène quand tu as autant de distinctions. Et puis, il faut préciser aussi que toutes les diasporas ne sont pas au même niveau. Parce que tu as des diasporas qui sont en souffrance aujourd'hui. Et justement, ce que tu dis, Elisabeth, c'est c'est un vrai sujet. Et je voulais poser d'abord la question à Yannick et après vous permettre justement de rebondir. Mais au JNDA, donc on sait qu'il y a des délégations africaines qui y participent. Comme tu disais aussi, Elisabeth, il y a des gens qu'on dit de la diaspora et finalement qui sont en France, qui sont nés en France. Est-ce que depuis les JNDA, est-ce que tu vois même qu'il y a des dialogues entre ces acteurs, si on arrive même à les dissocier, et quelles sont les opportunités qui se cachent derrière des collaborations avec acteurs locaux et membres de la diaspora française, et quels sont aussi les défis derrière ça? Je crois que c'est l'idée même originelle des JNDA. Hein. Lorsque Pierre de Gaëtan Djikam fondait les JNDA il y a 13 ans, l'idée était justement celle-là, était d'agréger toutes les dynamiques qui vont dans ce sens et qui peuvent être aujourd'hui catalysatrices, si vous voulez, d'un engagement plus important à la fois des structures étatiques ici, mais également sur le continent. Elle-même générant par fait d'accompagnement tout un tas d'initiatives privées.
Nous-mêmes, nous avons lancé dans le cadre des autres activités du Club des bâtisseurs, le réseau bâtisseurs africains qui identifie des talents sur le continent africain dans 8 pays, hein, avec le concours de plusieurs groupes privés, dont le groupe Castel, entre autres. L'objectif étant de préparer effectivement ces talents africains à la connexion et à en tirer le maximum, si vous voulez, du lien avec les diasporas. Ces entrepreneurs arrivent ici et sont en connexion permanente avec les entrepreneurs, notamment de la diaspora. Et depuis l'année dernière, nous avons initié le programme inversé où on sélectionne effectivement les talents de la diaspora africaine qui vont dans leur pays, quelquefois d'origine ou pas, mais en tout cas sur le continent africain, porter des projets transformateurs. Tout cela, ce sont des projets qui aujourd'hui naissent et viennent concourir à créer de nouvelles dynamiques ou de nouvelles passerelles qui permettent une fois de plus d'orienter véritablement les flux vers la création de la richesse locale et le développement partagé. Alors justement, sur la question de réseau, parce que finalement, ce que vous faites, c'est de tisser les réseaux. Katua, toi, tu as fait partie d'un des réseaux d'accompagnement de BPI France qui s'appelle le Pass Africa, dédié donc aux diasporas. Est-ce que l'accès à ce réseau, que ce soit en termes de lisibilité, en termes d'opportunités, est-ce que tu vois que c'est quelque chose qui a vraiment contribué à te permettre ou bien à t'aider dans le déploiement de ton activité ? Très simple. En fait, le Pass Africa et même BPI en général et toutes les organisations avec lesquelles je travaille, mais surtout le Pass Africa, ça m'a permis de travailler sur mon leadership, la vision et la confiance en moi. Le premier entretien que j'ai pour postuler au Pass Africa, c'est avec Sébastien. Et il me fait m'asseoir parce que j'ai tendance à aller voir très très loin. Sébastien Bacco. Oui, Pasco. Donc j'ai la tendance à aller voir très 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 loin, mais les Français n'aiment pas un esprit qui a une vision qui est trop longue. Et dans tous les endroits où j'ai été, Station F, etc., on me disait de réduire un peu ce que je voulais faire. Et Sébastien, premier entretien avec Noëlla, il me dit, il m'écoute et il me regarde et il me dit, mais, après il me dit, ok. En fait, il a grillé que j'avais un truc que je voulais pas dire sur le coup. Et il m'a dit, tu vas aller, je te donne une semaine, tu me fais un business plan de toi dans 5-10 ans. Comment est-ce que tu pourrais développer ton entreprise, est-ce que tu veux faire? Mais je savais déjà ce que je voulais faire, donc ça a été très, très rapide. Je me suis posée avec un comptable et je suis venue. Et ce qu'il a fait, tout simplement, c'est qu'il a réussi à déclencher ce que j'avais dans la tête et que je cachais, que j'avais appris à cacher à force d'entretien, de panels, etc. Et il y a pas beaucoup de personnes qui ont pu faire ça. Je pense que j'ai dû rencontrer 3 personnes, Sébastien, les membres de chez Google et quelqu'un à Station F. Et ça m'a permis en fait de garder le cap et de ne pas me perdre dans ce que j'étais en train de faire. Et dès les premières sorties que j'ai faites avec la BPI, je me suis retrouvée au Sénégal, devant le ministère de l'Agriculture, qui me confie à son directeur de cabinet et qui me dit on commence à travailler la semaine prochaine, on se met en équipe, on a besoin de travailler sur tel aspect, tel aspect, tel aspect. Donc je suis passée de quelqu'un qui était en train de cacher ce qu'elle faisait ou vers où elle voulait aller, à quelqu'un qui avait développé donc, son leadership parce que je me retrouvais à parler avec des ministres. C'est quelqu'un qui a développé sa vision parce qu'il m'a permis de pouvoir aller la voir plus loin et aussi d'avoir des gens qui disent mais en fait, ce que tu fais là, t'es pas folle. C'est essentiel. Et ces petites tables sur le dos là, elle est monstrueuse. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je me suis mise moi-même dans un rôle mon rôle à moi, c'est de créer le pont et d'être le leader qui va à la fois déclencher quelque chose chez mes gens là-bas et leur dire qu'en fait, c'est rien d'aller parler avec telle chose. Parce que dans l'entrepreneuriat dans lequel on est là, c'est pas de l'entrepreneuriat. Ce qu'on fait, quand tu travailles en Afrique, tu passes de vendre ton produit à aller chercher des fonds, à développer les infrastructures sur lesquelles tu es censé toi t'appuyer normalement. Donc tu fais du conseil, tu fais tout plein de choses. Et ça, là, cette posture, elle me vient beaucoup de ce que j'ai pu avoir. Et du côté personnel, vous savez très bien, donc, que ce soit Anne-Marème, que ce soit Sébastien, maintenant, ils travaillent pour la BPI, mais moi, je ne les consulte pas pour l'argent. Je les appelle parce que j'ai un projet. Tiens, regardez, je suis en train de répondre à un appel à projet, il ressemble à ceci. Je dois intervenir à l'Élysée, je dois créer un panel pour l'Élysée.
de quoi est-ce qu'on peut parler? On se pose et Sébastien, qui est de que ce soit 17h, 22h, il me répond, on se pose et on travaille dessus. On me propose un truc, j'ai pas le business model qui va. Allez, il a plus de 20 ans d'expérience, tu as quelqu'un qui a 20 ans d'expérience et qui se pose très technique, qui va te débattre tout ça. Et là, tu as quelqu'un de Sciences Po, quand tu l'appelles à n'importe quel moment, elle fixe le moment pour venir et ça te permet d'être accompagné. C'est sûr qu'elles ne vont pas le faire avec tout le monde, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en soi. C'est que peu importe l'endroit où on va te mettre, c'est toi qui va faire en sorte de profiter de l'expérience de cet endroit-là. C'est pareil à Station F, etc. J'ai vu des gens au même endroit que moi qui n'ont pas été de la même manière parce que ils attendaient qu'on leur donne. C'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête, c'est que nous, la diaspora, quand on nous pose quelque part, il faut croquer. Dans tous les sens, il ne faut pas lâcher. Merci beaucoup. Je vais tout de suite te passer la parole, Elisabeth, parce que bon, le temps, il file et puis il y a plein de choses à couvrir sur ce débat. Juste pour pouvoir faire la logique. Donc là, on a bien vu que le collectif est quelque chose d'essentiel. Le collectif, l'accompagnement, le réseau, le fait d'avancer ensemble. Mais là, on a beaucoup parlé finalement de la force économique des diasporas. Elisabeth, toi qui as justement un pied entre l'économie, le financier et le politique, au-delà de la force économique, quelle pourrait être la force de frappe des diasporas en termes de diplomatie d'influence ou bien de diplomatie culturelle? Elle est fondamentale. Mais je voulais juste ajouter, et je vais répondre, je voulais juste ajouter par rapport à ce que Katia vient de dire, peut-être que vous ne savez pas, vous tous, ce que c'est que Pass Africa. Et je voudrais bien dire deux mots là-dessus, parce qu'on est extrêmement seul quand on entreprend. On a besoin de relais, on a besoin de réseaux, souvent, on met toute notre énergie à chercher de l'argent. Mais si vous avez de l'argent et que vous n'avez pas les bonnes compétences, si vous n'avez pas les bons réseaux, si vous n'avez pas les bons codes, et on était en train d'en parler tout à l'heure avec Sébastien Pasco, en fait, cette visibilité dont Katia vient de parler, comme si c'était rien d'aller à l'Élysée, d'aller pitcher, elle fait ça comme... Mais c'est pas vrai. Si vous ne connaissez pas les bonnes personnes... Non, mais c'est vrai. Si vous ne connaissez pas les bonnes personnes aux bons endroits pour vous parler des bons coups, parce que vous savez ce que c'est, le plus difficile quand on est entrepreneur, c'est qu'on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit pas toutes les possibilités qui existent autour de nous pour nous aider à sortir la tête du guidon. Et moi, c'est comme ça que je vois Pass Africa. Je crois que vous avez déjà fait 2 cohortes, vous rentrez dans la 3e. Donc, en fait, c'est juste vous dire, parce que Sébastien me le disait aussi tout à l'heure, cette 3e cohorte, ils sont justement en train de recruter les 20 personnes, les 20 entreprises qui vont faire partie de cette 3e cohorte. Si vous avez un beau projet d'entreprise, que vous soyez au début de votre projet ou que vous soyez déjà en phase de croissance et que vous avez besoin de compétences et d'expertise technique, que vous avez besoin d'ouverture de réseau, que vous avez besoin de connexion là où vous avez du mal à mettre les pieds et que votre business crée de la valeur en France et en Afrique, le Pass Africa, j'en postillonne de joie et de bonheur, le Pass Africa est là pour vous donner un coup de main, donc n'hésitez pas à postuler. Maintenant, pour répondre à ma question. À la question, je voudrais juste vous donner un chiffre. Comment on dit remittances? Remittances, c'est les remises, l'envoi d'argent. Devinez combien a été envoyé en Afrique en 2023 en remise, en termes de remise. Elle a donné plus de 90 millions. Moi, c'est pour 2024, c'était 95 milliards. Ouais. Quand vous avez... Moi, mais je vais partir sur les 95 milliards. 95 milliards de tous ces membres de la diaspora qui sont spoliés, non, je ne vais pas dire ça, qui sont répartis à travers le monde. Et on ne nous parle que de l'aide publique au développement, alors qu'elle est 10 fois moins importante que ça. Et cette valeur-là, elle n'est valorisée ni dans les pays d'accueil, ni dans les pays d'où nous sommes partis ou où sont nés nos parents. Bah alors, Elisabeth, non, vas-y. C'est un sujet capital, parce que ce manque de reconnaissance fait qu'il n'y a pas les bonnes structures qui sont créées pour pouvoir accompagner ces remises et que donc, il n'y a pas l'impact qu'on aimerait qu'elle ait. J'en parle parce que je trouve que c'est excessivement frustrant et c'est un manque à gagner colossal. Et justement, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, parce que tu as aussi cette casquette. Donc, tu as un fonds d'investissement, donc tu participes à aider des startups à lever, et puis de l'autre côté, tu lèves également des fonds pour ton fonds d'investissement. Ouais. Donc,
sur la base des chiffres qui ont été cités, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre en place soit des stratégies, que ce soit au niveau des GPs ou bien des LPs, pour pouvoir avoir une inclusivité vis-à-vis de ces acteurs de la diaspora? En fait, et ça aussi c'est une question fondamentale, il y a plusieurs choses. D'abord, pour rebondir sur ce que disait Yannick tout à l'heure, moi je trouve que les diasporas ne sont pas suffisamment soudées. Comme chacun travaille dans son coin, parce qu'on a peur qu'on nous vole notre idée, parce qu'on ne veut pas partager avec l'autre, parce qu'on croit que si on avance tout seul, on réussira mieux que d'autres. En fait, il faut qu'on se mette à l'esprit que si on ne rassemble pas nos expertises, nos connaissances, nos moyens financiers et humains, on n'avancera jamais suffisamment vite. La plupart des communautés qui sont dispersées dans le monde et qui réussissent sont des communautés qui allient leurs forces. Beaucoup d'entre vous ici connaissez le système des tontines. En fait, les tontines, c'est le premier système d'investissement qu'il y a sur le continent. Je l'ai beaucoup vu au Cameroun et je vois qu'il est en train de se développer de plus en plus dans d'autres pays. Ce sont des gens qui vont se mettre ensemble et qui vont mettre dans un panier commun 10, 20, 30, 40, 50, 100, peu importe la somme, et qui va servir à développer la communauté et les fonds de la communauté pour investir dans des projets ou pour aider des membres de la communauté. Moi, ce que je vois, mon rêve avec Ring Africa, et je suis partie martel en tête quand j'en ai discuté avec Nicolas Sellier et Geoffroy Bragadier, je lui ai dit, en fait, si vous prenez, d'abord, il n'y a que 2% de fonds privés, vous prenez le private equity, vous prenez le venture capital, il n'y a que 2% de ces fonds qui vont vers l'Afrique. 2%. 60% aux États-Unis, donc 2% c'est à peu près 2 milliards. 60% aux États-Unis, c'est 900 milliards. Et il y a à peu près 30% en Europe. Le continent africain est celui qui a le plus besoin de développement. Est-ce que vous connaissez un seul continent sur cette planète qui s'est développé sans capitaux privés? Donc si on ne mobilise pas les capitaux privés dans des structures qui rassurent, ben en fait, on n'arrivera pas à avoir l'impact qu'on cherche à avoir. Et ce qui est absolument essentiel et qui me frustre aujourd'hui, c'est que je me suis dit qu'on ne peut pas créer un fonds d'investissement pour le continent africain. Il y en a beaucoup. 85% de ces fonds vont vers les 4 plus grands pays africains. Ouais. Nigeria, Afrique du Sud, Égypte et Kenya. Ce qui veut dire qu'il reste 15% pour 50 pays africains. Donc vous, là, vous tous qui êtes ici, si vous êtes ici, c'est que vous êtes sensibles à ces questions. Faites un peu, c'est pas pour dire qu'on fait mieux que tout le monde parce qu'on galère, hein, comme tout le monde. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous êtes 50 Togolais et que vous mettez vos moyens en combinaison et que vous décidez de travailler pour votre pays, vous aurez beaucoup plus d'impact. Et c'est pour ça qu'il faut aller solliciter ces pays, ou peu importe, ça peut être des structures privées, et mobiliser les fonds des diasporas pour en faire un impact beaucoup plus fort. Et Ring Africa, c'est ce qu'on fait. On va chercher des membres de la diaspora qui ont envie d'investir sur le continent, mais qui ont besoin d'un cadre solide et besoin d'un cadre rassurant, parce que ce n'est pas parce que c'est votre Afrique et que vous l'aimez que vous voulez mettre de l'argent à perte, et vous rassurer dans le cadre pour vous donner la possibilité d'investir sur des projets qui vont permettre le développement du continent. Et puis finalement, derrière ce que tu dis, Elisabeth, il y a tout un travail de réflexion, peut-être aussi de co-création, de travail commun entre différents types d'acteurs, parce que oui, il y a les fonds d'investissement, mais aussi les gouvernements, il y a les institutionnels. Peut-être Yannick, parce que donc là, on arrive bientôt sur la fin de cette Agora. Une première question. Est-ce que tu vois une alliance qui devrait naître, que ce soit avec des acteurs non gouvernementaux, des fédérations patronales, des gouvernements, des institutionnels, des fonds? Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles dynamiques au niveau de ces alliances à créer pour pouvoir être sûr qu'on ne passe pas de l'exception comme Katia pour finalement atteindre du collectif, une réussite collective? Alors, c'est fondamental, les alliances. Moi, je crois que c'est d'ailleurs le plaidoyer que nous portons, hein. Il faut davantage et aujourd'hui orienter toutes les forces à avoir les alliances les plus larges possibles et qui unissent tant les acteurs organisateurs d'événements comme nous autres, ou les acteurs financiers, ou les gouvernementaux, ou les acteurs du privé. C'est le seul moyen d'y arriver, et tout cela ne se fera que dans un cadre qui est organisé et aussi, j'ai envie de le dire,
voulus par les gouvernements. On a beau tourner autour du pot et on peut aller et venir autant qu'on veut. Il est important aujourd'hui que les gouvernements prennent en compte le fait que les diasporas sont importants. Les chiffres que Madame la ministre a donnés tout à l'heure, en écart entre ce que les diasporas apportent comme contribution et l'aide au développement, par exemple, tendent à aujourd'hui ouvrir, pousser tous les gouvernements africains à considérer que la diaspora est d'abord la main là où il faut aller chercher l'argent. Vous avez, en plus de l'argent, des personnes qui, durant des années, ont acquis des compétences expertes à l'étranger notamment, et ont la double culture, et ont la capacité d'apporter cette richesse supplémentaire-là et ce savoir supplémentaire totalement gratuitement sur le continent et au service du développement. Bien sûr. Et je pense que ces cadres et ces alliances doivent permettre de mettre tout cela en visibilité lumière, bien et sûr. en lumière pour avoir un impact déterminant. Merci beaucoup Yannick. Alors il nous reste 30 secondes. Katia, tu as 30 secondes, un conseil aux entrepreneurs qui veulent se lancer. Travaillez votre vision parce qu'elle va vous permettre d'être résiliente. Si vous savez où vous voulez aller loin, vous allez venir avec une idée qui va être grande, vous allez la découper en plan d'action. Ce plan d'action va devenir des actions chaque jour. Et vous allez échouer, vous allez vous blesser, vous allez tomber. Mais si vous gardez en tête que vous avez une vision, vous allez toujours vous relever pour y aller parce que vous n'êtes pas encore arrivé, vous n'êtes pas arrivé au bout. Et venez avec une grosse idée. On n'a pas besoin de boulanger aujourd'hui en Afrique. On a besoin de Paul. Donc si vous voulez venir, vous allez commencer par une boulangerie, certes, mais vous venez avec l'état d'esprit de Paul. On va construire des boulangeries. Je vais l'implanter partout. Et un conseil que je dois vous donner, il faut absolument parler à cette dame à la fin. Il faut aller la voir. Elle adore ça. C'est une ancienne ministre. Elle a un réseau qui est incroyable et elle a beaucoup d'argent puisqu'elle travaille dans un fonds. Bah alors du coup ça va être le mot de fin. En tout cas merci à tous et à toutes d'avoir participé à cet atelier. Merci à nos intervenants. Vous ne le savez pas, mais en amont on a eu un échange tous les quatre et on s'est dit que ça allait être la vérité qui allait ressortir. Et merci pour cet exercice et à très vite d'ailleurs pour la prochaine édition des JNDA qui sera le 15 novembre. Le 15 novembre, campus ESCP Montparnasse.
On va commencer, on va appuyer sur le temps. 1, 2, 1, 2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la table ronde Les énergies renouvelables au service des projets d'industrialisation en Afrique, industrie et ENR à l'aube d'une nouvelle ère. L'Afrique est aujourd'hui le continent qui connaît la croissance démographique et urbaine la plus forte. On sait que dans les 20 prochaines années, sa population active aura dépassé celle de l'Inde et de la Chine. Et pour accompagner cette dynamique, on a besoin d'une industrialisation qui soit massive et durable. Or, qui dit industrialisation, dit énergie. Et il faut que cette énergie, elle soit fiable, qu'elle soit compétitive et qu'elle soit accessible. Et c'est peut-être là que les énergies renouvelables jouent un rôle central dans nos discussions, puisqu'on sait que le continent africain dispose de 60% du potentiel solaire mondial, d'un fort potentiel hydraulique, d'un fort potentiel géothermique, et que surtout les coûts solaires et aussi les coûts éoliens sont, dans certains pays, plus bas même que l'électricité qui est générée par les énergies fossiles. Autrement dit, les énergies renouvelables ne sont plus seulement une alternative écologique, elles deviennent aussi une alternative économique qui permettent d'alimenter les zones industrielles et de sécuriser les chaînes de valeur des pays du continent africain. Au-delà de l'électricité, on a aussi un enjeu géoéconomique, c'est-à-dire comment transformer cette abondance énergétique en levier d'industrialisation, en partenariat technologique, comment bâtir des modèles de co-développement où les savoir-faire africains et européens vont pouvoir se répondre et vont permettre d'avoir des industries compétitives, durables et internationales. C'est ces questions-là qu'on va répondre aujourd'hui avec nos 3 intervenants, nos 3 experts que je laisserai se présenter au fur et à mesure. Je vais commencer par vous, Marie-Laure Mazot, directrice générale de STOA. En tant que fonds à impact, comment vous identifiez les projets ENR capables d'avoir de réelles répercussions sur l'industrialisation en Afrique? Merci beaucoup Solène, ravie de vous rencontrer aujourd'hui pour parler de ce sujet qui représente chez nous plus de 55% de nos investissements. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est pour les industriels, c'est que 40% d'entre eux considèrent qu'ils n'ont pas accès à une source d'énergie fiable sur le continent africain. Ce sont des données que la Banque mondiale, je dirais, a fournies. Nous, comment on intervient dans les ENR? C'est principalement, je vais surtout parler de tout ce qui est autoconsommation, donc pour les industriels, ce qu'on appelle CNI, donc l'énergie distribuée. À la fois, l'objectif, c'est de produire une énergie et un approvisionnement stable et résilient. C'est souvent sur des sites industriels où on arrive à fournir avec l'énergie solaire, avec ou sans batterie,
au moins 25% de la capacité nécessaire pour les industriels à produire à bénéficier de cette énergie. Ça permet souvent de réduire de 50% à 75% la consommation de fuel lourd, de diesel. Donc ça a un réel bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est qu'en général, c'est une énergie qui est moins chère, puisque par rapport au prix du grid qui est fourni par l'opérateur national, en général, on a entre 25, 30, voire plus du prix de l'électricité, de baisse d'économie de prix de l'électricité. Donc pour les industriels, ça a un vrai impact en fait sur leur prix de revient. Le troisième point, c'est que c'est aussi, on essaie d'avoir des structures opérationnelles et assez flexibles, stables, donc de trouver des solutions qu'on peut installer sur les sites industriels de manière pérenne et assez facile, donc en toiture, mais pas seulement. Il y a des ombrières aussi, il y a différentes techniques. Le troisième, il y a deux autres points, c'est à la fois, on essaie aussi et je donnerai un exemple sur la prochaine question, on essaie aussi de donner accès à cette énergie fiable et moins chère à des PME locales. On a notamment un opérateur CNI qu'on accompagne qui s'appelle Candy Solar, qui est présent en Inde et en Afrique du Sud. Et vraiment, son segment, c'est un paiement as a service, enfin énergie as a service. Donc c'est vraiment un leasing et il n'a pas de coût d'entrée en termes de CAPEX. Et la dernière chose, c'est qu'on essaie quand même d'être inclusif. Donc aussi, dans ces entreprises qu'on accompagne, il y a quand même un pourcentage de femmes qui travaillent et qui installent ces panneaux solaires et qui les maintiennent ou les opèrent, qui est de plus en plus important. En tous les cas, c'est un de nos leitmotifs. Voilà. Merci. Vous avez donc évoqué plusieurs critères. On sait que quand on parle de développement durable, il y a le développement économique, il faut que le développement soit soutenable. Il faut aussi que socialement, il aide à une amélioration, qu'il y ait une structuration. Ça, ce sont les différents ODD. Je vous apprends rien. Voilà. Anderson, est-ce que vous pouvez partager une expérience où les énergies renouvelables ont permis de structurer un écosystème industriel en intégrant une production centralisée et aussi un réseau local chez EDF Power Solutions? Merci. Bonjour à tous. Donc, Anderson, donc je suis le responsable communication Afrique du groupe EDF, donc maintenant EDF Power Solutions. Alors, sachez que dans un premier temps, EDF et l'Afrique, c'est une longue histoire. Donc, ça fait plus de 50 ans que nous intervenons en Afrique sur des projets. Donc, on participe, on va dire, à la transition énergétique en Afrique. Mais moi, j'ai envie de dire que cette transition énergétique, c'est plutôt accéder à une énergie propre. Alors, pour répondre à votre question, l'exemple le plus prononce, c'est le développement de la centrale biomasse en Côte d'Ivoire, donc une centrale qui s'appelle BioVA, donc qui va être la première centrale biomasse en Afrique de l'Ouest. Donc, EDF développe et construit cette centrale. Donc, l'innovation et comment je pourrais dire ça, l'ingéniosité de ce projet, elle est sur 3 axes. Le premier axe, bien sûr, on va permettre un développement énergétique puisqu'on va injecter 350 gigawattheures au niveau du réseau ivoirien. Ensuite, sur le plan économique, pour répondre à votre question, donc il y a un double impact puisque ce projet va permettre effectivement pour 12 000 planteurs de développer leurs revenus à 10 à 15%. D'accord. Et surtout, on va permettre avec ce projet-là de permettre à 1,7 million de personnes d'accéder à l'énergie propre. Ensuite, le troisième axe, qui est plutôt d'un ordre écologique, puisque donc, les résidus donc, de ce projet donc, permettront effectivement de réduire les gaz à effet de serre, donc qui rentreront complètement dans le projet donc, de la Côte d'Ivoire pour vraiment réduire tout ce qui est bas carbone. Quand je dis ça, effectivement, voilà, transition énergétique, économie circulaire, c'est un projet vraiment de grande envergure qui aura sur 25 ans, va permettre à la Côte d'Ivoire justement de répondre à cet axe d'écologie et d'économie et surtout énergétique. Voilà, donc EDF, on en parlera pour la deuxième question, mais c'est vrai qu'on s'inscrit complètement aux côtés donc, du gouvernement à travers ce projet de biomasse. Alors je ne sais pas si tout le monde est adepte de la biomasse ici. Je ne sais pas. Oui, peut-être expliquer ou voilà, même, rapidement. Hein, donc, on va produire donc, de l'électricité
à partir donc, de déchets agricoles donc, qui permettront d'avoir une énergie propre. Donc quand on parle de biomasse, c'est la même chose que on va dire, le solaire, l'hydro et autres. Et donc EDF Power Solutions s'inscrit complètement donc, dans ces énergies renouvelables à travers ces projets en Afrique. Merci Anderson. On reste en Côte d'Ivoire et on va plutôt parler solutions. Parce qu'on parle beaucoup d'énergie renouvelable, mais pour que les énergies renouvelables soient mises en place, il faut des solutions adaptées. Alors, Rufus, DG de Smart Energy, comment Smart Energy met en lumière le potentiel énergétique des industriels en Côte d'Ivoire grâce à des solutions renouvelables, notamment adaptées en off-grid? Merci Solène. Rufus Kouan, directeur général de Smart Energy, qui est une filiale du groupe Eranov, qui est un groupe de délégation de services publics essentiellement de 10 000 employés dans plusieurs pays africains. Et nous sommes justement la filiale qui travaille sur les sujets de transition énergétique, essentiellement pour accompagner les acteurs CNI, Commercial Industrial, dans leur transition énergétique. Et en parlant de solutions, chez Smart Energy, comme on en avait déjà discuté par le passé, nous considérons que le renouvelable, s'il n'est pas consommé de manière efficace, est aussi un problème pour la planète. Donc même le renouvelable, il faut l'utiliser de manière efficace. Ce qui fait que notre approche pour les clients CNI, ce n'est pas juste du renouvelable, mais c'est d'abord de l'efficacité énergétique avant de faire du renouvelable. Ce qui permet d'avoir, je dirais, deux bénéfices. Un bénéfice écologique parce qu'on fait moins de consommation d'énergie, donc moins d'émissions de gaz, quelle que soit la source d'énergie, et un bénéfice économique parce que qui consomme moins paye moins. Donc nous passons toujours par l'efficacité énergétique avant de faire des projets d'énergie solaire essentiellement en autoproduction pour les clients CNI. Ce qui nous permet aussi, en passant par l'efficacité énergétique, de ne pas financer des pertes. Donc accompagner l'acteur, qu'il soit minier, qu'il soit un brasseur, ou qu'il soit un hôpital ou un aéroport, l'accompagner d'abord à réduire de 10 voire 20% sa consommation d'énergie avant de remplacer la source d'énergie. Et cette démarche-là permet que les projets d'autoproduction ont aujourd'hui pour nous en Côte d'Ivoire sur le solaire des LCOE, des Levelized Cost of Energy, qui sont largement inférieurs au prix du kilowattheure du réseau. Ce qui nous permet donc pour nos clients industriels de pouvoir les accompagner plus facilement au financement parce que le coût de l'énergie qu'ils produisent étant inférieur au prix du kilowattheure du réseau, c'est dès le début un partenariat, je dirais win-win, autant pour le client CNI que nous. Donc c'est vraiment notre démarche, efficacité énergétique, avant de passer au renouvelable. Merci beaucoup. Deuxième salve de questions, je me rapproche en espérant que ça puisse rapprocher les industriels français avec les industriels africains. Donc on a parlé comment dire, capacité énergétique. On a parlé différents critères pour pouvoir investir. On a parlé bénéfices sur ces projets. Maintenant, parlons plutôt de co-industrialisation et d'opportunités de co-développement. À BPI France, c'est un peu notre mantra en Afrique subsaharienne. C'est connecter les acteurs français avec les acteurs subsahariens pour en faire ressortir des partenariats qui soient gagnants et puis aussi plein de croissance pour les deux entreprises. De votre côté, EDF, quelle synergie voyez-vous entre les écosystèmes d'énergie renouvelable français et africains qui pourraient permettre de structurer en fait des projets industriels durables et compétitifs? En fait, j'ai envie de répondre qu'on a, sans aucune prétention, c'est qu'on a été un petit peu avant-gardiste sur la question, puisque j'ai la chance de conduire un projet, un programme, j'ai envie de dire, depuis 6 ans, qui s'appelle EDF Pulse Africa. Qu'est-ce que c'est qu'EDF Pulse Africa? Justement, on s'est posé la question, dans tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure, de la présence d'EDF en Afrique, comment justement on pourrait intégrer des solutions made in Africa dans nos solutions, dans nos technos, pour être dans un win-win, comme vous l'avez très bien dit. Je fais juste une parenthèse, 30 secondes sur le sujet. On parle souvent donc, de co-industrialisation, etc.
Mais il faut savoir qu'en Afrique, il se passe quelque chose depuis maintenant presque 10 ans. C'est ce qu'on appelle l'innovation entrepreneuriale. Qu'est-ce que l'innovation entrepreneuriale? Aujourd'hui, il y a 3 constats dans l'innovation entrepreneuriale. Il y a la digitalisation, tout le monde le sait, l'avènement du mobile money, etc. Les femmes, vous en avez parlé. Alors, je suis désolé de le dire, beaucoup de femmes aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat, sont entrepreneurs dans tous les secteurs. Et le 3e constat que nous avons établi, c'est l'avènement donc de grands groupes qui n'hésitent pas, comme EDF, à adapter, casser leur modèle assez rigide pour être vraiment assez agile et travailler avec des startups, des solutions émanant de startups. Alors, EDF Pulse Africa est rentré dans cette dynamique-là, où comment aller chercher des solutions made in Africa par des startups africaines pour les intégrer dans nos solutions et non pas les absorber. Je dis bien travailler avec elles pour justement apporter des solutions. Donc EDF Pulse Africa depuis 6 ans, nous avons fait le tour. C'est difficile, on ne va pas se mentir, c'est difficile. C'est difficile parce que souvent nous avons des solutions qui sont assez frugales, qu'il faut industrialiser. Tout le monde connaît le long chemin d'un entrepreneur. Hein. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est un marathon, ce n'est pas une course de vitesse. Et donc, effectivement, nous, il faut qu'on s'adapte. Et eux aussi, il faut qu'ils s'adaptent parce qu'il faut se structurer. C'est bien d'avoir la solution, mais encore faut-il penser à la structurer en termes de modèle économique, en termes de business plan, etc. etc. Donc, depuis 6 ans, je peux dire que quand même, nous avons 2 success stories où donc, il y a eu un projet où on a investi de l'argent qui s'appelle Standard Microgrid Zambie, qui venait de Zambie, où on a permis à cette start-up qui était dans les microgrids, les micro-réseaux, de pouvoir répondre à des appels d'offres et développer des solutions, par exemple, au Togo. Un autre exemple, success story, c'est une Camerounaise donc, qui avait un projet d'efficacité énergétique que nous avons intégré et nous avons pu répondre également à des clients au Cameroun. Donc, nous allons continuer, bien sûr, EDF Pulse Africa ne s'arrête pas, nous continuons encore l'année prochaine. On va réduire un petit peu le spectre et essayer vraiment de se concentrer pour essayer d'accompagner ces startups-là, pour vraiment être dans une win-win, dans une relation win-win et pouvoir apporter des solutions, même si, encore une fois, je le répète, ce n'est pas évident, parce qu'il faut que nous, on s'adapte, il faut qu'eux, ils s'adaptent, mais voilà, c'est un peu ça aujourd'hui. Merci, vous avez soulevé un point très important, c'est l'adaptabilité aux réalités locales. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on demande aux entreprises françaises qui veulent venir aussi travailler avec des entreprises subsahariennes. De votre côté, Smart Energy, comment vous construisez des dynamiques de co-développement industriel autour des énergies renouvelables et quels partenariats sont clés selon vous pour faire émerger des projets durables et ancrés localement? Ok. Disons que chez Smart Energy, nous disons souvent que les projets ou les problèmes énergétiques aujourd'hui ne sont plus vraiment des sujets techniques. C'est beaucoup plus des sujets d'ingénierie financière, d'ingénierie légale, d'ingénierie juridico-contractuelle. Voilà. Et donc la technique et la technologie sont aujourd'hui généralement démocratisées. C'est beaucoup plus comment est-ce que nous arrivons à trouver l'innovation en ingénierie financière, en ingénierie contractuelle, pour pouvoir capturer la valeur du marché. Ce que nous proposons, et la raison pour laquelle avec BPI France, nous rencontrons souvent les entrepreneurs et les entreprises françaises, c'est que sur le secteur de l'énergie en général et de l'énergie renouvelable, en particulier dans un pays comme la Côte d'Ivoire, dans l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup à faire et donc il y a de la croissance à prévoir. Il y a beaucoup de croissance à prévoir. Le petit chiffre, juste à notre niveau, sur les 7 prochaines années, pour nos clients CNI, nous comptons installer entre 300 et 400 mégas de panneaux solaires. Ce qui fait, grosso modo, sans inflation, entre 300 et 400 millions d'euros. Entre 300 et 400 millions d'euros. Donc, que ce soit des fonds d'investissement, des fonds de garantie, ou même des entrepreneurs qui sont déjà sur le sujet, ce sont des clients, je dirais que nous pouvons, à qui nous pouvons apporter des solutions ensemble. Nous avons déjà commencé, mais pour pouvoir aller véritablement capter cette valeur du marché, où le marché de l'électricité en Côte d'Ivoire en 2030 sera autour de 2 milliards d'euros, ce qui représente 2,5% du PIB actuel. Donc c'est un marché énorme. L'État veut passer à 45% de renouvelables, dont 10% d'autoproduction, ce qui fait 0,5-0,6% du PIB. Donc en réalité, c'est un marché énorme. Donc les partenariats que nous recherchons aujourd'hui ou que nous construisons aujourd'hui, c'est essentiellement ceux qui sont prêts, soit dans des SPV, à pouvoir lever de l'argent avec nous pour pouvoir apporter les solutions à nos clients,
et où les entrepreneurs qui ont déjà développé des solutions autant d'efficacité énergétique mais aussi d'énergie renouvelable et qui ont besoin de s'exporter, parce que l'innovation, ce n'est pas seulement le fait de créer quelque chose de nouveau, nous pouvons aussi introduire sur des nouveaux marchés ce qui est déjà fait ailleurs. Donc ces entrepreneurs-là qui veulent ouvrir de nouveaux marchés, co-construire ce marché-là avec nous, c'est ces entrepreneurs que nous recherchons aussi. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que dans la salle et dans l'assistance, et puis après en replay, sera un petit écho chez certains entrepreneurs pour venir, voilà, à la fin de la table ronde, pouvoir poursuivre les échanges et pourquoi pas conclure des deals que BPI France aura le plaisir d'accompagner. On a eu beaucoup de best practices, on a eu beaucoup de projets qui ont été mis en place ou qui ont été dessinés. De votre côté, Marie-Laure Mazot, comment STOA, je rappelle, Fonds à impact, accompagne le développement des projets ENR industriels en favorisant des modèles de co-développement avec des acteurs locaux, toujours dans le segment du CNI que vous nous avez présenté tout à l'heure? Alors, je vais revenir sur le segment du CNI parce que c'est quand même un des axes de développement majeurs sur lesquels on essaie de consolider sur deux plateformes qu'on a, un qui s'appelle Équateur Énergie, l'autre qui s'appelle Candy Solar. Donc il y en a un qui est basé, donc Équateur Énergie, et j'y reviendrai, est une plateforme basée en Afrique de l'Ouest essentiellement, qui a aujourd'hui 60 MW pic installés, qui vise 300 MW, avec lequel on a un partenariat avec un autre fonds d'investissement sud-africain et aussi avec un développeur qui s'appelle IBL Énergie, donc une société mauricienne. Donc on est à 3 dans cette structure qu'on a rachetée aux fondateurs. Et l'objectif, effectivement, c'est d'aller plus loin. On a un autre acteur qui est Candy Solar, donc qui avait un positionnement plutôt PME au départ. Donc vraiment Electricity as a Services avec des solutions totalement packagées, d'une structure qui vient de Zurich à la base. Donc c'est des anciens de Responsibility qu'on a accompagnés sur la série B et on en est à la série D quand même. Donc ça commence à peser. On a 140 MW pic quand même installés. Donc entre l'Inde et l'Afrique du Sud, on a pris en fait le pari de la scalability. Donc on ne cherche pas à aller dans plusieurs pays parce qu'on entasse des coûts de SG&A. On préfère grossir sur un certain nombre de pays qu'on a destinés comme prioritaires et les accompagner dans leur développement. Et là, on vise plutôt 800 MW. Comment on accompagne, nous, en tant qu'investisseurs, ces équipes ? On les accompagne d'abord dans la structuration des projets et des levées, à la fois d'equity. Je parlais de la série D qu'on est en train de monter sur Candy Solar, mais aussi de dette, où on les a aidés pas mal à refinancer leurs dettes et à optimiser leur structure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on les accompagne également sur les sujets ESG, parce que, effectivement, techniquement, ce sont des solutions qui sont relativement simples. Après, on est sur des structures qui ne sont pas des grands groupes comme EDF. On est sur des PME, PMI au départ, à la base, et des fondateurs. Et en fait, il faut les amener quand même sur le plan santé-sécurité, sur des sites industriels quand même. Et ce n'est pas le cœur du métier, l'électricité. À la fois intervenir en toiture en respectant les normes de sécurité, voilà, y compris en termes de maintenance. En s'assurant effectivement que les panneaux soient bien entretenus et en évitant en fait des départs de feu et autres, parce que sinon, finalement, vous causez un risque industriel beaucoup plus fort à votre client que simplement la fourniture d'énergie. Donc ça, pour nous, c'est vraiment santé-sécurité, c'est notre leitmotiv d'ailleurs sur tous les projets, hein. Plus les sujets de diversité, d'harassment et autres, enfin voilà, ça fait partie aussi, et de gestion des déchets, ça c'est la troisième, si on a trois priorités en ESG dans l'opérationnalisation de nos projets, c'est celle-là. Et le troisième point, c'est d'être sparring partner quand même aussi avec les personnes qui gèrent, les managers. On a souvent changé un certain nombre de personnes, recruté, accompagné les CEO et les COMEX parce qu'ils se sentent parfois un peu seuls. C'est quand même des sujets qui sont compliqués à développer. Il y a de la compétition. Voilà, on est plusieurs à intervenir sur ces marchés. Il y a de la consolidation aussi à venir. Donc, il faut aussi pouvoir porter une vision. Puis, je voulais juste terminer pour dire que demain, on inaugure 10 MW
à Mombasa Siemens avec Équateur Énergie. Donc on est passé de 500 kW à 1 MW, 2 MW, là à un truc qui fait 10 MW. Donc c'est quand même assez significatif dans les temps et les délais. Et en fait, on est très fiers pour cette équipe du développement et des perspectives qu'elle offre. Merci. Merci. On va bientôt toucher à la fin de notre table ronde. Si vous avez des questions, on pourra prendre peut-être une ou deux questions dans la salle, donc n'hésitez pas. Peut-être en mot de la fin, pour chacun d'entre vous, selon vous, quel est l'axe à développer pour vraiment favoriser la croissance des énergies renouvelables sur les projets d'industrialisation en Afrique? Ça peut être un axe social comme la formation, ça peut être un axe technologique, ça peut être un axe financier. Mais voilà, selon vous, quel est l'axe qui est primordial ou sur lequel il faudrait accentuer pour que les énergies renouvelables permettent d'être de plus en plus un levier de croissance pour les industries africaines? Je pense qu'il y a un vrai sujet quand même auquel on est confronté, c'est toutes les autorisations sur ce domaine du CNI et de la régulation. Parce que, et on peut le comprendre vis-à-vis des opérateurs publics, finalement, on s'attaque à une clientèle qui est capable de payer, qui a la capacité de payer, pour lequel ça fait des économies d'énergie. Donc effectivement, il y a un cadre régulatoire qui existe et voilà, sur lequel il y a des progrès, mais c'est quand même assez compliqué à mettre en œuvre. Et donc c'est vrai que d'avoir dans ce domaine-là plus de perspectives pour permettre de l'agilité au projet de se développer rapidement et finalement à l'industrialisation de devenir plus compétitive, pour moi c'est vraiment un sujet important. L'autre sujet auquel il faut faire attention, parce que dans des pays plus développés, en tous les cas plus avancés, on a des sujets, c'est que la GD c'est très bien, mais ça peut aussi provoquer des problèmes de stabilité de réseau, notamment sur la partie transmission. Et je pense que là, voilà, il faut aussi tirer parti de quelques exemples qui sont compliqués aujourd'hui, plutôt en Amérique latine, je ne citerai pas le pays, mais qui voilà, peuvent avoir des répercussions importantes si, par rapport à ce développement-là, on ne s'occupe pas aussi de la transmission et voilà, de la capacité d'un réseau à supporter une capacité additionnelle. Ça, c'est vraiment clé. Je voudrais rapidement abonder dans le même sens sur le cadre réglementaire qui est un enabler, comme on le dit, c'est pas comme on dit en français, un enabler, un facilitateur, qui est un facilitateur pour le développement des énergies renouvelables pour les clients CNI. La bonne note tout de même dans certains pays où j'ai eu à travailler sur le renouvelable, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et d'autres qui vont suivre certainement aussi, et qui suivent déjà, c'est que sur ces dernières années, les réglementations ont beaucoup évolué. Et donc, il faut y aller maintenant. Il faut y aller maintenant, parce que notamment pour l'exemple de la Côte d'Ivoire, toutes les taxes à l'importation sur le matériel de renouvelable a été supprimée. La TVA a été supprimée. Les taxes sur les opérations bancaires ont été supprimées. Et donc, c'est vrai que tout n'est pas encore... on continue à faire du plaidoyer pour d'autres choses encore, mais la réglementation a évolué. Et donc, il faut nous rejoindre maintenant. Allons-y maintenant, sinon dans quelques années, ce sera un peu difficile. Parce qu'on aura tout pris. Maintenant, un autre sujet qui est très important pour les acteurs industriels et commerciaux sur le renouvelable, c'est le sujet de la formation. La bonne note quand même, c'est que de plus en plus d'écoles dans nos pays ont commencé véritablement à faire de véritables formations d'ingénieurs sur les sujets du renouvelable. Ce qui est bien aussi avec le cadre que crée BPI France, c'est aussi de pouvoir permettre, par exemple, pour les entreprises françaises qui ont des activités dans les pays africains comme Iranov, comme nous, de justement aussi peut-être faire aussi un pont entre la diaspora de ces pays-là qui se trouvent ici pour pouvoir conduire ces projets de renouvelables là dans les pays d'opération. Alors, le mot de la fin, moi, je dirais dans le sens de mes amis, donc avec effectivement la formation, je voulais en parler. Mais moi, j'ai envie de finir plutôt par une ouverture, dans le sens où on parle aujourd'hui d'énergie renouvelable.
On est tous concernés parce qu'aujourd'hui, l'accès à l'électricité, l'accès à l'énergie propre, c'est une affaire de tous. Je vais peut-être, c'est vrai qu'on a l'habitude de le dire et chaque fois ça devient comme une chanson en fait. Mais aujourd'hui, c'est quand même plus de 680 millions d'habitants sur le continent qui n'ont pas accès à l'électricité. Alors à force de le répéter, ça devient une chanson et personne n'y prête attention. Mais c'est un sujet qui est hyper important dans le sens où sans électricité, on ne peut rien faire. Donc comment arriver effectivement à la solution des énergies renouvelables? Mais l'ouverture que j'ai envie de donner, c'est aussi comment on embarque via les gouvernements en Afrique, comment on embarque cette diaspora. Moi, je fais partie de cette diaspora, même si aujourd'hui je travaille pour EDF. On a des tas vraiment d'ambition pour notre continent. On a envie d'avancer. Donc comment aussi l'État, et je vais dans votre sens, comment il structure tout ça? Comment la diaspora et l'entrepreneuriat au niveau de la diaspora peut contribuer à cet accès à l'énergie propre? Donc ça aussi, c'est une question. Ça passe par la formation, ça passe aussi par les conditions par lesquelles on amène cette diaspora-là. Et je vais vous faire une petite, on va dire, même pas anecdote, mais une petite annonce. Effectivement, chez EDF, et c'est un projet qui me tient à cœur, hein, vous avez compris, je suis de la diaspora aussi, justement, on va permettre l'année prochaine, par rapport à ce programme EDF Pulse Africa, qui était normalement dédié que aux entrepreneurs africains sur le continent. Ben, l'année prochaine, en l'édition 2026, on va ouvrir aux entrepreneurs de la diaspora. Ça veut dire qu'un entrepreneur de la diaspora qui a un projet en lien avec l'accès à l'énergie et à l'électricité va pouvoir concourir et va pouvoir être accompagné justement auprès du continent. Voilà. Bah, merci à toutes et à tous. C'était un très beau mot de la fin. Tout se boucle, tout n'est qu'une boucle parce qu'on a eu une table ronde sur la diaspora juste avant. Et on soutient aussi BPI France, un dispositif, une initiative qui s'appelle le Pass Africa, qui est là aussi pour soutenir les entrepreneurs qui sont sur le continent ou alors qui sont en France, issus de la diaspora et qui ont envie de faire le pont entre les deux rives. Merci à tous les trois. Merci à vous, cher public, et à très vite.
Faut bien parler. Pensez à bien parler, à bien coller le micro. Très bien. Eh ben, écoutez, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez un très bon big et que la matinée a été riche en connexion, en découvertes et que vos pieds tiennent encore le coup. Merci à vous d'être avec nous ici pour ce panel de 30 minutes dédié au marché du golf avec comme question pour nos intervenants le Moyen-Orient, un Eldorado pour les entreprises françaises. Voilà, donc on va essayer pendant ces 30 minutes d'y répondre, d'avoir des éléments aussi de lecture par rapport à votre expérience et à votre expertise sur le sujet. Comme vous le savez ou pas, la région du Golfe est évidemment un marché très dynamique. Vous avez peut-être entendu parler des giga-projets qui ont été annoncés il y a encore quelques mois en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, avec également des acteurs qui sont de plus en plus prégnants sur la scène internationale. Et donc tout l'enjeu de cette table ronde est de pouvoir aborder les enjeux, les challenges pour des entreprises françaises qui aujourd'hui seraient potentiellement intéressées à se déployer sur la région, à identifier des partenaires et également à être accompagnées sur leurs projets. Donc avec nous aujourd'hui, nous avons donc Mike Camus. Mike, tu es donc le responsable du desk MENA au sein du Crédit Agricole de la branche CACIB, comme on dit. Nous avons également avec nous Agnès Lopez-Cruz, qui est la directrice générale de la CCI France Émirats Arabes Unis. Ce sera plus simple comme ça. Et puis pour finir, Thierry Martignon, qui est donc le directeur au sein de la branche Assurance Export de BPI France
sur le volet PME, ETI, et puis je te laisserai éventuellement compléter si besoin. Donc, pour commencer, Agnès, peut-être pour dresser un panorama aujourd'hui de ce marché, de la réalité aussi sur le terrain, quels sont les secteurs qui offrent aujourd'hui les meilleures opportunités pour les entreprises françaises dans la région? Bonjour à tous, merci Maëlle, merci BPI de cette opportunité de parler à BIC de nouveau. Alors effectivement, quand on a discuté de ce panel qui était sur le Moyen-Orient, moi j'ai dit à Maëlle, j'aimerais bien pouvoir centrer un peu le débat sur les pays du Golfe qui sont finalement le cœur économique de cette zone qui, vue de France, peut paraître chahutée, qui peut peut-être même faire peur. Mais les pays du Golfe, c'est un peu la Suisse locale, c'est vraiment une zone de croissance, une zone de relative stabilité. Alors, on n'a pas de carte. Je ne sais pas si vous avez fait un petit peu de géographie juste avant pour regarder de quoi on parle. Mais je vous rappelle juste que les pays du Golfe, donc ce Conseil de coopération du Golfe, c'est 6 pays qui se sont alliés. C'est une alliance diplomatique, sécuritaire, économique, douanière depuis 1981. Et donc, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez les Émirats, vous avez le Koweït, Oman, Bahreïn et le Qatar. Donc, évidemment, chaque pays a ses propres opportunités, chaque pays a ses propres perspectives. Et ce qui est intéressant avec ces pays-là, qui sont des pays qui sont politiquement assez stables, c'est qu'ils ont des visions. Et ils ont un point commun, c'est que ces visions, elles ont pour but de diversifier l'économie, puisque l'économie tient particulièrement sur l'économie du pétrole. Et donc l'idée de ces pays-là, c'est diversifions notre économie, on ne va pas s'endormir sur nos lauriers et on sait qu'à un moment donné, la manne pétrolière va se tarir. Alors, encore une fois, je vais vous donner quelques secteurs d'activité qui sont les secteurs particulièrement porteurs, mais il faudrait regarder pays par pays, puisque vous pouvez avoir aussi des spécificités. Donc, je commencerai par le secteur de l'énergie, et particulièrement la transition énergétique et les énergies vertes. Donc là aussi, encore une fois, dans cet esprit de diversification économique. Vous avez également tout ce qui est tech, grosse digitalisation, et c'est vraiment un fil conducteur sur ces différents pays. La tech, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la tech adaptée par exemple à la santé également, sont vraiment des sujets qui sont très prégnants en ce moment sur la zone. Je continuerai également, évidemment, comme tu l'as dit Maëlle, par des grands projets qui ont cours en ce moment sur beaucoup des pays de la zone, des projets d'infrastructures portuaires, d'infrastructures même ferroviaire. On a un projet de train de GCC Rail qui va permettre aussi bien avec du fret que pour des passagers de relier ces 6 pays. Donc là, effectivement, des belles success stories déjà françaises et encore des marchés à prendre. Et puis, je ne veux pas être trop longue, donc je terminerai avec les industries culturelles et créatives, mais au sens large, qui inclut également les grands événements, qui vont inclure le sport, qui vont inclure la culture. Alors Agnès, parmi les points que tu évoquais dans ce panorama qui est quand même, qui montre, je pense, le dynamisme de la région, il y a cet enjeu de diversification économique. Alors je me tourne vers toi, Mike, pour un acteur bancaire comme Cassib, qui est un acteur bancaire de premier plan, notamment lorsqu'on parle de l'export. Comment aujourd'hui la banque est amenée à percevoir, à juger l'évolution de ce marché régional qui a quand même plutôt bien explosé depuis quelques années? Merci beaucoup, Maëlle. Écoutez, pour illustrer ma réponse, je vais vous dire qu'il y a déjà eu 3 facteurs, à mon sens, qui ont précipité. Je vais reprendre un petit peu ce que disait ma voisine, mais effectivement, les pays du Moyen-Orient se sont très vite rendus compte que la non-durabilité des hydrocarbures faisait qu'il fallait tourner la page très rapidement. Et il y a un effet incroyable vis-à-vis de la cristallisation de cette crise pandémique qui, à mon sens, a été un électrochoc et une prise de conscience pour accélérer ce développement et cette diversification. Aujourd'hui, on le voit, on accompagne énormément de nos entreprises dans tous les secteurs d'activité, quels qu'ils soient. Je ne vais pas limiter à un secteur en particulier parce que des opportunités, il y en a partout. Évidemment, il y a des secteurs stratégiques sur lesquels les pays poussent un peu plus les sujets, mais des opportunités, il y en a partout. Et on pourra le développer par la suite, mais il ne faut vraiment pas avoir peur d'aborder cette région. Elle peut
de prime abord sembler un petit peu difficile. Et c'est vrai que pour un primo-exportateur, ça peut être une première phase difficile. Et il faut absolument lever ce frein parce qu'il y a des opportunités, même pour nos PME, même pour nos ETI, et pas uniquement pour les multinationales. Donc vraiment s'ouvrir et voilà, discuter avec tous les partenaires, bancaires, non bancaires, voilà, avoir le meilleur accompagnement possible, tous les secteurs s'ouvrent. Mais donc des opportunités partout, la nécessité d'avoir aussi un filet de sécurité, et puis on reviendra là-dessus avec toi aussi Thierry, mais néanmoins, un mythe ou pas du marché régional du Golfe qui nous amène quand même à nous poser la question de la perception que l'on peut en avoir depuis la France par rapport à la réalité sur le terrain. Là-dessus, Agnès, peut-être que tu as aussi quelques éléments à nous partager. Oui, alors bon, déjà, effectivement, on parle encore une fois de cette zone, mais c'est 6 pays différents. Donc, il faut vraiment les aborder avec une maturité différente. Les Émirats, c'est le hub régional. C'est le pays par excellence de la diversification économique. L'Arabie Saoudite, c'est le pays des grands projets, c'est le pays du volume, c'est le vrai marché intérieur. C'est un pays qui a 35 millions d'habitants, donc on a un vrai marché intérieur. Mais c'est un pays extrêmement compliqué. Bureaucratique et qui n'est pas facile d'abord, notamment pour des PME. On va voir le Qatar. Le Qatar, c'est un pays qui c'est le soft power, c'est le pays du GNL, du gaz, avec des grands projets encore dans le pipe en ce moment. Et puis après, il y a des petits pays qu'on oublie, hein, et c'est pas péjoratif de dire ça. Quand on pense à Bahreïn ou quand on pense à Oman, ce sont des pays qui sont de prime abord pas complètement dans le radar, mais qui sont des pays qu'il faut vraiment considérer parce qu'il y a une compétition qui est un peu moindre. Des projets qui peuvent être assez intéressants, touristiques, encore une fois, d'infrastructures. Donc, encore une fois, la perception qu'on peut en avoir, c'est pas une masse, c'est vraiment des individualités et il faut travailler ces individualités. Une autre perception, souvent, alors je caricature, les pétrodollars ne tombent pas des palmiers. Effectivement, ce sont des monarchies ou des pays qui sont particulièrement solvables, mais ce n'est pas parce qu'ils sont solvables qu'ils vont tout financer en fonds propres eux-mêmes. Ce qu'ils veulent de plus en plus, c'est du local content. Donc ça veut dire qu'il faut que vous vous investissiez, c'est des IDE, des investissements directs étrangers dans le pays. C'est aussi des formats PPP, les partenariats publics-privés, qui sont des formats de plus en plus demandés. Donc il faut venir aussi avec des systèmes de financement et c'est là qu'effectivement mes voisins peuvent apporter des solutions. Alors, excellente transition sur les enjeux aussi de financement. Thierry, peut-être pour commencer avec toi, puisque BPI France, parmi ses nombreux, on va dire, mandats et ses différentes casquettes, a notamment un mandat très important sur l'export et l'accompagnement des exportateurs français. Aujourd'hui, dans quelle mesure et comment une agence de crédit export comme BPI France se positionne-t-elle et positionne-t-elle son offre au regard de la mutation qu'ont évoqué notamment Mike et Agnès dans la région? Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, il y a un sujet de diversification et de mutation par rapport à l'industrie du pétrole et ça tombe très bien puisque l'agence de crédit export française, qui est BPI France Assurance Export, ne peut plus intervenir sur le oil and gas. Donc c'est très bien effectivement qu'il puisse y avoir cette diversification pour qu'on puisse intervenir. On est sur une zone aujourd'hui pour nos exportateurs français qui est une zone extrêmement intéressante en termes de projets. Maintenant, il faut effectivement savoir y aller, savoir se sécuriser. Et aujourd'hui, on a pas mal d'outils pour accompagner donc, les exportateurs français, donc plutôt les PME ETI, donc secteur sur lequel moi je m'occupe, pour pouvoir les accompagner, surtout casser ce mythe de pays impénétrable qui est uniquement financé sur du pétrodollar. Aujourd'hui, comme vous le disiez, ça n'est plus vrai. Ils ne financent plus sur fonds propres, donc c'est très bien pour nous, agence de crédit export, pour pouvoir les accompagner. Donc on a tout un panel effectivement de solutions qu'on développera un petit peu plus tard, mais sur une zone aujourd'hui qui est extrêmement attractive pour les entreprises. Et donc il y a un combat qui est extrêmement important avec les autres pays, les autres agences de crédit export, et c'est à nous de proposer donc la meilleure offre pour inciter les entreprises françaises, notamment les entreprises industrielles. Hein, c'est ce qui nous manque dans notre pays, ce sont le nombre d'entreprises industrielles exportatrices, notamment par rapport à nos challengers que sont les Italiens et les Allemands. Et donc c'est à nous effectivement d'apporter toutes les solutions pour embarquer les boîtes au travers de différents dispositifs qu'on développera tout à l'heure. Et alors, en miroir de cela, on parle des sujets d'accompagnement, de garantie, d'assurance.
comment aujourd'hui une banque peut être amenée à développer des outils de financement, des mécanismes de financement pour répondre aussi aux enjeux de diversification économique que l'on a pu évoquer avec des schémas de PPP, des schémas aujourd'hui de lignes de crédit, des choses comme ça que d'autres acteurs aussi internationaux sont amenés à déployer. L'offre qu'on a au Crédit Agricole, c'est une offre qui, à mon sens, accompagne le client dans tout son processus, depuis sa réflexion sur voilà, comment pénétrer le marché, jusqu'à la mise en place des financements, que ce soit du M&A s'il a besoin d'avoir du conseil parce qu'il est en recherche de cibles pour une croissance externe. Est-ce que ça va être du financement export, ça va être... Il y a on a toute une panoplie de produits qui répondent vraiment à chaque étape du développement du client. Donc c'est très large. Comment dire, accompagné par nos réseaux, parce qu'effectivement, nous on apporte du conseil en plus à nos réseaux, c'est avec nos réseaux, en appui avec nos réseaux et nos partenaires, on arrive justement à mobiliser tous les types de financements qui sont nécessaires et utiles, que ce soit évidemment avec l'appui de BPI France sur la partie agence crédit export public ou des agences crédit export privées type COFAS. Voilà. Donc on essaie d'apporter le spectre le plus large possible à l'ensemble de nos clients. Et parmi les points assez importants aussi pour les entreprises françaises, je laisserai peut-être développer là-dessus, l'enjeu de compétitivité. Agnès, et puis vous l'avez tous mentionné, les Américains sont là, les entreprises chinoises sont extrêmement présentes aussi, les entreprises turques très très présentes, puis peut-être que vous souhaiterez élaborer un peu là-dessus. Thierry, comment aujourd'hui BPI France Assurance Export, de par ces outils, peut aussi permettre d'accompagner les entreprises françaises à renforcer leur compétitivité prix en plus de la compétitivité de leurs produits en tant que tels? Alors, il y a plusieurs options. Alors, effectivement, il y a le produit. Par rapport aux autres entreprises, ce que fait donc l'agence de crédit export française, donc BPI France Assurance Export, c'est d'apporter des solutions au sein de la direction de l'export de BPI France pour faire en sorte que les entreprises soient les plus accompagnées et soient les plus prêtes d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, pour aborder donc, les acheteurs étrangers. Donc à ce titre-là, on a un certain nombre d'outils à disposition donc, des entreprises françaises, plutôt les PME, les ETI, pour faire des diagnostics, par exemple, pour savoir si le produit correspond bien au marché du pays, parce qu'on peut avoir le meilleur produit du monde, mais s'il n'est pas adapté, ça ne sert à rien. On a également des parcours pour accompagner donc, les entreprises françaises pour aller tester le pays et rencontrer donc, des acheteurs, et tout ça pour faire du potentiel business. Après, pour être différenciant, au travers des agences de crédit export, il n'y a pas vraiment de secret. On a tous de bons produits. On essaye de favoriser les entreprises nationales de chaque pays au travers de systèmes de garantie d'État. Donc nous, on apporte en tant qu'agence de crédit export française des quantités de garantie qui sont très importantes, jusqu'à 80% concernant, par exemple, lorsqu'une entreprise française doit demander à sa banque d'émettre une caution sur le marché export, on peut apporter 80% de garantie. Et puis, comme vous le disiez, de plus en plus, les entreprises, notamment l'Arabie Saoudite, demandent à ce qu'il y ait de la part locale, donc local content au niveau du pays. Et donc là-dessus, on peut effectivement donc, délivrer donc, des systèmes pour les accompagner. Et ce qui peut être différenciant aussi, par exemple, et de plus en plus aujourd'hui, chaque pays voulant renforcer son tissu économique demande à ce que les offres qui soient faites par les challengers étrangers et par les Français auprès d'acheteurs, par exemple saoudiens, soient faites dans la monnaie locale. Donc ça, c'est plutôt nouveau. Et ça, c'est un vrai risque, que toutes les opérations, généralement, se font en dollars, essentiellement, ou en euros. Et le fait de se positionner dans la monnaie locale, qui est le rial, je crois, pour l'Arabie Saoudite, permet de positionner différemment donc, l'entreprise. Mais pour cela, c'est un vrai risque pour l'entreprise, puisque la monnaie n'est pas une monnaie aussi assise que le dollar ou l'euro. Et donc, à ce titre-là, BPI France Assurance Export apporte des garanties, justement, pour permettre à l'entreprise, pendant sa période de négociation, de fixer un cours et de ne pas, effectivement, au moment où le contrat est opé, d'être en perte. Voilà, donc ça, c'est très important. Et on a eu des cas en Arabie Saoudite, dans d'autres pays aussi qui imposent de plus en plus des offres dans la monnaie du pays, de remporter des contrats alors qu'ils n'étaient pas forcément les moins chers parce qu'ils avaient fait une offre dans la monnaie locale. Et alors, d'un point de vue, on va dire plus acheteur, pour
un acteur financier comme Cassib, aujourd'hui, face à ces enjeux de compétitivité sur le prix, sur le produit, comment vous percevez, vous, de votre côté, les attentes et les exigences des acheteurs locaux, que ce soit saoudiens, émiratis, sur à la fois le coût du financement que vous pouvez être amené à délivrer, sur la volonté d'avoir un financement en devise locale, mais aussi potentiellement en devise internationale. Voilà. Comment approcher le sujet? Je rejoins Thierry dans le fait que de plus en plus, on voit les entités publiques émettre des appels d'offres dans les devises locales. C'est un comportement qui n'est pas choquant en soi parce qu'on le voit dans d'autres pays et c'est vrai que naturellement, on va faire travailler sa monnaie, sa devise. Donc il ne faut pas non plus que ce soit un frein pour nos entreprises qui décident de répondre à ces appels d'offres. Il y a des points d'attention, évidemment, quand il s'agit d'entités publiques. Il y a des risques à éviter, la couverture de risque de change, mais ce n'est pas la seule. La rédaction des garanties peut avoir aussi un impact non négligeable. Voilà, il y a plusieurs points d'attention. Au-delà de ces points d'attention, effectivement, en termes de, comme vous l'avez dit, la concurrence est très forte sur place. Pas uniquement pour les entreprises qui s'y implantent, mais aussi pour les banques. Toutes les grandes banques à l'international sont présentes dans le pays, en plus de toutes les locales. Donc voilà, il faut trouver, mais chacun trouve sa part du gâteau. Il ne faut pas se leurrer. Et voilà, avant tout, ce qui est important et ce qu'il faut garder en mémoire, c'est vraiment le principe de sécurisation. Au-delà de l'offre et du prix qu'on va vous faire, c'est derrière tout le package pour sécuriser votre opération. L'important à la fin, c'est que la trésorerie elle soit sur le compte. Développer du chiffre d'affaires, c'est une chose, mais sécuriser la rentrée, voilà. Donc, je vais pas énoncer un prix en particulier ou comment est-ce qu'on on conditionne nos tarifications. Simplement, de toute façon, voilà, il faut qu'on fasse la meilleure offre qui soit. Voilà, on joue le jeu du marché et puis à l'issue, on la remporte ou pas. Et l'important, c'est évidemment d'accompagner notre client et de le faire dans les meilleures conditions possibles. Lui a besoin de cette sécurisation. Donc, on est là pour sécuriser toute son opération. Juste peut-être rajouter que les pays que tu as cités sont des pays dans le cadre de la politique du financement export, sont des pays qui sont verts, c'est-à-dire qui sont complètement bankable. Donc en termes de risque par rapport à certains autres pays qui sont un peu moins verts, donc déjà c'est plus simple, mais ce qui n'empêche effectivement que dans un contrat d'export, il faut se sécuriser et que nous travaillons avec l'ensemble des banques, donc l'agence de crédit export française qui est BPI France Assurance Export, pour sécuriser justement le bon paiement et la bonne exécution du contrat. Mais sur une zone, encore une fois, qui est dynamique, qui est fiable, qui est bankable entre guillemets. Et d'ailleurs, à ce titre-là, on travaille avec le Trésor sur des lignes de financement qu'on appelle dans notre jargon, je vois Pascal, la directrice grand compte, sur les shopping lines, pour permettre à des acheteurs étrangers d'être financés quasi en amont, avant même que effectivement, des exportateurs plutôt grands comptes puissent se proposer pour répondre aux appels d'offres des grands acheteurs saoudiens, par exemple, ou qataris. Donc, bon, évidemment, il y a le sujet financier, le sujet de la trésorerie, un point important, et puis peut-être qu'on pourra y revenir s'il y a des questions également dans la salle, surtout pour des profils PME ETI, mais pas que. Il y a évidemment le sujet de sécuriser son contrat, de la garantie, et puis en vous écoutant aussi un enjeu d'innovation, même dans les mécanismes de financement aujourd'hui qu'on est amené à mettre en œuvre, hein, tu l'évoquais. Sur la partie, on va dire, plus business développement, et Agnès, je me tourne vers toi. Quels sont, d'après toi, aujourd'hui les réflexes à avoir aussi lorsqu'une PME, une ETI, est amenée à avoir une démarche potentiellement de prospection en première intention, mais dans une logique de commercialisation, voire d'implantation, et comment la CCI, typiquement aux Émirats Arabes Unis, et le réseau des CCI peuvent être amenés à accompagner ce type de projet? Merci pour ta question. Effectivement, donc sur le sujet de quels sont les réflexes à avoir. Alors, il y a des réflexes qui sont des réflexes de base quand on veut partir à l'export. C'est déjà regarder si son offre est adaptée au marché et se faire conseiller.
On l'a dit, donc là sur la partie financière, effectivement, vous avez quand même un dispositif. On a cette chance en France, c'est vrai qu'on bougonne beaucoup, mais on a quand même cette chance d'avoir des acteurs qui sont là pour vous aider et pour vous sécuriser à l'export. Ensuite, sur une partie plus business, il faut adapter son offre. Encore une fois, les outils de merchandising, les outils de communication, il faut vraiment être sûr que c'est adapté au marché. Pour ça, il y a des gens en local qui peuvent évidemment vous aider. Une chambre de commerce française en local peut vous aider et vous conseiller sur ce type d'approche stratégique et commerciale. Je pense également qu'en termes de réflexe, il faut se dire quand on va sur des destinations comme celle-là, s'intéresser à l'interculturel. Parce que quand vous allez en Saoudie, 80%, 85% de la population est saoudienne. Donc, vous allez très probablement être tout de suite en contact avec des Saoudiens. Quand vous allez aux Émirats, 90% de la population est expatriée. Et dans les 90% d'expatriés, vous avez plus de la moitié qui sont d'origine indienne ou pakistanaise. Donc, moi, j'ai souvent tendance à dire Dubaï, c'est plus Mumbai que Marrakech. Il faut vraiment avoir dans cette idée qu'on va avoir un interculturel très fort et qu'en plus, sur certaines fonctions dans l'entreprise, certaines nationalités sont surreprésentées. Aux achats, vous allez avoir peut-être beaucoup de gens d'origine indienne. Dans de l'administratif, vous allez avoir peut-être des personnes d'origine philippine. Vous allez avoir des gens arabes du Golfe qui vont avoir une approche un peu différente également. Donc, il faut avoir ça en tête et vraiment se préparer. On ne vient pas la fleur au fusil sur des marchés comme ceux-là. Il faut être aussi prêt financièrement à attendre le premier contrat et attendre aussi le premier paiement parce que les délais de paiement sont assez importants sur ces pays. Ils payent, mais ils payent avec du délai. Et ça, pour une PME, le problème de trésorerie peut arriver quand même assez vite. Et puis, enfin, pour répondre à ta question par rapport à comment on peut aider, alors oui, moi je peux vous faire la promo de la Chambre de commerce, de toute façon vous trouverez tout sur le site web, mais ce que je veux dire au-delà de ça, c'est qu'effectivement, le réseau des chambres de commerce françaises est bien représenté sur la région, mais on a aussi une Team France Export, et c'est là que j'ai envie de vous dire, prenez des risques. Moi je trouve que ce n'est pas des marchés pour primo-exportateurs, bon, c'est une expérience personnelle, mais néanmoins, je trouve que dans la morosité ambiante, quand on a des marchés avec autant d'opportunités, et qu'on a autant d'acteurs qui peuvent vous aider en France, mais qui peuvent vous aider en local. En local, on a une Team France, on a les conseillers du commerce extérieur, les services économiques, les consulats, Business France. À Dubaï, on a la French Tech, plus de 200 French Techers qui sont là pour aider également, des OSCI, des fiscalistes, des avocats. Honnêtement, si vous pensez que vous pouvez cocher des cases, que vous avez de l'excellence, vous êtes pertinent sur un marché de niche et vous avez les reins assez solides financièrement pour aller et réfléchir assez rapidement à une implantation, parce que c'est difficile de faire du business avec cette zone à distance, il faut vraiment s'implanter. Et s'implanter, ça ne veut pas dire tout de suite ouvrir un bureau nécessairement. Ça veut dire, par exemple, prendre un VIE. On est, par exemple, je pense aux Émirats. On doit avoir au moins 220 VIE aux Émirats. C'est un dispositif qui fonctionne très bien. Vous pouvez avoir un bureau de représentation et après une filiale. Donc tout ça, c'est complètement possible. Mais il faut le budgéter, il faut avoir les bonnes ressources en interne, avoir les talents. Mais moi, je pense que c'est possible et nous, on vous attend. Et donc, vraiment, la préparation, c'est vraiment la leçon peut-être à retenir pour les entreprises qui voudraient se projeter sur la région. Mais il y a un élément que vous avez mentionné qu'on n'a peut-être pas abordé, et Thierry, peut-être pour compléter sur le panel d'outils que l'on a aussi, d'accompagnement possible, cet enjeu quand même de présence locale que tu évoques. Il y a évidemment le sujet l'interculturalité, etc. Mais à un moment donné, il faut être là. Faire des allers-retours Paris-Dubaï, Paris-Abu Dhabi, Riyad, ça ne fonctionne pas sur le temps long. Et donc, à un moment donné, il y a quand même une logique d'investissement aussi qui doit être réalisée pour assurer une présence et un développement local. Là-dessus aussi, comment BPI peut accompagner ces projets d'implantation, de JV ou de croissance externe? Oui, absolument. Donc, je pense que tu fais référence à l'assurance prospection, puisque, comme le disait ma voisine de gauche, Agnès, pardon, très important effectivement les facteurs interculturels également. Un point très important, c'est la Team France Export. Effectivement, on travaille tous ensemble et je pense que ce Moyen-Orient, elle est très bien représentée avec chaque acteur qui est très actif pour vous accompagner. Donc partir effectivement accompagner et conseiller, mais tout ça coûte de l'argent. Et donc pour cela, BPI France Assurance Export a un dispositif qui existe depuis des années,
je pense que la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, qui s'appelle l'assurance prospection, qui est un super produit, qui est quasiment le seul produit qui finance les dépenses de prospection de l'agence de crédit export française, qui n'existe pas par ailleurs dans d'autres pays. Et donc, elle vient donc financer les dépenses de prospection. Et si ça marche, bah, vous remboursez. Si ça ne marche pas, eh bien, vous remboursez beaucoup moins. Voilà. Donc, c'est vraiment une incitation pour accélérer les dossiers. Et là, depuis 2-3 ans, on a fait un focus sur l'assurance prospection sur les boîtes industrielles, puisque on utilise donc de l'argent public pour faire ça. Et donc, le levier public doit aller là où ça ne va pas. Et où ça ne va pas, bah, c'est la balance commerciale des biens d'équipement. Ce n'est pas celle des services qui est excédentaire, mais celle des biens d'équipement, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de boîtes exportatrices, industrielles, françaises, qui puissent exporter leurs biens d'équipement. Et là-dessus, on peut largement vous accompagner sur des montants conséquents si vous avez des projets dans le cadre de votre BP pour vous développer sur une zone, jusqu'à 800, 1 million d'euros s'il le faut, pour accélérer vos projets de développement à l'export. Bien évidemment, préalablement, ça vous aura permis de valider la pertinence du marché, de votre produit par rapport au marché, etc., etc. Donc il y a des sujets de financement, puis il y a tous les sujets aussi d'accompagnement au travers du Jack Business International, qui est un produit vraiment de la Team France Export, qui vient tester le produit, savoir si effectivement il répond au marché pour ne pas vous planter, tout simplement. En tout cas, voilà, il y a plein d'outils, de dispositifs, de financement, d'accompagnement, de sécurisation, donc allez-y. Et donc peut-être en conclusion, avant d'ouvrir éventuellement le panel à des questions, la région du Golfe, un Eldorado pour les entreprises, point d'interrogation. D'après vous, peut-être en quelques secondes, est-ce au final un marché pour des primo-exportateurs, pour des PME et ETI naturellement accessible ou non? Point d'interrogation. Ouais, je commence. Moi, j'ai juré de dire toute la vérité. Donc, Eldorado en espagnol, ça veut dire le doré. C'était un lieu mythique en Amérique latine où l'or coulait à flot et les gens vivaient dans l'opulence. Alors, nous, on a l'or noir, effectivement. Est-ce que tout le monde vit dans l'opulence? Je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est un marché? Est-ce que ce sont des marchés pour toutes les entreprises? Je ne suis pas certaine. Par contre, un marché d'opportunités, c'est certain. Pour des sociétés qui sont prêtes à venir sérieusement en s'investissant, oui. Et je voudrais simplement préciser que le réseau des chambres de commerce, encore une fois, c'est 120 chambres dans 90 pays. Nous, on a un certain nombre de chambres qui se sont fédérées pour organiser le 23 octobre prochain le premier forum sur les pays du Golfe. Si vous veniez dans la région au mois d'octobre, essayez de viser cette date. On sera ravis de vous accueillir et de vous connecter, puisque nous, on représente des communautés d'affaires, on représente des entreprises, et de vous connecter à cette occasion. Merci Agnès. Thierry, Mike, en quelques secondes. Je pense que c'est un marché effectivement à potentiel. Rien n'est acquis, ça c'est clair. Donc c'est pas un Eldorado au sens, je l'apprends, merci de ce moment culturel. Il y a un très fort potentiel. Après, moi, je dirais que ça concerne toutes les entreprises, puisque moi, je vois des dossiers. Ce sont des startups innovantes qui ont des contrats en Arabie Saoudite, des TPE, des PME, des ETI. Donc, je pense que c'est pour toutes les entreprises. Il suffit d'être bien préparé, accompagné et être bien sécurisé. Je compléterai simplement en disant que effectivement, les ETI et les PME doivent y aller. D'abord en étant bien accompagnés, c'est rassurant. Bien en amont, mais surtout avoir aussi... c'est un relais de croissance. Quand on n'a plus de croissance chez nous, on va la chercher ailleurs. Et c'est vrai que ces pays offrent énormément de croissance aujourd'hui. 90%, voire plus, des clients qu'on a pu accompagner, on ne les entend plus après parce que ça se passe très bien. Ils développent leur activité. On est toujours là, bien sûr, s'il y a besoin, mais leur activité se développe. Donc il faut absolument ouvrir le champ des possibles. Une PME, elle peut y aller en direct, répondre à un appel d'offres en direct. Si elle ne se sent pas suffisamment puissante, elle peut être adossée à un grand groupe, à une multinationale pour répondre à d'autres appels d'offres. L'important, c'est déjà d'y mettre un pied. Une fois qu'on y est, voilà, on s'est imprégné du climat, des affaires locales, on s'est imprégné de beaucoup de choses, on a acquis une expérience, on se sent plus à l'aise. Comme disait Thierry, on est quand même dans une zone qui est riche, il n'y a pas de problématiques particulières au niveau des règlements, etc. Alors effectivement, il peut y avoir des retards, il faut en avoir conscience parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a énormément de concurrence. Et donc, quand on a des Chinois qui viennent en disant « nous, on vous offre
1 an de délai de paiement. Nos entreprises, elles ont du mal des fois à suivre. Mais voilà, c'est très concurrentiel, mais on a une position à prendre parce que, contrairement par exemple à la Chine, on a une qualité de produit que d'autres n'ont pas. On a une reconnaissance sur notre savoir-faire, notre ingénierie. Tout ça, il faut le mettre en avant. Et quelque part, la productivité, la production française parle pour nous. Donc, il ne faut pas hésiter. Bon, donc vous l'avez compris, 4 mots-clés, si je me permets: anticiper, oser, se préparer et ne rien lâcher. C'est peut-être un peu la conclusion de ce panel sur une région qui a l'air quand même dynamique, avec des opportunités assez diversifiées. Ce que je vous propose éventuellement, c'est de poursuivre la discussion sur la zone internationale avec nos intervenants, que je remercie de nouveau pour leur temps, pour leur partage d'expérience et d'expertise. Et puis, je vous souhaite un bon big et nous vous attendons dans la région. Merci encore et merci à vous. Merci. Et les micros, normalement, ça ira aussi. Faut mettre vraiment...
Pas trop, c'est qu'on n'entend pas trop d'accord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'atelier Exporter en Amérique latine, les clés du succès à l'international. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités qui vont vous partager en 30 minutes leurs expériences concrètes et leurs conseils pour réussir sur ce continent aux multiples opportunités. Alors Lana, toi tu es basée à Mexico depuis 3 ans pour BPI France et au quotidien tu accompagnes les entreprises françaises pour se lancer sur ces différents marchés. Est-ce que dans un premier temps tu peux nous dire
quels sont les atouts que doivent avoir les entreprises françaises pour se lancer sur ces différents marchés. Et puis peut-être dans un deuxième temps, les pays qui sont les plus accessibles, plus facilement accessibles pour une première exportation ou pour un premier contact, une première prospection. Merci Karine et bonjour à tous. Donc oui, moi je me présente, je m'appelle Lana Ravel, je travaille comme responsable Amérique latine et Caraïbes au bureau de Mexico, aux côtés de mon collègue Arthur Gouin qui est également dans le public. Donc nous on est là effectivement pour commercialiser nos produits de financement et garantie pour les entreprises françaises qui souhaitent prospecter, s'implanter ou exporter vers l'Amérique latine. Donc effectivement on a l'occasion d'être au contact d'exportateurs français et de voir quels sont vraiment les atouts et les stratégies qu'il faut mettre en place pour aller sur les marchés latino-américains. Je peux les résumer en 3 catégories. La première est de prime abord assez simple et évidente, mais elle est cruciale. Naturellement, c'est s'adapter au contexte culturel et linguistique. L'espagnol est obligatoire, c'est un prérequis pour faire des affaires en Amérique latine, mais également comprendre la culture d'affaires latino-américaine. Le WhatsApp, comme beaucoup d'autres zones, mais en Amérique latine surtout, c'est automatique. Comprendre aussi qu'on est dans une culture d'affaires qui est extrêmement informelle. On prend le temps de faire des déjeuners, des petits déjeuners. Faire du business en Amérique latine, c'est donner de son temps. C'est clairement ça. Deuxième atout qui est extrêmement important, c'est penser l'adaptabilité de son produit et de sa solution. Je le dis vraiment parce que parfois, quand on s'attaque à l'Amérique latine, on croit qu'on est sur un bloc de marché qui a les mêmes besoins, qui a les mêmes défis, alors que c'est faux. Chaque pays est particulier, chaque pays a ses propres défis et ses propres opportunités. Il faut toujours réfléchir si son produit peut s'adapter à un marché privé ou est-ce qu'on est dans une logique plus de public-privé. Est-ce qu'on est dans un pays également fédéral, c'est le cas du Mexique par exemple, ou encore au Brésil, on a des États qui à chaque fois ont des différentes réglementations, systèmes administratifs, systèmes fiscaux. Donc il faut bien penser à l'adaptabilité de son produit et vers qui il faut l'adresser. Et je pense que le dernier atout qu'il faut savoir mettre en avant et qui demande surtout un temps de réflexion, c'est quelle va être ma stratégie d'accompagnement quand je vais en Amérique latine. Beaucoup d'exportateurs français passent par des systèmes d'agents qui sont implantés sur place parce que c'est des marchés qui sont extrêmement loin. Le décalage horaire, ce n'est pas une légende. Aujourd'hui, c'est 8 heures de décalage, par exemple, avec le Mexique en moins. Donc je peux vous dire que quand vous voulez aller vite, il faut être extrêmement patient parfois. Donc parfois, il y a des systèmes où on pense avoir un agent qui est implanté sur place, un distributeur. Il faut se demander aussi, est-ce qu'on va passer par une croissance organique ou est-ce qu'on va passer par une croissance externe, racheter directement une entreprise qui est sur place ou pas. Tout ça, c'est des stratégies qui prennent du temps, auxquelles il faut bien réfléchir. Il faut surtout s'entourer de conseils et d'entités d'accompagnement qui sont locales et qui connaissent bien les marchés. Merci beaucoup, Lana. Pour les pays. Et pour les pays, peut-être si on peut passer sur la carte pour illustrer mes propos, ça peut être plus simple. Voilà. Donc vraiment, les pays aussi, quels sont les... J'ai pas envie de dire les pays où c'est le plus simple d'aller faire du business en Amérique latine, ça n'existe pas, mais quels sont bien entendu les marchés les plus porteurs aujourd'hui, où il y a pléthore d'opportunités pour plusieurs secteurs. Bien entendu, on connaît les 2 grands géants que sont le Brésil et le Mexique. Le Brésil qui est quand même un marché qui est plus protectionniste. Donc là, la question de savoir est-ce qu'on va passer par une croissance organique ou externe est primordiale parce que oui, il faut avoir une présence sur place. La taxe d'importation, quand on exporte vers le Brésil, il faut la prendre en compte dans sa négociation commerciale. Le Mexique est un marché également qui est extrêmement intéressant, souvent qu'on a envie de résumer par les opportunités dans les 3 A, c'est-à-dire les 3 secteurs porteurs que sont l'agroalimentaire, l'aéronautique et l'automobile, bien que l'automobile est le secteur aujourd'hui qui connaît des tarifs douaniers plus importants, mais ça reste quand même un hub de production industrielle très important. Et bien entendu, le Mexique continue d'être un hub exportateur vers les marchés d'Amérique du Nord. Donc là aussi, c'est extrêmement important de se poser la question, est-ce qu'on va être dans une implantation industrielle ou alors est-ce qu'on va être plus dans une stratégie de passer par un agent local sur place pour pouvoir abreuver le marché. Bien sûr, la Colombie et la zone andine qu'on a toujours l'habitude de mettre ensemble sont des marchés extrêmement porteurs, mais c'est des marchés aussi qui, bien entendu, sont très prompts au changement politique. La Colombie est en train de rentrer dans un contexte électoral, donc on sait très bien que tout ce qui va être en rapport avec les marchés publics, on va connaître des ralentissements, mais il n'empêche qu'on est quand même toujours sur un marché privé qui est extrêmement dynamique. Même chose pour le Pérou. Le Pérou a un marché privé qui est très dynamique et qui a d'ailleurs la monnaie la plus stable aujourd'hui. Donc ça reste un pays qui a une stabilité politique qui est intéressante. Et puis après, pour les autres pays que nous, on a l'habitude avec lesquels on voit beaucoup d'exportateurs, bien entendu, il y a toujours le Chili, qui est un marché qui
qui est plus, disons, un marché de niche pour tout ce qui va être en lien avec les énergies renouvelables et les sujets des minerais. Il ne faut pas oublier le lithium et le cuivre, qui sont des grosses ressources au Chili. Et puis, dernier marché dont j'aime bien en parler à la fin, parce que tout le monde l'attend, et c'est un peu le marché surprise, c'est l'Argentine, qui, bien entendu, depuis l'arrivée de Milei, est le marché où il faut suivre au jour le jour, vraiment, où est-ce qu'on en est dans l'évolution. On a quand même connu un assainissement budgétaire depuis l'arrivée de Milei, malheureusement au prix de quelques concessions sur les volets sociaux. Mais quand même, on voit des exportations qui reprennent, des conditions d'importation qui se sont assouplies pour les importateurs privés en Argentine. Et on sait très bien aussi que le pays a accusé un énorme retard en termes de projets structurants en infrastructure et énergie. Donc, il faut suivre au jour le jour ce marché qui a un potentiel absolument énorme et qui a des besoins énormes aussi. Mais en tout cas, voilà comment il faut voir l'Amérique latine et comment il faut l'aborder. Super, merci beaucoup, Lana. Alors, on va effectivement, Monsieur Lalo, votre entreprise Boni, qui est installée à Saint-Étienne, fabrique des briques réfractaires, je vais y arriver, et réalise déjà 10% de son chiffre d'affaires export en Amérique latine. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment vous avez réussi à identifier le potentiel de cette zone et comment sont passées vos premières approches. Bonjour à tous. Effectivement, on exporte en Amérique latine. Donc, on a 3 canaux, on va dire, pour l'exportation. Le premier, c'est des clients directs dans le domaine de l'aluminium. Nous, on fabrique des briques réfractaires denses, acides et neutres. Donc, c'est vraiment un secteur assez particulier. C'est des produits qui sont pour l'industrie lourde, c'est-à-dire le verre, l'aluminium, la sidérurgie, la chimie, la chaux, j'en oublie certainement. Donc on est diversifié et en Argentine, on adresse 2-3 marchés. Donc on a des clients directs, notamment au Brésil. Et après, on travaille avec des bureaux d'études, des gros bureaux d'études, comme des boîtes comme Five, qui ont des projets en Argentine notamment, mais qui sont décalés depuis des années, mais qui finiront par arriver. Et puis également, on travaille avec des multinationales. Dans le glace, on travaille avec des grosses entreprises qui ont des filiales à la fois en Colombie, en Argentine, au Brésil. Et en ce moment, on a un marché pour l'Argentine. Et alors, comment vous aviez trouvé cette zone? Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Pour nos produits, il n'y a pas une très, très grosse concurrence. Et on a Boni, c'est une entreprise qui a 160 ans. Donc on est assez connu et on a une notoriété. Et notre produit, si on rentre difficilement et on sort difficilement. Parce qu'en fait, il y a une question de confiance. C'est-à-dire qu'un produit dans le glace, il dure 15 ans. C'est-à-dire que si on fournit, il faut que ça dure. Et on ne verra pas tout de suite qu'il y a des défauts. Donc en fait, la notion de notoriété et de confiance est importante. Mais effectivement, pour l'Argentine aussi, c'est un pays qui fait un peu peur. On a pris une assurance crédit. C'est le seul que j'ai fait parce que je ne suis pas très rassuré et je ne regrette pas. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Vincent, vous dirigez Herma Concept qui est spécialisé dans la production de lignes de peinture et vous réalisez 75% de votre chiffre d'affaires à l'export. Et vous avez eu vos premiers clients au Mexique dès fin 2018, donc vous connaissez bien la zone. Donc, qu'est-ce qui vous a donné à vous l'idée de vous lancer sur ces pays et comment vous avez approché vos premiers clients? Alors oui, effectivement, on fait des biens d'équipement industriel, donc des lignes de production, mais qui sont assez grosses. Le ticket moyen, c'est 1 million. Donc une vente, ça a une durée de négociation qui est de 6 mois à 3 ans, plus souvent 3 ans que 6 mois. Et par contre, nous, notre entrée sur le Mexique, c'est un premier projet avec Saverglass, où on a accompagné en fait des clients français qui s'implantaient à l'international. Donc on a appris dans la douleur le grand export. Et puis ensuite, on a eu une première étape qui était une mission avec BPI France qu'on a fait en fin 2019. Ouais, 2019, effectivement. Et c'est là où on nous a présenté en fait tout ce qui était l'aspect culture, accompagnement. On a fait un benchmark de l'existence sur le marché, on a fait différentes études de marché et on a lancé un premier VIE l'année suivante. Et là, le fait d'avoir une personne présente sur le marché, pour nous, ça a été hyper important. Le premier succès, c'est d'avoir pris des marchés avec des clients mexicains directement, parce qu'on a toujours été des accompagnants en fait, des exploitateurs français qui allaient s'impliquer à l'étranger.
Et ensuite, on a pris un deuxième VIE sur place, parce qu'effectivement, comme le disait Lana, qu'on s'est vu d'ailleurs au Mexique plusieurs fois, c'est important de prendre le temps et de créer du lien et du contact avec les clients sur place. Ça prend beaucoup de temps. Par contre, une fois que la confiance est construite, les côtés vraiment latins et un peu historiques, on se retrouve dans les années 80 en France dans les relations commerciales. Par contre, une fois que le lien est fait, on a des grandes chances de durer et d'exister sur place. Et l'objectif d'avoir effectivement un lien basé au Mexique, c'était de pouvoir assurer cette proximité, y compris tout l'accompagnement avec la notion de service. Aujourd'hui, on a même fait un partenariat avec un distributeur de consommables sur nos machines pour implanter et distribuer finalement ces biens via notre antenne pour l'Amérique latine. Et les deuxièmes étapes, c'est qu'effectivement, depuis qu'on s'est implanté, on a pris plusieurs marchés comme le Pérou, le Brésil et le Paraguay. Et puis là, on a une deuxième ligne qui est en train de se préparer de nouveau au Pérou. Donc voilà, il y a une continuité dans l'histoire et l'implantation. Je ne peux pas vous cacher qu'avec les événements trumpiens, on est particulièrement touché aujourd'hui puisqu'on a une grande difficulté à se projeter, ce qui touche quand même pas mal le Mexique. Mais le reste de l'Amérique latine reste très dynamique. Ok, très bien. Merci beaucoup. Là. Je reviens vers vous, Monsieur Lalo. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu les points positifs, les points négatifs de quand vous avez commencé sur cette zone, que vous avez rencontré pour approcher le marché? C'était quoi les difficultés? Alors, je vais commencer par les points négatifs pour terminer par les positifs. Les négatifs, c'est la langue, effectivement. Beaucoup de WhatsApp, c'est un peu surprenant pour nous, mais ils utilisent beaucoup cet outil-là. Des petits soucis avec la douane, très tatillon, si sur les palettes il n'y a pas le petit logo, etc. Ça m'a bloqué pendant un mois ou deux à Dos Santos toute la cargaison avec le client qui hurlait derrière. Donc oui, c'est des moments qui ne sont pas toujours faciles. Mais ça reste des clients qui sont stables dans le temps. Le côté positif, nous, c'est des gros contrats aussi. Ça dépasse le million d'euros. Le dernier qu'on avait fait, là, on a un plus petit à 750 000, mais on arrive à parfois des affaires au Mexique, c'était 2,5 millions. Donc le préfet export aide beaucoup. Plus on prend des gros contrats, plus on a besoin de trésorerie, parce qu'en fait, on étale la production. Et après, l'Argentine, à un moment, avait des délais de paiement à 120 jours. Ils sont revenus un petit peu en arrière. Donc, il faut vraiment utiliser le préfet export, anticiper la trésorerie et puis gérer les besoins comme ça. D'accord, très bien. Et alors vous, Monsieur Vincent, quels ont été les principaux défis auxquels vous avez eu à faire face sur cette zone? Ou les bonnes surprises? Ouais. Non, les douanes, effectivement, on les a vécues aussi. Ça nous met 2 mois et demi. C'est très, très compliqué. Le côté corrompu, c'est quelque chose qu'on a vécu et qui est une réalité. Ça n'empêche pas de faire du business, mais ça fait partie du décor. Donc ça, c'est les côtés moins. Après, les côtés positifs, c'est qu'on a trouvé une entraide européenne et française assez forte sur le Mexique. Il y a beaucoup de Français quand même basés à Mexico. Et puis, c'est un marché qui est immense, en fait. Hein. Quand on commence à toucher le marché de l'automobile, l'aéronautique, il n'y a pas de limite de taille de marché. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et nous, on est parti sur l'hypothèse de prendre 2 jeunes. On est tombé sur des profils super. Et aujourd'hui, on est en train de regarder comment on peut continuer. D'ailleurs, depuis, on a embauché un Mexicain, mais qui est basé en France. Et cet aspect culturel pèse beaucoup dans la durée et le prolongement de notre expérience là-bas. Par contre, du Mexique sur le reste de l'Amérique latine, ça fonctionne aussi très bien. Il n'y a pas la même barrière en fait que quand on est européen ou américain. Voilà. Très bien, merci. Monsieur Lalo, en quoi les produits BPI France Assurance Export vous ont aidé pour faciliter les relations, notamment avec vos banques? Déjà, comme je disais tout à l'heure, il y a des marchés à plus de 2 millions d'euros. Je pense que si on n'avait pas l'outil préfet export, ce n'est pas des marchés que je pourrais prendre. Donc ça, c'est vraiment un outil qui permet de lisser la trésorerie. Pour peu qu'il y en ait en plus 2, 3 qui s'enchaînent à peu près au moment, ça fait des appels de trésorerie qui sont énormes. Et c'est vrai que c'est un avantage. Il y a des pays où ils n'ont pas ça, je ne sais pas comment ils font. Nous, ça nous permet vraiment d'aller... Quand on a pris le premier marché à 2,5 millions, c'était avec Saint-Gobain. Donc on négocie à Paris, mais après avec la filiale. Ils sont tous venus nous voir parce qu'on était une PME.
posé la question, est-ce qu'on va leur donner l'affaire et on l'a eu, et je pense qu'on a pu la prendre aussi parce qu'on avait eu le préfet export. Après, ce que j'aime bien BPI, c'est aussi l'assurance crédit. C'est la première fois que j'utilise, je ne l'avais jamais utilisé. Jusqu'à présent, Mexique, Égypte, tout ça, c'est des pays que j'utilise, qu'on exporte. J'exporte à peu près partout dans le monde entier, sauf en Russie en ce moment, on a arrêté. Et pas beaucoup en Afrique. Mais là, il y a des marchés, effectivement, il y a des besoins, mais il faut être sécurisé. Et l'État français est là pour ça, effectivement. BPI, on a pas mal discuté. Alors, ils ont un outil en ligne qui est assez pratique. Donc, au début, j'avais du mal, mais maintenant, je sais y faire. Après, les difficultés avec BPI, c'est que le préfet export, on a échoué 3 fois avant de réussir. C'est-à-dire qu'on a fait avec une banque. On a eu l'accord au bout de... quand on était payé par le client, c'est-à-dire l'affaire est terminée. Donc, le deuxième, c'était un peu mieux. Le troisième, presque bon. Et le quatrième, c'est le bon. Et maintenant, ça roule. Par contre, à partir du moment où on change de banque, pas BPI, mais de banque, on repart à zéro, parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude du genre d'outil, j'ai l'impression. Et ils se plantent, et il y a des allers-retours, et on perd un temps fou. Et il y a même une affaire, l'Argentine, on a l'accord, BPI. Et maintenant, pour lancer vraiment l'affaire avec la banque, on a pris une nouvelle banque pour voir. Et ça fait 2 mois qu'on attend, qu'il y a des papiers qui baladent. Donc. Mais il ne faut pas perdre espoir, il faut roder l'outil. Et une fois qu'on connaît les interlocuteurs, les gens de Paris sont venus nous voir aussi. Donc ça, j'ai apprécié. Et ils nous connaissent bien maintenant. Et je pense qu'il faut roder. Il faut prendre une banque, puis 2, puis 3. Puis après, les mettre en concurrence pour avoir des taux corrects. Mais il ne faut pas se cantonner sur une seule banque. C'est le conseil que je propose. Ok, merci beaucoup. Monsieur Vincent, je sais que vous avez utilisé particulièrement l'assurance caution export. En quoi ça vous a aidé pour votre développement à l'international ? Alors, nous, ça fait maintenant 4-5 ans qu'on travaille avec les produits BPI France, donc on a pris le même constat. Hein. Il faut prendre le temps d'apprendre. Par contre, on utilise beaucoup d'outils. Il y a aussi tout ce qui est l'assurance prospection qu'on a fait sur le Mexique. Ça, c'est un super outil pour nous en termes de risque. Bien sûr, les cautions de restitution d'acompte. Oui. Ça, c'est des lignes qu'on met en place. Il faut pouvoir se projeter, mais c'est vraiment intéressant. L'assurance crédit export, ça c'est au niveau trésorerie, quand on fait des grands projets, c'est salvateur pour nous par rapport à la taille de nos entreprises. Et puis l'assurance crédit, là c'est vraiment quelque chose de... On essaie d'aller sur l'Inde en ce moment, au vu du ralentissement géopolitique. Et l'Inde, heureusement qu'il y a cette organisation, parce que seul même avec un distributeur, le risque est trop important. Donc beaucoup d'outils qu'on apprend à découvrir, qu'on apprend à faire découvrir à nos banques, et ça prend du temps. Et vous êtes aussi dans un accélérateur, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. On fait aussi l'accélérateur PME-ETI. Donc là, on est dans un programme avec un échange sur 2 ans. Et ça, c'est vraiment un outil qui est déjà pour rencontrer nos pairs. À chaque fois qu'on ne prend jamais le temps suffisamment de le faire, et on a toujours plein de choses à partager. Et puis une vision 360 pour nous accompagner sur des projets de croissance externe. Ça fait partie des étapes de l'évolution. Aujourd'hui, on doit trouver des solutions pour être résilient quand on est sur des marchés de l'investissement qui sont vraiment longs en cycle. Dès qu'il y a de l'incertitude, on est sur des bas. Là, c'est de l'incertitude qui dure. Et donc aujourd'hui, l'obligation qu'on a, c'est de panacher nos risques, de se diversifier, tant sur les secteurs que la géographie. Nous, on avait pris l'option de la géographie, c'est pour ça qu'on était allé à l'export. Et aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut qu'on soit aussi ouvert sur des activités qui soient indépendantes sur des cycles courts quand on est sur des cycles longs et vice-versa. Très bien, merci beaucoup. On voit en tout cas qu'effectivement, il faut se faire aider, il faut se renseigner auprès des bonnes personnes pour avoir les clés, pour bien identifier les problématiques sur les marchés que vous voulez adresser. Il faut parler avec vos pairs. Hein, on voit bien que c'est intéressant. On ne sait pas et on a des choses en commun. Voilà. Et puis voilà, s'appuyer sur BPI France Assurance Export qui propose toute une gamme d'accompagnement, qui a des experts qui sont là pour vous aider aux différents stades de votre développement à l'international. Tant pour prospecter effectivement que pour vous accompagner sur de la caution, sur des préfinancements. Donc voilà, il faut demander, il faut toquer, il faut se renseigner. N'hésitez pas. Et puis voilà, il faut échanger.
C'est ça qui est important. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos témoignages, la transparence de vos réponses et puis la richesse de vos expériences partagées. C'est très intéressant. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez envie, bien évidemment, on est tous disponibles pour vous aider, répondre à vos questions ou approfondir certains sujets. On est là pour ça. Merci beaucoup. Ouais, ça va le faire, t'inquiète. Ouais, parce que lui, il est plus court. De toute façon, il est plus court. Pas encore besoin de changer l'équipe, tu vois.
Ah, mais bien sûr, j'ai vu. Normalement, c'est 50, c'est ça? Simon me disait qu'on pouvait commencer à s'installer.
Toujours aussi passionnant. En tout cas, une fois que je commence à parler, peut-être mettre debout, je ne sais pas. Oui, oui. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez cet après-midi pour cet atelier, le second de la journée sur l'Amérique latine. Donc nous, on va parler de la zone andine et principalement de la Colombie. Vous le verrez au travers des différents témoignages. Donc pour ma part, moi je suis Arthur Gouin, je suis responsable adjoint pour l'Amérique latine et les Caraïbes pour BPI France, basé au sein de notre bureau régional de Mexico, donc aux côtés de ma collègue Lana Ravel qui est intervenue précédemment. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir à mes côtés 3 intervenants de choix pour traiter ce sujet, donc de Colombie et zone andine, et donc quelles opportunités représente ce marché pour une entreprise, et principalement une entreprise française. Donc j'ai avec moi Camilo Martinez, qui est donc directeur France et Benelux pour ProColombia, que je laisserai se présenter plus en détail par la suite. Également donc Théo Drone, Project Latam Manager pour l'entreprise française Waga Energy. Et donc Inès Taki, donc Project and Export Finance Manager Amérique latine pour l'entreprise que vous connaissez bien, Alstom. Donc très rapidement, comme vous allez le voir, on va se focaliser aujourd'hui, malgré le titre de l'atelier, sur la Colombie. Mais je voulais quand même rappeler très rapidement le contexte, on va dire, économique et politique des autres pays de la zone andine qui vont moins être le cœur du sujet aujourd'hui, donc à savoir principalement le Pérou, l'Équateur et la Bolivie. On laissera volontairement de côté d'autres pays dans lesquels on a un petit peu moins de présence.
Donc, très rapidement sur l'Équateur, comme vous avez pu le suivre, il y a eu donc quelques changements et quelques turbulences, on va dire, économiques et sécuritaires sur les derniers mois, avec l'arrivée au pouvoir, premièrement par intérim de Daniel Noboa, président en Équateur, donc, qui représentait l'un des plus jeunes présidents d'Amérique latine, puisqu'il arrive au pouvoir à 36 ans, il en a aujourd'hui 37, avec des effets qui commencent à se faire sentir sur l'Équateur. Hors le contexte sécuritaire, sur la partie économique, on voit qu'il jouait un petit peu d'une dynamique électorale avec un effet, ce qu'on appelle un effet Noboa. Et pas mal de réformes qui sont en train d'être mises en place sur l'Équateur. Donc un contexte encore une fois sécuritaire qui reste délicat, mais un contexte économique et des indicateurs, des fondamentaux macroéconomiques qui vont dans le bon sens et des prévisions de croissance plutôt bonnes. Donc un pays, l'Équateur, qui est aujourd'hui sous programme FMI et qui a on va dire de belles espérances sur les mois à venir par rapport aux mois et aux années précédentes. Pour ce qui est du cas du Pérou, également quelques turbulences, comme vous avez pu le suivre, politiques sur les derniers mois, avec des fondamentaux macroéconomiques qui restent relativement solides. La monnaie péruvienne, le sol péruvien, reste l'une des monnaies, si ce n'est la monnaie la plus stable d'Amérique latine. Donc idem, on a un panorama politique qui n'est pas des plus calmes, mais des fondamentaux qui restent relativement bons, avec un secteur privé actif qui fonctionne plutôt bien. Et je laisserai également les intervenants compléter ce propos de manière plus détaillée si vous avez des éléments additionnels. Et concernant la Bolivie, ça nous paraissait également intéressant d'en parler, pays qui, entre guillemets, si je puis dire, part de loin vu les récents événements. On a vu donc des élections il y a peu. Il y a un second tour dans les prochains mois, en octobre 2025, qui viendrait peut-être tourner le dos à 2 décennies de socialisme en Bolivie, avec des candidats plutôt orientés centre-droit, qui viendraient mettre fin donc, à la, entre guillemets, comme je disais, 2 décennies de pouvoir du Movimiento al Socialismo, donc le mouvement masse. Donc voilà, donc pour commencer à entrer dans le sujet plus en détail et pour vous laisser la parole, chers intervenants, je me tourne vers toi, Camilo. Peux-tu très rapidement donc, te présenter et présenter ProColombia, votre action et votre rôle en lien en France, en Europe et en lien avec la Colombie, et également nous dresser un panorama économique, un profil économique de la Colombie aujourd'hui, quelles opportunités ça représente pour une entreprise qui s'y intéresse ou qui voudrait s'y implanter. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Arthur. Je me permets une présentation. Je vais partager avec vous quelques fondamentaux économiques du pays. Je pense que le cœur du sujet sera adresser les opportunités sectorielles par les connaisseurs des entreprises, nos amis de Alstom et Waga. Quelques éléments d'introduction. La Colombie est la 4e économie de la région, après l'Argentine. La Colombie, au niveau du PIB, c'est de la taille de Belgique. Et au niveau de la population, c'est de la taille de l'Espagne. Les prévisions de croissance, c'est une prévision modérée, on va dire entre 2 et 3% selon les sources. Et en général, c'était un pays au niveau économique stable. Depuis les années 70, la croissance a été environ de 4%, 5%. Aujourd'hui, après le Covid, on n'a pas eu cette fortune avoir une croissance de plus de 2 ou 3%. Mais en général, c'était assez stable. Et je vais faire ça. Donc, une particularité de Colombie, c'est que la capitale a une participation de 17% sur le PIB, mais pas plus que ça. Donc, on compte avec 5 villes qui ont plus d'1 million d'habitants. Donc, il y a des différentes opportunités au niveau de marché qui sont différentes à la capitale. Donc, c'est un pays qui est vraiment engagé avec la durabilité. On est engagé avec une réduction de 51% des émissions d'ici 2030, déforestation nette d'ici 2030, et on a aujourd'hui une déclaration de 30% du territoire comme zone protégée. Donc, bien sûr, on fait partie de l'accord de Paris, donc on espère une neutralité carbone d'ici 2050. Il y a pas mal de signes clairs sur cette volonté. C'était le premier pays de la région à développer une taxonomie verte. Et c'est le premier pays aussi de la région qui a intégré les objectifs de développement durable dans son plan national de développement. Je ne vais pas entrer dans ces... Mais par contre, oui.
Donc au niveau de la biodiversité, la Colombie représente à elle seule 10% de la biodiversité mondiale. Et il y a quand même un tissu d'entrepreneuriat assez intéressant avec plus de 4000 entreprises vertes. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer avec les autres éléments. Vous aurez cette présentation que vous serez partagée avec vous. Ah, c'est mieux. Après, c'est important de dire que la Colombie a des différents accords internationaux de type commercial, en incluant l'Union européenne. Donc, on a des accords commerciaux, on va dire, avec plus de 85% du PIB mondial. Et je pense que c'est aussi important à signaler qu'on compte avec des accords avec des accords aussi d'investissement. Et très important, des accords pour éviter la double taxation. Et un des pays avec lequel on a des accords, c'est avec la France. Donc, il y a un accord pour éviter la double taxation si on voulait avoir des business en Colombie. Donc, c'était ça les messages préliminaires sur la Colombie. Et bien sûr, finalement, on aura quelques instants pour des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Camilo. Effectivement, donc chaque intervenant aura un temps de questions-réponses à la fin et également donc en bilatéral suite à l'atelier si le temps nous manque. Si vous voulez aller les voir de manière bilatérale, ce sera tout à fait possible. Je me tourne désormais vers toi Inès, sur une partie et un témoignage plus sectoriel concernant Alstom. Quelle est votre vision en tant que grand groupe français de la Colombie principalement, mais on va dire du territoire andin, et quels sont on va dire, les grands projets et la dynamique et la température du secteur on va dire, ferroviaire, si je puis dire, pour vous dans la région aujourd'hui? Merci Arthur. Tout d'abord, Alstom, pour introduire rapidement Alstom, Alstom est présent en Amérique latine depuis plus de 60 ans. Et sur la région andine, on a une présence significative, notamment en Colombie, sur des projets de signalisation, notamment la ligne 1 de Bogota, et des projets de fret au nord de la Colombie. On est également présent au Pérou, avec la fourniture de matériel roulant pour la ligne 1 du métro de Lima. Et en Équateur, on a du coup fourni une solution clé en main au sein d'un consortium français pour le tram de Cuenca. Quelques mots sur effectivement le secteur ferroviaire général au Colombie, une brève introduction. Peut-être pour rapidement, de façon générale, ce qu'on constate en Colombie, c'est que le réseau ferroviaire existe, mais qu'il est sous-utilisé. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, seulement 5% des modes de transport sont consacrés justement au ferroviaire. Et ce ferroviaire est essentiellement du transport ferroviaire, de fret, essentiellement pour l'exploitation minière agricole, et le transport ferroviaire de passagers est quasi inexistant ou très peu développé. Les principaux défis du transport ferroviaire de passagers en Colombie, c'est effectivement le manque d'investissement historique. L'État colombien investit très peu pour moderniser l'infrastructure, et en conséquence, il y a une vraie dépendance au transport routier, notamment au transport aérien. Comme l'a mentionné Camilo il y a quelques instants, cela va à contre-courant des objectifs de transition énergétique de la Colombie, qui a un vaste plan des engagements internationaux pour réduire les émissions de GES à l'horizon 2050. Et on sait que le transport routier et le transport aérien sont très émetteurs en GES. Donc effectivement, le transport ferroviaire est une alternative pérenne pour pouvoir justement permettre à la Colombie d'atteindre ses objectifs. L'autre principal défi, c'est les financements. Donc effectivement, traditionnellement, la Colombie s'est tournée plutôt vers les partenariats publics-privés pour financer les projets liés au ferroviaire. Le problème de ce type de financement, c'est qu'il est très peu efficace, très peu rentable pour justement les infrastructures ferroviaires, en raison de la durée d'amortissement de la dette, et aussi du fait qu'effectivement, les recettes liées à l'utilisation du réseau ferroviaire sont très faibles et ne permettent pas de rendre ce financement rentable. Donc l'État colombien finit plus par s'endetter que pour financer ce type de projet, plutôt que réellement générer une marge dessus. Et enfin, l'autre défi qu'on peut noter, c'est tout ce qui est lié à la continuité politique. Donc c'est des projets effectivement qui s'inscrivent dans la durée, sur 30-50 ans. Et il suffit qu'il y ait un changement de mandat pour que effectivement le projet soit ralenti ou ne puisse jamais voir le jour. C'est le cas aussi de la coordination institutionnelle. Donc il y a beaucoup d'entités qui sont impliquées dans le financement, dans la mise en place de l'infrastructure ferroviaire, donc que ce soit le ministère des Transports, de l'Énergie, des Finances, et aussi l'ANI, donc l'Agence nationale de l'infrastructure. Et ce type il y a un manque de vision stratégique de toutes ces institutions pour pouvoir réellement aboutir à une approche cohérente du secteur. Peut-être plus, pour vous
dire que le panorama n'est pas forcément si noir et qu'il y a aussi des opportunités qui peuvent surgir de ce secteur dans le pays. Il y a une vraie impulsion politique déjà depuis l'élection de Gustavo Petro à la présidence, qui a mis en place un grand plan national de développement de plus de 350 milliards de pesos, qui va justement venir fournir les financements nécessaires pour moderniser les infrastructures ferroviaires dans le pays. Comme effectivement mentionné auparavant, l'objectif de réduction de 51% des émissions de GES à l'horizon 2050, dans le cadre de l'accord de Paris, c'est une responsabilité de l'État colombien auquel il souhaite se tenir. Et donc, par conséquent, on peut imaginer que les investissements pourront être portés par ce type d'engagement. Il y a également toute une logique, effectivement, pour l'État colombien d'intégration nationale et logistique, et régionale également, puisque, effectivement, il y a ce grand projet de connexion des océans Atlantique et Pacifique, qui permettrait justement à la Colombie de rehausser son positionnement stratégique dans le commerce international, et ça pourrait même être une alternative au canal de Panama. Tout ce qui est également développement urbain et régional, donc pour désenclaver notamment la région, la périphérie, enfin les villes en périphérie de Bogota. Je pense particulièrement au projet Rijotram de Bogota del Norte, qui viendrait justement désenclaver ces petites villes et qui sont une priorité aujourd'hui de l'État colombien. Donc il y a des grands axes prioritaires qui ont été définis, notamment Tren del Pacífico, Dorada, Chiliguana, autant de projets qui sont des priorités pour l'État. Malgré toutes ces opportunités, je souhaitais juste souligner également qu'il y a beaucoup de défis qui sont liés à la concurrence chinoise. Donc on connaît la stratégie des entreprises chinoises partout, elle est bien connue, mais en Colombie c'est un peu particulier puisqu'il y a un vrai portage diplomatique. Il y a beaucoup d'accords entre la Colombie et la Chine, notamment de préfaisabilité de conseils liés au ferroviaire, et c'est une vraie menace pour les entreprises et notamment les entreprises françaises. Et ce qu'on note également, c'est que les entreprises viennent notamment participer à des projets avec un financement qui est adossé à des banques d'État chinoises. Et ces banques d'État chinoises, justement, facilitent la mise en place de PPP, qui sont attractives pour le gouvernement colombien, même si on a vu qu'à long terme, elles ne l'étaient pas réellement, mais en tout cas, à première vue, qui sont attractives et qui viennent justement favoriser leur position dans le cadre d'appels d'offres. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Inès. Sans transition, Théo, sur une question similaire, d'un point de vue, donc un secteur qui est différent, le secteur de l'énergie, biogaz, biométhane, donc ce qui est propre à Waga Energy. Comment vous voyez-vous la Colombie aujourd'hui et la sous-région? Quels sont les grands projets et un petit peu l'analyse que vous faites en tant qu'énergéticien français? Merci Arthur. Moi, je vais me concentrer sur la Colombie. Je ne peux pas parler de la sous-région parce que Waga, aujourd'hui, on se concentre seulement sur la Colombie dans la région, ou en tout cas dans la zone andine. Si j'introduis Waga, parce que je pense que peut-être des gens ne connaissent pas Waga, me connaissent mieux Alstom. Nous, on est une entreprise française, un peu plus de 250 personnes. On est un leader international dans le biométhane. On produit du biométhane uniquement avec les décharges. Aujourd'hui, on est implanté dans 6 pays. Bientôt la Colombie, j'espère. Et donc, on fonctionne avec un business model un peu particulier qui est qu'on ne vend pas nos machines. On se développe dans les pays pour 15, 20, 25 ans, 30 ans. Donc quand on vise des pays, et j'en parlerai un petit peu après, c'est qu'on est persuadé des fondamentaux, parce que c'est pas comme si on pouvait juste céder notre technologie, parce qu'on a une technologie qui nous est propre, qui transforme le gaz de décharge en gaz renouvelable, qui permet d'injecter ce gaz dans le réseau. Et cette technologie, donc on ne la vend pas, on la développe dans des pays dans lesquels on a confiance dans les fondamentaux. Si je parle de ce qui nous a amené en Colombie et ce qui nous intéresse, ça a été beaucoup dit par Camillo. Donc nous, on est une entreprise qui se concentre sur le développement des énergies renouvelables, et en plus sur la captation du méthane. Il faut savoir que le méthane, c'est 84 fois plus polluant que le CO2. Et le méthane, il est produit naturellement par les déchets, par la fraction organique des déchets. Et dans les décharges, il s'envole dans les airs. Et c'est une sacrée épine dans le pied pour le changement climatique. La Colombie, c'est le premier pays, ça n'a pas été dit, qui a des réserves de gaz prouvées et qui a choisi de signer le traité de non-prolifération. C'est-à-dire globalement de dire on ne va pas aller chercher le gaz qui se trouve dans notre sol, puisque comme le dit l'Agence internationale de l'énergie, si on va chercher tous les hydrocarbures qui sont dans le sol, on ne pourra pas accomplir la transition écologique. Donc c'est un choix macro extrêmement important. Donc nous, bien sûr, on voit ça de manière très positive sur un aspect économique comme sociétal, mais voilà, c'est un vrai défi pour la Colombie, puisque aujourd'hui la Colombie, qui était un pays indépendant en gaz, donc qui produisait 99% de son gaz historiquement, aujourd'hui se retrouve à importer du gaz en attendant des alternatives viables. Donc ces alternatives, nous on les fournit, on travaille avec les décharges
pour fournir des gisements de gaz assez importants. Et on se retrouve du coup à avoir une augmentation du prix du gaz en attendant ces alternatives qui fait qu'on peut être compétitif en Colombie. En Colombie, aujourd'hui, il n'y a pas de valorisation verte. En France, par exemple, j'ai oublié de le dire, mais dans le monde, aujourd'hui, on a 31 projets qui injectent du gaz tous les jours. On a une vingtaine en développement, une grosse majorité aux États-Unis, mais également en Italie, en Espagne, au Canada. Et en Colombie, aujourd'hui, il n'y a pas de valorisation verte. En France, on a un prix pour le gaz et un prix pour les attributs environnementaux. Il n'y a pas ça en Colombie, mais pour autant, on se retrouve à être compétitif sur le prix du gaz importé notamment, avec des entreprises qui nous disent qu'on aimerait avoir du gaz plutôt local, si possible vert en plus, plutôt que se retrouver à importer du gaz avec les contextes géopolitiques qu'on connaît. Donc, la dynamique et les décisions économiques prises, elles ont amené vers une baisse des réserves en gaz, une augmentation du prix. Donc, pour nous, c'est des fondamentaux importants et ça veut dire aussi qu'ils sont prêts à prendre des risques assez importants pour accompagner la transition écologique dans le pays et dans le monde. Et ce qui a été dit également, c'est que nous, il y a plusieurs fondamentaux. Pour s'installer dans un pays, il faut qu'il y ait une valorisation verte ou un prix du gaz élevé. Il faut également qu'il y ait des zones denses dans le pays. Là, il y a 5 villes dans le pays qui ont plus d'1 million d'habitants, ce qui veut dire beaucoup de déchets, de grosses décharges, et donc pour nous, des potentiels avec des tailles de machines importantes, donc des économies d'échelle assez importantes, ce qui fait qu'on s'inscrit directement dans le marché. C'est le cas en Colombie, ce qui fait qu'on a un potentiel de production aujourd'hui, juste en parlant des décharges. Il y a plusieurs manières de produire du biométhane, nous on ne fonctionne que dans les décharges, de 2% de la consommation nationale du gaz qui peut être remplacée dès demain. Et si on parle de l'atténuation des tonnes de CO2, donc comme j'ai dit, qui est en première partie liée à la collecte du biométhane du méthane dans ces décharges, et ensuite au remplacement d'un gaz fossile, c'est-à-dire on ne va pas utiliser du gaz naturel fossile, mais on va avoir du gaz renouvelable, on estime à 6 millions de tonnes de CO2 de potentiel via la production de biométhane. Et puisqu'on sait que c'est un sujet assez important pour l'État colombien et que c'est un sujet extrêmement important pour Waga Energy, nous, on se positionne avec bonheur sur ce marché. Merci beaucoup à tous les trois pour ces éclairages. Avant de passer aux questions-réponses, que je vois qu'il nous reste une dizaine de minutes, donc on a un petit peu de temps, est-ce que, je m'adresse à tous les trois, est-ce que vous, en tant qu'entreprise qui prospectez, donc, surtout dans le cas d'Alstom et Waga Energy, et ensuite dans le cas de ProColombia, mais en tant qu'entreprise qui prospectez ou êtes déjà implantée ou en passe d'être implantée en Colombie, quel on va dire, warning, bonne pratique, conseil vous donneriez à une entreprise ou à une personne qui veut s'y implanter ou qui regarde ce pays, sachant qu'effectivement, on l'a mentionné, il y a potentiellement une alternance politique avec des élections qui arrivent en mai prochain. Et de ton point de vue également, Camilo, voilà, un mot de la fin sur quels sont les grands atouts et quel conseil tu donnes de manière, on va dire, assez simple à l'assistance aujourd'hui. La première chose, c'est insister sur le fait qu'on a un accord d'éviter la double taxation France-Colombie. Ça, c'est une première chose. Et pour en profiter, c'est très important si à un moment donné, vous allez faire un investissement en Colombie, de l'enregistrer auprès de la Banque centrale de façon à que vous profitez de tous les avantages d'être considéré comme un investisseur international. Parce que si on fait des investissements en Colombie pas déclarés auprès de la Banque centrale, se considère un investissement, on va dire, c'est pas illégal, mais on ne profite pas d'être considéré comme un investisseur étranger. Donc normalement, on devrait passer par la Banque centrale, le déclarer. Il n'y a pas d'impôt sur ça, mais c'est juste de le déclarer à la Banque centrale. Et après, je pense que c'est très important aussi de penser à la Colombie. Il y a pas mal d'entreprises de taille moyenne, de taille petite, avec lesquelles vous pouvez faire des partenariats. Il y a un tissu quand même assez important d'entreprises en Colombie, donc il faut pas hésiter à faire des partenariats pour arriver au marché. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que nous, il y a, on va dire, 99% de feu vert pour aller en Colombie. Les 1% qui pourraient encore bloquer aujourd'hui, on est dans l'énergie, on est dans le gaz, donc c'est des secteurs hyper régulés. Donc il manque quelques petites évolutions réglementaires, etc. Nous, ce qui va aussi beaucoup impacter pour nous, c'est le risque de change, parce qu'on signe des contrats sur 15, 20, 25 ans. Et ce risque de change, il y a des éléments que BPI propose qui nous aident là-dessus notamment. Et une partie, le marché du gaz est en grosse partie dollarisé, donc ça nous aide beaucoup. Mais ce risque de change, pour nous, il est extrêmement important et il va
potentiellement permettre, si on sait le sécuriser, de passer à l'étape d'un investissement et de s'implanter sur le long terme en Colombie. Oui, bah, le conseil que effectivement, je pourrais donner, c'est qu'effectivement, vu qu'il y a, comme on l'a mentionné, beaucoup de concurrence internationale, ne pas hésiter à s'appuyer sur les dispositifs de la Team France Export, que ce soit Business France, BPI France, voire même parfois le partage diplomatique, ça peut être une bonne solution aussi, parce qu'il y a énormément de concurrence sur les marchés internationaux dans ce pays. Comme l'a dit Camilo, effectivement, il y a un grand tissu industriel local, donc n'hésitez pas voilà, à conclure des partenariats avec des PME ou même des entreprises locales pour pouvoir vous implanter mieux sur la région et bénéficier peut-être de financements aussi locaux. Donc voilà, c'est principalement les conseils que je pourrais donner. Merci beaucoup. Et oui, effectivement, vous l'avez mentionné. Donc il y a différents outils qui existent et au-delà de BPI France, donc principalement depuis la France via ProColombia, mais sur place. Et si vous êtes une entreprise ou vous avez des projets également d'entrepreneuriat sur le pays, il y a énormément d'acteurs français, mais aussi publics, privés et étrangers qui existent. Je pense donc aux ambassades, aux services économiques, les équipes plutôt institutionnelles, également à Business France, les chambres de commerce, les CCEF, tous les acteurs que vous connaissez, je pense, déjà, et j'en oublie bon nombre. Et également, donc, sur les outils, pensez à bien vous faire accompagner, à bien dérisquer. Et sur la partie, on va dire, financière d'un projet, le risque est quand même relativement important à l'export, notamment quand on fait si je puis dire, du grand export, comme certains l'appellent. La volatilité du pesos, notamment sur l'exposition au taux de change en Colombie, fait partie des risques principaux, entre autres. Il y a plein de choses qui existent auprès des différents acteurs. Donc voilà, renseignez-vous bien là-dessus et je pense que les intervenants pourront vous en parler avec plaisir. Je vois qu'il nous reste 6 minutes, 7 minutes. Donc je vous propose de nous adresser vos questions, si vous en avez. Merci. Une question pour Théo. Qui sont les clients des solutions Waga? Est-ce que c'est toujours le distributeur national de gaz? Est-ce que ça peut être des sociétés privées? Est-ce que ça peut être des agglomérations? Est-ce qu'il arrive que ce soit de gros projets d'urbanisme et des promoteurs privés qui pourraient dire « moi, ça m'intéresse pour un certain nombre d'unités » Voilà ma question. Qui est le client? Qui paye? Alors, je vais répondre en général et après je dirai pour la Colombie. En général, ça peut être à peu près tout le monde. Aux États-Unis, on vend du gaz à l'Université de Californie, par exemple. Exactement. Ça peut être pour son usage. En France, on a des accords qui sont publics. Notre plus gros client, c'est Engie, avec qui on a fait le plus gros projet de biométhane d'Europe qui se trouve dans la décharge de Clay-Souilly. En Colombie, c'est un peu différent parce qu'en fait, si on injecte dans le réseau, on est obligé de vendre au gestionnaire de réseau. Mais on peut avoir des clients privés si jamais on fait du gaz compressé. Nous, on préfère injecter parce qu'on travaille sur de très gros projets, donc on est sur des volumes de gaz extrêmement importants et on a une technologie qui injecte plus de 95% du temps. Donc si on fait du gaz compressé, ça veut dire faire venir des camions qui viennent charger le gaz et qui amènent du gaz compressé autre part. Donc déjà, c'est plus polluant, parce que ça veut dire des allers-retours de camions. Et en plus, en termes logistiques, c'est un peu plus complexe. On peut le faire si vraiment on a des gros clients, parce qu'encore une fois, nous, on travaille sur des usines qui sont assez importantes. On parle de gros volumes de gaz. Dans le reste du monde, on le fait avec de gros clients. En Colombie, ce sera plutôt le gestionnaire de réseau. Bonjour, je m'adresse aux représentants de la Colombie. Là. Quelles sont les opportunités? Moi, je suis dans une jeune entité voyage et logistique. Alors, vous avez parlé d'opportunités. Quelles sont les opportunités présentes en Colombie? Vous m'entendez? Je m'exprime bien? Est-ce que je peux parler un peu fort? Vous avez capté le sens de mon message? Ça y est? Oui, je vous m'explique. Je suis dans les structures de voyage, donc je fais des packages, vol, circuit, hébergement. Et là, je voulais avoir des accords de partenariat. Vous allez parler des ouvertures en Colombie. Ça peut être intéressant. Donc je viendrai, si vous m'accordez quelques minutes, on va essayer d'un peu d'échanger et voir, grosso modo, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. J'ai aussi un volet logistique, parce que ça va ensemble. J'ai un département, donc c'est aussi un panel de tâches importantes. Moi, je suis axé vers l'international. Donc, comment vous pourrez m'apporter une solution? Bon, merci. Je vais commencer par la partie voyage. Si j'ai bien compris, c'est vous avez des compagnies comme Tour Opérateur et DMC. Donc, au niveau, parler un peu du tourisme en Colombie.
je pense que c'est une belle opportunité, car il y a 5 ans, il y avait 4 moins de touristes internationaux en Colombie que qu'on a aujourd'hui. Et la tendance continue avec cette tendance positive. Janvier et juillet 2025, comparé à cette même période de l'année dernière, on a une croissance toujours de 10%. On va recevoir à peu près 7 millions de touristes cette année, touristes internationaux. Mais par rapport à la taille de l'économie et par rapport à la taille de la population, on est une population de 52 millions d'habitants. Donc il y a encore une place très importante de croissance. Et c'est le cas, on continue à croître et à croître. Parce que la Colombie venait d'une... il n'y avait pas beaucoup du tourisme dans le pays. Il y a pas mal de chaînes importantes qui sont déjà présentes. Mais il y a pas mal d'opportunités dans toutes les villes qui sont entre 500 000 et 1 million d'habitants. Donc, il y a beaucoup de place pour continuer à croître en Colombie au niveau du tourisme. L'autre secteur, c'était la logistique. Je pense que tous les pays, si vous avez présencié des présentations pays, normalement, tout le monde dit qu'on est stratégiquement localisé. Et c'est pas faux parce qu'on habite dans une planète qui est ronde. Donc, on est tous à la moitié, au centre. Dans le cas de la Colombie, on est au centre des Amériques, nord-sud, exactement, avec le Panama. Mais aussi, on est au centre est-ouest, orient-occident. Et donc, pour tout ce qui est le transport, c'est très bien, sans avoir besoin de payer de temps en temps des frais assez importants au canal de Panama. Mais aussi, par exemple, le port de Carthagène a été considéré comme le meilleur et le plus moderne port de toutes les Caraïbes. Et ça continue à avoir ce même prix il y a 6 ans. Donc, au niveau de logistique, il y a pas mal d'opportunités. Mais il y a toujours de la place pour de nouveaux acteurs. Parce qu'on a 3 acteurs très grands, mais il y a toujours la place pour les moyens. Je me permettrai en complément effectivement sur l'aspect logistique. L'aéroport Eldorado de Bogota est le plus grand aéroport en fret de marchandises et de passagers d'Amérique latine devant Ciudad de México et Garullo à Sao Paulo. C'est aussi un élément important et beaucoup de zones franches dans certaines villes, que ce soit Barranquilla dans la partie Caraïbe, également Cali, et des ports et des grands projets infra, certains en cours ou à l'arrêt, mais qui reprendront après les élections, notamment sur l'autopista de l'Atlantico et sur les côtes, avec des grands projets d'infra en interne pour accéder aux différentes côtes colombiennes. Et donc une plateforme logistique et un hub qui est souvent mis en avant au-delà du Panama ou d'autres pays de la région. La Colombie, effectivement, jouit d'une place de choix sur cet aspect. Sans connaître parfaitement ce secteur d'activité, mais sur les aspects logistiques, c'est un pays qui a de nombreux atouts. On a une dernière question, je vois qu'il nous reste 30 secondes. Sinon, je vous invite, si vous le souhaitez, à venir échanger avec les intervenants suite à l'atelier. Merci encore de votre présence. On espère qu'on a répondu en 30 minutes, c'est peu, mais au sujet, à la question qui a été posée. Donc voilà, merci encore à vous 3 et merci à tous de votre participation aujourd'hui.
tu m'as mise mal et après tu t'es barré en fait. Ça veut dire que par rapport à je sais pas plus dire Elisabeth en fait. Ah, maintenant tu m'aggraves. Badé en fait. J'ai un atelier qui va commencer dans 9 minutes. J'ai pas encore revu mes notes. Si on peut parler juste après, désolé. Peut-être, bon, je travaille avec BPI France. Ouais, on peut. Là, vraiment, je suis désolée, je dois être focus sur. Ouais, c'est moi qui anime ouais, le truc qui est arrivé là. Alors. Arrive, ouais. Ok, parfait, merci. J'atterris Pilates. Je suis en train de revoir mes questions. Dernière minute de.
Ah, il y a un Là, je sais, atelier. oui, il y a un atelier dans. Non, je n'ai pas de carte. Ah non. À l'international, en fait. Peut-être que je donnerai des éléments de réponse. Ouais, c'est pour ça que j'ai proposé Ouais, de vous laisser mon mail. Perdu. Je suis. Attendez, je vais vous donner mon mail. Et après, malheureusement. Je vais changer. Je vais donner pour changer par mail. Bon moment. Parce que je suis. Alors là, je suis pas. Eya était dans le coin. Pardon. Ouais, Eya, elle était là. J'ai vu là, et puis je prends une petite photo, hein, ça ira. Donc, très cher. Eya, elle était là. Max, ça va. Et à toutes et bienvenue sur cet atelier qui va être dédié aux opportunités présentées par la Deep Tech en Afrique. Alors donc je suis Anne-Marie Mataï, Senior International Institution Manager au sein des équipes Equity de BPI France et j'aurai aussi le plaisir de modérer cette session. Alors bon, tout est indiqué dans le titre. L'objectif de cette session d'échange est de pouvoir faire déjà un état des lieux de la Deep Tech sur le continent africain, de pouvoir faire un mapping des opportunités, des défis, d'échanger aussi autour des structures d'accompagnement, de l'accompagnement qui est proposé aux entrepreneurs et ensuite de pouvoir bien évidemment discuter la question de l'impact. Est-ce que la Deep Tech pourrait être une solution ou bien est-ce que les solutions de la Deep Tech pourraient être une réponse aux enjeux de développement du continent africain? Donc pour pouvoir échanger sur toutes ces thématiques, donc je vais vous présenter notre panel. Donc Yves Battesti, qui est responsable régional pour BPI France, qui couvre l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est ainsi que l'océan Indien. Et Hachem Lee, qui nous vient de OST, donc Open Startup Tunisia, qui est Head of Partnerships, donc ravi également de t'avoir avec nous. Et Max Le Saffre, qui est Head of Innovation et Entrepreneurship au sein de UM6P Global Hubs France. Donc, merci à tous les trois pour votre présence. Commençons déjà par faire un état des lieux de la Deep Tech. Donc, je vais me tourner vers toi, Iya.
Aujourd'hui, quand tu vois le paysage de la deep tech, quelles sont les tendances en termes de pays porteurs, en termes de secteurs porteurs, que tu peux nous faire remonter pour vraiment avoir un aperçu de cet écosystème? Bonjour à tous. Donc, je vais me baser un peu sur une étude qu'on a fait chez OST avec Brighter Bridges et Digital Africa en 2024. Donc, je pense que c'est assez pertinent. Donc, en termes de peut-être ce qui est ressorti de cette étude, en termes d'écosystème en général en Afrique, on voit que c'est un écosystème qui est assez émergent. Donc, selon les chiffres, on a plus de 300 startups deep tech en Afrique, africaines. On a une centaine d'incubateurs, pas mal d'incubateurs qui sont basés au niveau des universités, mais d'autres qui sont aussi indépendants. Quelques fonds d'investissement qui sont en train d'émerger, mais qui ne répondent pas à la demande parce qu'on voit qu'il y a quand même une certaine réserve au niveau du financement parce que les startups deep tech sont perçues comme assez risquées et pas très rentables à court terme. Donc en Afrique, on voit aussi pas mal de champions. Je vais en citer deux. Donc on a Instadip, le cas de Instadip, la start-up tunisienne qui a été acquise par BioNTech et qui a justement donné un signal fort à l'écosystème. Et on a vu pas mal d'émergence suite à cette acquisition. On a aussi la start-up rwandaise Zipline aussi qui a donné ce signal fort. Après, au niveau du profil entrepreneur, donc ce qui différencie un peu les startups deep tech des startups soft tech, c'est qu'on a des entrepreneurs qui sont des scientifiques, qui ont passé pas mal de temps au niveau du lab et on constate beaucoup un manque de business skills, d'où la nécessité vraiment de les monter en compétences au niveau business ou de les associer à des profils business. Mais en même temps, donc, on voit que les cycles de développement sont assez lents, que c'est coûteux, qu'il y a une nécessité de collaboration entre les différents acteurs de la chaîne de valeur d'accompagnement. Mais les startups qui arrivent à réussir sont assez transformatrices et ont vraiment le potentiel de transformer des secteurs au niveau de la santé, au niveau de l'énergie. Donc il y a vraiment un potentiel disruptif. Je vais parler aussi de peut-être au niveau de l'étude, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de représentativité féminine. On a trouvé uniquement 11% de femmes entrepreneurs ou co-dirigeantes de start-up deep tech, donc peut-être qu'il y a des choses à améliorer à ce niveau. En termes de secteur, on voit l'énergie, clean tech comme premier secteur, ensuite la santé, biotech et l'agri aussi en termes de secteur économique et en termes de secteur technologique, il y a beaucoup d'IA, de biotech et de robotique. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, mais je fais un petit résumé de cette étude. C'est parfait. Et puis, bon, c'est aussi le but de cet atelier, parce que je sais que parmi vous, il y en a certains qui sont peut-être spécialistes et d'autres qui découvrent certainement la deep tech. Et il y a quelques éléments sur lesquels je vais revenir un peu plus tard lorsque tu parlais d'agri, agro, de santé. Mais je vais d'abord me tourner vers toi, Max. Donc là, effectivement, ce qu'on voit, c'est que c'est un écosystème qui est dynamique, qui est en construction. Mais qui dit en construction dit aussi qu'on n'y est pas encore tout à fait arrivé. Donc ma question serait plutôt de savoir quels sont les défis que tu identifies, qui, je ne sais pas si on peut dire qui freinent, en tout cas qui complexifient l'innovation aujourd'hui dans les deep tech. D'accord, merci Anne-Marème. Et j'espère que vous m'entendrez avec les airs d'opéra qui sont derrière. Pour compléter l'état des lieux qui a été commencé, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique, c'est 1,5 milliard d'habitants, donc à peu près 17% de la population mondiale, mais uniquement 3% du PIB mondial et 2% du commerce mondial. À côté de ça, l'Afrique, c'est également pour la sécurité alimentaire de l'Afrique et du monde, 65% des terres arables non cultivées, un énorme potentiel. C'est aussi 30% des réserves mondiales en minerais, et c'est aussi en 2030 40% de la jeunesse mondiale. Ça veut dire qu'il faut vraiment que l'Afrique, mais au sens des géographies africaines, parce qu'il y a des géographies africaines, saisisse l'innovation comme une parfaite opportunité et la jeunesse pour l'entrepreneuriat, pour développer et convertir cette opportunité qui est en son sein. Également de miser sur toute l'articulation des écosystèmes pour convertir ça à l'échelle internationale dans les chaînes de valeur à forte valeur ajoutée. Donc on a parlé d'agriculture, d'énergie, de digital, de santé. C'est vraiment toute chaîne d'innovation qui doit être intégrée par les écosystèmes africains, voire qui doit être construit et initié au sein même de ces écosystèmes-là. Merci beaucoup Max. Et puis en même temps, ta réponse était aussi complémentaire
à la réponse de EIA. Alors maintenant, je me tourne vers toi, Yves. Alors toi, tu as la particularité d'avoir un pied aussi sur le terrain, puisque donc, tu es basé pour BPI France à Nairobi. Le Kenya, de toute façon, on en a beaucoup parlé en long, en large et en travers aujourd'hui. Le Kenya fait partie de ces key players de la deep tech, de la tech, de l'innovation. Alors, qu'est-ce qui fait que le Kenya est autant cette terre attractive et quelles sont les opportunités que tu vois que présente en tout cas cet écosystème pour l'essor de la deep tech? Merci beaucoup à Anne Marem. C'est un vrai plaisir d'être avec vous pour évoquer ces sujets aujourd'hui. Et d'autant plus qu'on évoque la Silicon Savannah, qui est donc effectivement le nom qu'on donne à l'écosystème tech florissant de Nairobi notamment. Moi, je pense que pour répondre à ta question, Anne Marem, c'est la conjonction d'au moins 3 facteurs. D'abord, si on regarde la macroéconomie au Kenya et en Afrique de l'Est au global, ces indicateurs macroéconomiques, ne serait-ce que les taux de croissance, ils tirent la croissance du continent. Vous avez à peu près en 2024 5,1% de croissance consolidée sur tous les pays de la zone Afrique de l'Est, ce qui est supérieur à la moyenne du continent. Cette macroéconomie, premier élément, elle est également appuyée par un certain nombre d'atouts structurels de ces économies. Parce qu'on évoque aussi l'écosystème deep tech, il faut, je pense, parler à Nairobi de son vivier de talents extrêmement qualifiés sur les écosystèmes innovatifs. Je pense que ce n'est pas pour rien que Google, Microsoft ont décidé d'installer leurs hubs sous-régionaux à Nairobi. On voit à Nairobi également de plus en plus chaque année de bootcamp de programmation qui se créent, notamment supporté par Microsoft ADC Hub, qui est vraiment un bootcamp absolument magnifique, qui forme chaque année, en collaboration avec des universités locales, plusieurs centaines d'étudiants à la programmation. Donc on voit effectivement qu'il y a une permanence d'un entrepreneuriat deep tech à haut potentiel, qui se vérifie également par les montants investis en private equity venture capital, et notamment en venture capital. Sur les données publiques seulement, en 2024, le Kenya a attiré à peu près 700 millions d'euros d'investissement en capital risque. C'est supérieur, certains le pensent, à beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas une permanence d'un entrepreneuriat exactement en Afrique de l'Ouest, mais là, on pense effectivement à un écosystème qui est relativement mature en Afrique de l'Est, qui vient effectivement confirmer ce que tu évoquais à l'instant, Anne-Marine. Puis enfin, troisième élément, Kenya, c'est une zone qui est extrêmement bien intégrée, à tous les marchés sous-régionaux. Et ça, effectivement, ça compte quand on adresse le marché kényan, dans le domaine de la fintech par exemple, de l'agritech ou d'autres, on adresse indirectement tous les marchés sous-régionaux. Dernier élément, tu parlais des secteurs porteurs. La fintech, on a au Kenya effectivement plusieurs des startups qui n'en sont plus vraiment aujourd'hui les plus avant-gardistes en matière de fintech. M-Pesa évidemment, qu'on présente plus. Près d'1 milliard de transactions gérées chaque année, 60 millions d'utilisateurs actifs à travers toute l'Afrique subsaharienne. L'agrotech, pour évoquer des exemples très spécifiques. La health-tech, vous avez cité Zipline. Zipline très actif au Rwanda pour la livraison de produits médicaux par drone. Une start-up absolument avant-gardiste aussi sur le secteur. Et aussi le renouvelable. Et là, je pense à une start-up très spécifique, Delight, qui vient de lever plus de presque 180 millions de dollars auprès d'African Frontier Capital récemment, et qui propose donc des kits d'éclairage solaire. Et chacune de ces entreprises, elle ne propose pas des innovations de subsistance. Elle propose des innovations qui peuvent être adressées partout en Afrique et au-delà. Et donc nous, c'est toute la raison d'être de ce qu'on fait aussi, on essaie d'enjoindre nos entrepreneurs à s'intéresser davantage à ce qu'ils font en Afrique de l'Est et à essayer d'apprendre aussi de ce que font les entrepreneurs locaux, ce qui est absolument formidable. Merci pour cette réponse très complète. Et effectivement, tu commences à toucher aussi du doigt un des axes de réflexion de cet atelier qui est, OK, la deep tech, mais quel rôle en termes d'impact? Quel rôle pour pouvoir répondre à des solutions, en tout cas à des enjeux? Peut-être pour pouvoir revenir sur tout ce qu'on a dit. Donc là, effectivement, je pense que tout le monde a un aperçu de l'état des lieux de la deep tech. Donc on a vu les opportunités, on a vu un peu les freins. On a vu le cas spécifique de la Silicon Savannah, qui est un peu emblématique de tout cela. Je reste sur toi, Yves. Parlons maintenant accompagnement, parce que ça a été dit aussi par Max, parmi les enjeux à mettre en place, il y a les enjeux d'accompagnement, de talent, de formation. Si on reste spécifiquement sur la question de l'accompagnement, BPI France accompagne en fait des sociétés sur des marchés internationaux. Donc en termes de, disons,
d'accompagnement de la deep tech, que ce soit sur la structuration de filiales, de la co-industrialisation. Quels sont les soutiens financiers et extra-financiers proposés par BPI France? Vous savez, tout ce qui guide l'action de BPI France à l'international, c'est de connecter les écosystèmes, le meilleur des écosystèmes, et c'est de financer les courants d'affaires. Alors il y a effectivement l'accompagnement non financier, qui se matérialise par exemple par l'organisation de délégations d'affaires, très classique, qu'on fait en partenariat avec le MEDEF International, avec Business France, avec les très dynamiques chambres de commerce et d'industrie françaises sur zone. Il y a aussi dans le champ des produits d'accompagnement non financiers, les accélérateurs. Et je l'évoque parce que j'ai vu tout à l'heure quelques promotionnaires de la dernière promotion de l'accélérateur Afrique. Alors ça, c'est un produit maison co-construit avec Business France, un programme d'incubation d'1 an à 1 an et demi pour accompagner, en ce qui concerne l'accélérateur Afrique, les entrepreneurs français dans leur stratégie de développement à l'international, avec des immersions de terrain qui sont proposées. Et je pense qu'on peut raisonnablement dire ici qu'on accueillera la 5e promotion d'accélérateur Afrique à nouveau au Kenya, au mois de mai prochain, en marge du sommet Afrique-France, ce qui sera une très très belle séquence. On sera ravis de vous y accueillir de concert avec tout l'écosystème en local. Après, il y a l'accompagnement évidemment financier. Une fois qu'on a fait la mise en relation, il y a un certain nombre d'outils assurantiels et financiers qui sont développés par BPI France pour supporter les courants d'affaires. Et là, essentiellement, il va s'agir d'une facilité de crédit en dette, le crédit export, et va pouvoir financer directement vos partenaires publics ou privés à l'international, dès lors qu'ils sourcent des biens d'équipement ou des services, je l'évoque parce qu'on parle de la deep tech, à des entreprises françaises. En 2 mots, c'est ça, c'est vraiment connecter les écosystèmes, financer les courants d'affaires, et ça on le fait de concert avec toute la Team France, la dynamique Team France est-africaine. Je vais revenir sur cette question juste après. Mais toujours sur le sujet de l'accompagnement. Bon, là, on a la chance aussi d'avoir des personnes qui connaissent très bien les programmes de Deep Tech, à la fois poussés par UM6P et puis par OST. Donc, côté OST, je sais que vous avez notamment quelques programmes phares comme Brain ou bien comme BrainX. On travaille également beaucoup en collaboration avec vous sur d'autres sujets. La question que j'ai pour toi, Iya, c'est déjà, est-ce que je pourrais nous dire quelques petits mots sur Brain et puis BrainX? Et la deuxième question que j'ai, c'est concrètement, comment est-ce que vous faites la distinction entre un projet qui a un potentiel scientifique majeur et un projet qui a un potentiel entrepreneurial que vous pouvez accompagner? Je vais commencer peut-être par présenter les offres Deep Tech qu'on a. Donc on a le programme BrainX, c'est un programme pour les scientifiques qui ont des résultats de recherche intéressants et qui veulent transitionner vers l'entrepreneuriat. Donc là, on essaye vraiment de les exposer, de les inspirer. L'objectif est vraiment d'avoir 1, 2, 3 pépites qu'on accompagne davantage pour pouvoir structurer leur business model. Après, on a le programme Brain, qui est un programme d'accélération qu'on a monté avec MIT. Et là, on essaye de trouver des champions. Là, on essaye de trouver des startups, d'identifier les startups qui ont un fort potentiel, qui répondent à des problématiques, et on essaye de les accélérer pour lever des fonds, pour vraiment devenir market et investment ready. Et là, on essaye justement de leur ouvrir des portes à l'international. Donc peut-être pour revenir aux critères, en fait, les critères pour nous, pour distinguer une startup deep tech d'une startup qui n'est pas deep tech, c'est vraiment le type de technologie. C'est généralement des technologies qui sont assez avancées, complexes, donc qui résultent d'années de recherche. Donc vraiment, on voit beaucoup la technologie, on voit s'il y a un brevet, si c'est testé sur le terrain. Donc vraiment le potentiel de commercialisation de cette innovation. On voit aussi, comme toutes les autres startups, la problématique. Est-ce que la problématique est vraiment réelle? Est-ce qu'il y a un besoin sur le marché africain? Mais aussi, est-ce que c'est compétitif à une échelle globale? On regarde beaucoup l'équipe, parce qu'on a souvent des équipes de scientifiques qui ne connaissent pas beaucoup les aspects business, et donc on voit leur capacité, leur coachabilité ou leur capacité à monter en compétences ou à associer d'autres profils qui ne sont peut-être pas les inventeurs de cette solution. Ça, c'est assez difficile. Et on voit aussi le coût de production, parce qu'on a aussi des fois des startups ou des innovations qui sont assez disruptives, qui sont très intéressantes, mais elles ne sont pas scalables. Et là, on n'arrive pas à les accompagner. Donc voilà, c'est à peu près ces éléments qu'on regarde pour justement distinguer ces champions qu'on accompagne. Merci beaucoup, Eya. Alors bon, assez naturellement, je vais te demander comment est-ce que, du côté du M6P Global Hubs France,
Est-ce que vous avez un accompagnement qui est similaire et qui est différent? Ça, c'est une première question. Mais surtout, et c'était toi justement qui en parlais, Max, c'est vrai que la réalité de la deep tech se heurte à des éléments comme les cycles longs, comme le manque d'infrastructures. Et donc face à cela, vous avez choisi chez UM6P de faire le choix d'un accompagnement intégré axé vers l'impact. Donc ma question est déjà pourquoi ce choix de modèle? Et la deuxième question, mais ça revient un peu à ce que je disais à Eya, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots un peu sur les programmes que vous portez au sein de... Bien sûr. Voilà. Merci Anne-Marème. Donc tout à fait. Par rapport à ce qui a été dit, par rapport à la deep tech, c'est vraiment l'enjeu des temps longs qui est absolument primordial. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps long de développement de la technologie, il y a un temps long pour du coup l'accès au marché, et du coup il y a un temps long pour pouvoir mettre le financier d'un bout à l'autre de la chaîne pour que la société se développe jusqu'à l'accès au marché. Et c'est pour ça qu'il y a 3 axes de développement majeurs au niveau de l'UM6P. C'est d'abord l'enjeu du terrain, pouvoir tester en conditions réelles les technologies. Effectivement, pour le deep tech, il faut rapidement savoir si la technologie est pertinente sur le terrain. À l'université Mohamed VI Polytechnique, sur les campus de Maroc, et à travers les antennes internationales, dont l'UM6P Global Hubs France, justement, on a accès à des plateformes technologiques de tests en conditions réelles, comme des fermes expérimentales sur les sujets agricoles, comme des fermes de panneaux solaires ou de production d'hydrogène vert sur la question des énergies renouvelables, comme un nouveau CHU sur le nouveau campus, sur le campus de Ben Guérir, le campus technologique de l'université Mohamed VI Polytechnique, pour justement tester en conditions réelles, sur le terrain, au plus près de l'usager, la nouvelle technologie, la solution innovante. Ça, c'est l'enjeu du terrain. Ensuite, il y a l'enjeu du passage à l'échelle. Une fois qu'on a validé sur le terrain, à travers les plateformes technologiques, la pertinence, je dirais même la validité de la technologie, il faut avoir tout un écosystème intégré, ce que j'appelle tourner vers l'impact, donc tourner vers l'usager, pour pouvoir passer à l'échelle et offrir cette solution technologique à toutes les géographies africaines, voire au monde entier, parce que comme on dit souvent, la réalité et on va dire l'urgence climatique africaine est le futur de demain pour quasiment tous les continents. Et donc pour ce passage à l'échelle, l'université se construit comme un écosystème totalement intégré, avec les laboratoires de recherche appliquée, évidemment la formation de talents pour mener et conduire les transitions de demain et pour appliquer ces technologies, mais également des bureaux d'ingénierie, les plateformes technologiques, des acteurs d'industrialisation dont le métier est justement de passer à travers cette mise à l'échelle, ce qu'on appelle le passer des TRL 6 à des TRL 9 pour pouvoir l'offrir à tous jusqu'à l'usager. Le dernier enjeu, c'est l'enjeu financier, effectivement très important en fintech en Afrique de l'Est, mais également développé de plus en plus en Afrique de l'Ouest, notamment par l'UM6P et l'UM6P Ventures, qui permet d'investir sur les innovations, sur les entrepreneurs et les talents, pour pouvoir faire ce bridge de temps entre l'idée, l'innovation, la plateforme technologique et le passage à l'échelle jusqu'à l'usager. Juste pour terminer par rapport aux antennes internationales, donc aujourd'hui je représente l'UM6P Global Hub France, et en fait la stratégie et la logique de l'UM6P est justement de prendre les sujets africains et d'y mettre les atouts, où qu'ils soient à travers le monde, pour du co-développement, pour co-développer des solutions africaines qui seront demain des solutions mondiales pour les transitions en cours. Et donc les antennes, notamment à l'UM6P Global Hub France, on développe des partenariats avec les laboratoires de recherche à travers des projets collaboratifs, et également on soutient les projets d'entrepreneuriat extrêmement importants pour dynamiser cette jeunesse et cette initiative à travers 2 principaux programmes. Tout d'abord des hubs d'innovation en Europe, dont le premier est à Station F, et enfin des programmes sur mesure dédiés pour accompagner les startups africaines et européennes à co-développer sur les enjeux africains. Juste pour les citer, Next Africa, dont la 2e édition sortira au tournant de l'année prochaine, et Deep Connection sur les enjeux industriels qui sortira avant la fin de l'année. Merci beaucoup Max, et effectivement merci aussi d'avoir présenté ces différents hubs, et je pense que ça mérite même une question vis-à-vis de cela, mais je vais d'abord me tourner vers Eya. Donc si on suit la progression de cet atelier, on a d'abord fait l'état des lieux, on a vu les différentes formes d'accompagnement qui pouvaient exister, et dans chacune de vos interventions, pour le coup, vous avez parlé de la notion d'impact, vous avez parlé de comment est-ce que ces solutions pouvaient être
des réponses à des enjeux, j'allais dire d'avenir, mais en fait des enjeux maintenant, comme tu disais Max, l'Afrique a aussi je ne dirais pas ce rôle, mais en tout cas cette responsabilité, comme tu dis, de faire émerger en tout cas des solutions pour répondre à leurs enjeux, qui ensuite seront également des réponses à des enjeux sur d'autres régions. Mais on va y revenir. Sur la question de l'impact, il me semble que tout à l'heure, je ne sais plus si c'était Max ou bien si c'était toi, Eya, mais il y a eu cette notion de modèles importés. Et c'est vrai que bon, sur différents secteurs, parfois on assiste à une réplicabilité de certains modèles qui ne sont soit pas universels ou bien tout simplement pas adaptés. Donc la question que j'ai, c'est dans la mise en place des programmes que vous avez chez OCE, est-ce que vous avez un axe par l'Afrique, pour l'Afrique dans vos programmes? Alors nous, notre thèse en fait, c'est on pense que les startups africaines n'ont pas accès aux mêmes opportunités que d'autres startups européennes ou américaines. Et donc on part du principe que si on arrive à ouvrir ces portes pour les startups africaines, qu'on arrive à les exposer à d'autres startups, à d'autres écosystèmes, elles seront en mesure en même temps d'adapter leurs solutions à l'échelle locale, mais aussi de rayonner à l'international et d'être compétitifs. Donc effectivement, on pense africain, donc on sélectionne des startups africaines, on s'assure que le fondateur, un des fondateurs au moins est africain, qu'il y a des opérations en Afrique, que ça sert l'Afrique. On travaille avec des partenaires régionaux, etc. Mais on travaille aussi beaucoup sur exposer ces startups africaines à l'international. Et peut-être je vais donner. Et donc comment on fait ça? On a des partenariats par exemple avec MIT, on a des partenariats avec Hello Tomorrow. Et lors du cycle d'accompagnement, on s'assure que ces startups sont exposées dans les plus grandes conférences internationales, qu'elles ont accès à des bootcamps de MIT qui sont très coûteux pour des startups africaines qu'on essaye d'avoir à coût abordable parce qu'on a ces partenariats stratégiques. Donc on leur donne ce contenu de qualité, on leur donne un réseau régional mais aussi international et on leur donne beaucoup d'immersion, on les fait voyager, on n'est pas une agence de voyage mais on les fait voyager parce qu'on pense que c'est important pour eux d'avoir cette exposition internationale. Après, je vais donner peut-être un exemple de start-up. On a une start-up Remedy qui est en fait une start-up égyptienne qu'on a accompagnée sur le programme Brain. Et en fait, ce qu'ils font, ils font des diagnostics tests, des tests de diagnostic qui sont à coût réduit parce qu'ils utilisent des matériaux locaux. Et en fait, ça permet de démocratiser l'accès à la santé en Afrique et donc de faire de la prévention pour plusieurs maladies comme la tuberculose. Mais en même temps, en fait, elles ont des certifications à l'international et en fait, elles arrivent à rayonner à l'international. Elles ont accédé au marché, donc elles sont établies aux États-Unis. Donc on essaye d'avoir un peu cet aspect contextuel, mais aussi une start-up qui est compétitive à l'échelle globale. Merci beaucoup, Eya. Finalement, ce que je m'aperçois, c'est que la notion de co-développement dans la recherche du modèle ou bien dans la construction des solutions et d'internationalisation est aussi très présente chez UM6P. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce modèle? Comme j'ai dit, j'allais revenir sur cette question des hubs. Et surtout, en quoi est-ce que le fait de réfléchir à des solutions co-développées pourrait être la solution peut-être à l'émergence de réponses systémiques? Je ne sais pas si ma question elle était claire. Très bonne question et je vais essayer d'y répondre. Alors, pour reprendre le modèle international de l'UM6P, qui est la première question, l'idée vraiment est de se connecter aux meilleurs écosystèmes internationaux à travers le monde. Et pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une question déjà de gestion des temps longs, de co-développement, mais aussi d'impériosité de calendrier. Ça veut dire que les enjeux africains seront les enjeux des autres continents de demain, mais pour l'Afrique, c'est aujourd'hui, voire aujourd'hui depuis quelques années. Ça veut dire que pour gérer ces temps longs, il faut se connecter aux meilleurs partenaires où qu'ils soient pour co-développer rapidement des solutions pour l'Afrique, par l'Afrique, en co-développement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on se connecte ou comment se connecter aux meilleurs acteurs internationaux, nous, on croit beaucoup dans la proximité. C'est pour ça qu'on ouvre des antennes internationales au plus près des écosystèmes d'innovation majeurs à travers le monde. L'UM6P Global Hubs France pour l'Europe, l'UM6P Global Hubs Montréal pour le Canada, et maintenant New York pour les États-Unis.
L'idée, c'est que pour que les gens se mettent à co-développer des solutions pour l'Afrique et par l'Afrique, encore faut-il qu'ils connaissent le détail, l'enjeu et l'intérêt de travailler sur ces sujets-là. Et nous, on croit dans la proximité pour partager les enjeux, pour en faire la pédagogie et pour inciter cette jeunesse à travers le monde à co-développer les solutions. La deuxième chose, c'est que qui dit co-développement dit des personnes qui se connaissent beaucoup mieux. Et donc les programmes, un peu à l'instar de ce qui est développé à OST, mais là du côté UM6P, au niveau des programmes d'accompagnement, on a vraiment un pont d'innovation entre les continents. Pour nous, c'est entre l'Europe et l'Afrique. L'idée n'est pas de travailler à distance sur des sujets, c'est de, par la proximité des hubs comme l'UM6P Global Hub France, c'est de faire des immersions croisées entre des écosystèmes d'innovation majeurs, à Paris Station F par exemple, à Startgate, à l'UM6P au Maroc, bientôt à New York et bientôt à Montréal, pour pouvoir trouver les atouts où ils sont et très très vite co-développer, pour gérer ces temps longs, co-développer une solution vers l'impact qui marche pour le réel. Merci beaucoup Max et puis Ea pour ces réponses qui étaient complémentaires. Je vois que oui, effectivement, le temps file, mais j'ai peut-être une dernière question pour toi Yves. Donc comme on a dit, toi tu es basé au Kenya. Et on a eu un échange assez intéressant, je pense qu'il partait de Jumia, et on a eu toute une réflexion sur le fait qu'il y avait une tendance chez les sociétés anglophones à ne pas hésiter à créer en tout cas des filières technologiques sur place en Afrique. Et on a beaucoup parlé du Kenya. Quel serait le message, parce que bon, dans l'audience, là, on a aussi des entrepreneurs français, que tu aurais à passer vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas une... comment encourager, ou en tout cas dérisquer les sociétés françaises sur leur approche sur la création de filières sur place? Merci. D'abord, je pense qu'il faut révéler les opportunités de partenariat. Parce qu'on est en Afrique de l'Est, je pense, et vous me le direz d'ailleurs peut-être dans le Q&A, si j'ai tort ou si j'ai raison. Et j'espère avoir tort, parce qu'on a l'impression en Afrique de l'Est que c'est une géographie qui est un peu plus confidentielle par rapport à l'Afrique de l'Ouest pour les entrepreneurs français. Alors, on pense effectivement que c'est notre responsabilité d'essayer avec tous les acteurs de bonne volonté de révéler les opportunités de partenariat sur la zone. Puis une fois qu'on a fait ça, il y a tous les outils. Je ne vais pas revenir en détail, qui permettent de dérisquer l'aventure entrepreneuriale des acteurs français vers le continent pour co-développer. C'est vraiment un élément de langage qui est au cœur de notre stratégie. Mais merci infiniment de le rappeler, de co-développer, de co-innover aux côtés d'eux. Et pour faire ça, et pour s'inscrire dans la durée, il faut absolument s'ancrer localement. Il faut s'ancrer localement, il faut créer une filiale en local. Il faut évidemment travailler main dans la main avec des ingénieurs locaux. Et tu évoquais, Anne-Marème, les acteurs anglo-saxons. Les acteurs anglo-saxons, depuis un certain temps, sur la zone Afrique de l'Est, ont cette stratégie d'ancrage local pour durer dans le temps. Safaricom. Safaricom, c'est une filiale de Vodafone. Personne ne le sait vraiment, mais c'est une filiale de Vodafone, effectivement, qui appartient également pour partie à l'État kényan. Unilever, je parle des grands groupes exprès. Très actifs au Kenya et en Afrique de l'Est, ne propose aussi que des biens de consommation parfaitement adaptés aux marchés sous-régionaux. Zipline, Delight, Cheaper Cash sont autant de startups qui travaillent main dans la main avec des acteurs locaux, qui ont des filiales en local et qui sont là précisément parce qu'ils font ça parfaitement bien pour s'inscrire dans la durée sur la zone. Et un mot peut-être Anne-Marème, mais tu auras l'occasion de l'évoquer en Q&A ou après à l'atelier. On a parlé de rapprocher les écosystèmes. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a un très bel outil, et pardon pour le placement de produit, qui s'appelle Orokuti, et piloté chez toi. Vas-y. Et piloté chez toi, et tu en reparleras mieux que moi, qui est en fait une plateforme de matchmaking professionnel absolument magnifique, permet à des communautés d'entrepreneurs en Afrique subsaharienne de se connecter avec des business angels, avec des investisseurs en France et en Europe. C'est un très très bel outil, mais tu l'évoqueras mieux que moi, Anne-Marème. En tout cas, merci déjà pour la promotion. N'hésitez pas, Euroquity, on a un programme qui s'appelle SEED, où on accompagne justement la deep tech africaine. Malheureusement, le temps étant écoulé, on n'aura pas le temps d'avoir une session de Q&A, mais je vous invite à vous rapprocher de nos intervenants pour leur poser vos questions. Et encore, merci beaucoup Max, Ea et Yves, c'était fascinant. Merci.
Good afternoon, everyone. So I'm very excited to welcome you all today. We are here to dive into a fascinating topic, the collaboration between France and the Nordics. It's not just about geography. It's about how we can work together on big challenges that matter to all of us. Tech, sustainable energy, and health. These are areas where both France and the Nordics are strong innovators. And when we join forces, we create something even more powerful. We create new opportunities, new solutions, and new ways of doing business. So to bring this to life today, we're joined by outstanding speakers who knows this partnership inside out. So Pierre from Innovation Norway, Ludovic from the Franco-Norwegian Chamber of Commerce, and Daniela from BPI France. Today, it's all about concrete stories, practical insights, and inspiration for the future. Let's get started. Pierre, I would like to start with you. Could you briefly introduce yourself and Innovation Norway? And could you specify the role of the Paris office? Yes, thank you, Heidi. Hello, everyone. So I'm Pierre Marc-Anthony. I work as a senior advisor at Innovation Norway in Paris. And long story short, Innovation Norway is the official tourism board of Norway, so the counterpart of Atout France here in France. Also the counterpart of BPI in Norway as the public bank of investment, and also the counterpart of Business France. So basically, we're doing it all. And as Business France, we have offices a bit around the world in more than 30 countries, including Paris. And our job in Paris is to support Norwegian businesses that want to approach France and also attract French investments in Norway. And in the Paris office, we're working more specifically on the maritime industry, the energy industry, aquaculture, of course, salmon, and we also have a focus on tech and defense, as those are very important topics for us and also for France. Thank you very much. Ludovic, could you also introduce yourself and the mission of the chamber that you represent today? Sure, thank you, Heidi. Good evening to all of you. I'm Ludovic Aubé. I'm the managing director of the French-Norwegian Chamber of Commerce. I'm French and Norwegian. I've been living in Norway for 25 years now. And the French-Norwegian Chamber of Commerce is a very dynamic old lady. We have been working to tight links between France and Norway for more than 100 years now. We have 4 main activities: business center, members. We have 150 members, so we organize events to develop networking opportunities. Since 2019, we represent Business France in Norway. We are the exclusive representative of the Team France Export in Norway. And we really work more and more on the other way around, as well as we are a bilateral organization together with Innovation Norway on what is called the Team Norway, to help Norwegian companies as well to develop and find partners, to develop business and find partners in France. So often together with BPI. Thank you very much. Pierre, Ludovic, you both represent key pillars of the Franco-Norwegian collaboration. Can you tell us the synergies that you see between your two organizations? Yeah, as Ludovic said, we're working oftentimes closely together. Ludovic is more Norwegian than I am. I'm very, very French, so I don't want to upset him, but I can say that Norway is a small country, powerful but small. So we need to put our muscles together. So alongside the Franco-Norwegian Chamber of Commerce and of course the Royal Norwegian Embassy here in Paris, we're trying to find overlaps in our respective mandates and to bring the most added value to the Norwegian economies and to Norwegian companies. And we're working together as much as we can, really, because it makes sense, and that gives us much more impact when we're doing that. Sure, and
Innovation Norway has a really strong network in Norway with all the companies, the local clusters, the public sector. We think that the added value that we can bring to this partnership is to our institutional image and our network in France, especially towards regions, clusters, CCI in France, of course, and our members. So most of the large companies that are members of the Chamber of Commerce, so together we have a strong network. Just to add also on that, Ludovic and the Chamber is very close to the French embassy in Oslo. We're based in Paris, so close to the Norwegian embassy in Oslo. Political and government bodies, oftentimes it's a bit complicated, but that allows us also to very well coordinate at the embassy level and to give a bit more punch to what we're trying to do here in France. Especially because most of the projects we are working for, when we talk about energy transition, decarbonization, it's public-private cooperation. So basically to have both embassies and both public sectors on board, it helps a lot. We are very lucky indeed. Now to Daniela. Could you introduce yourself and enlighten your role within BPI France? Yeah. Good morning. My name is Daniela Onofri. I am in charge of the European project and Enterprise Europe Network at BPI France. I work within the international collaborative innovation teams, where our role is to support French companies, in particular startups and SMEs, to build a strategic partnership in innovation in R&D. My role more specifically is all European programs, so to support company to identify a right opportunity, to build a strong consortia and to submit their proposal. And our goal basically is to support company to build, to grow internationally by connecting them with the right opportunity and the right partner. More or less. Thank you very much. Very interesting. From your perspective, which sectors is offering the best perspective and opportunities to companies in the Nordics? I will, in the Nordic area, especially Denmark, Sweden, or Norway, I will say there are a great opportunity for health solution and green technology. They invest, especially in Denmark and in Sweden, they invest a lot in the R&D. They have a very active ecosystem, so for biotech, it's really interesting, this kind of collaboration. And I will say also all the green technology, for example, clean energy or sustainability. It's always a priority also for European Commission, so it makes even more useful this kind of collaboration for French companies. And in this topic, we work a lot also with other departments at BPI France, for example, Export Development Service, trying to optimize our efforts to create a full package for the French company in order to facilitate cooperation with this kind of country. Great. Ludovic, Pierre, so as you know, there is a strategic partnership between France and Norway, and it's highlighting key sectors. How do you translate this partnership that is high level into concrete action, and how does it impact companies in both countries? Because we're here, it's the event of entrepreneurs, so can you tell us more about that? Yeah, we've had a strategic partnership signed in June, but it's the coronation of a long work that's been done over the years by the Chamber of Commerce and Innovation Norway here in Paris. So we've had several memorandum of understandings and letter of intent signed over the last 5 years, especially around defense, green industry, the maritime sector. And what's important is that those agreements don't stay only on the political level or on a photo op level. And so it's important to give substance to that, and that's what we try to do with the Chamber of Commerce and Team Norway in France, organizing events to strengthen and to give meanings to those partnership. First and foremost, the Green Industry Forum that we are organizing with our dear colleagues at BPI France, but also other trade missions or
thematic forum. We organized the CCS forum last year, who saw the signing of a partnership between Natran and Equinor. And yeah, the idea is to always give the stakeholders an arena to further the dialogue and to find concrete and operational results to those piece of papers that we are signing. Yes, that's right. We've seen many agreements signed recently, you know, especially the 3-4 past years between France and Norway. So we really see that there is a new dynamic and that there is an alignment between the priorities of the two countries. So you mentioned the one on green industry. When President Macron came to Oslo in June, there has been a new strategic agreement between the two countries, opening up to new sectors. And for us, it's very important because it helps us to frame our work, in fact, to have a focus, and we can base our project on these agreements, and it helps us to mobilize our partners at the public and private level, at the right level, in fact, for action. So again, we have a big forum, we have learning expeditions in both countries, we have trade missions, and then we stick to this agreement. It gave us strategy. Thank you so much. Daniela, so BPI France is also part of the EN network. How is this initiative a strategic lever to build bridges between France and the Nordic countries? Yeah. Enterprise Europe Network, or EN, is the largest network in Europe. Basically, is the powerful tool created by the European Commission to connect thousands of organizations around the world. For us, it's a strategic lever because it facilitates the connection for French company to other partners around Europe. We organize, for example, tailored matchmaking session, or, for example, workshop, other event. But it's not just a matchmaking tools. I mean, EN, as mentioned, is a network, so we are more than 3,000 experts around 60 countries, and we work around specific topics like health or renewable energy or sustainability. Or, for example, I am involved in women entrepreneurship group, and all together we share good practices, but we co-create also initiatives where company can take advantage. And the idea is to facilitate international cooperation, to make it easier for companies, to make more useful. And this is the way we try to create this bridge between different countries around the world. Thank you. Pierre, can you tell us a secret? Can you tell us about the partnership between BPI France and Innovation Norway that's being discussed currently? Yeah, so as Ludovic said, we've had a nice momentum between France and Norway around the last few years. We've signed a tripartite memorandum of understanding in June following the visit of President Macron. We've signed this partnership with the Chamber of Commerce and Business France and Innovation Norway, so more on the trade and invest side. But as I was saying, Innovation Norway is also a public bank of investment. And we're working very, very well in France with BPI. And so we were starting to touch upon the idea of having something done around the financing side of both organizations. And that's a bit of a scoop. So yeah, and very glad to continue exploring this path further with you. Thank you. Now, can you give us an example, a success story of the Franco-Norwegian company in France? Because we, as mentioned at the beginning, we want concrete actions, we want storytelling. So can you tell us? Yes, we have a lot of Norwegian companies in France. They're oftentimes not very well known. I was talking about, we have more than 100 companies actually present in France. Elkem, Tomra was talking about Equinor, who has this partnership with Natran around the carbon capture program. But also, for example, on top of my mind, there's Norske Skog, which is a paper manufacturer. They are in near Épinal in the Vosges region.
They've been in France for 20 years now, and they've invested more than 1 billion euro with a very green paper manufacturing in this region of France, where the wood industry and the paper industry has been very, very important over the last centuries, I would say. So that's the kind of investments that are testament to what Norway can bring us, especially when it comes to decarbonization of older industry, while saving jobs and while saving the traditional economic tissue of a region. We're also focusing a lot on defense at the moment, so I hope we will have some success stories coming around that. Also, we're attending. We have a Norwegian delegation on the European Defense Week, organized by BPI and Euroquity at the end of next month. And I saw that Vivatech is also in the room, and we will maybe have a Norwegian pavilion on Vivatech for the 10 years. So we're trying also to create more a stronger relationship between the startups ecosystem of both countries. So hopefully more success stories to come on that. Thank you so much. Ludovic, back to you. From your point of view, what are the priority sectors for French companies looking for Norway? We have traditional sectors like shipping, all the maritime industry, energy, where France and Norway have a lot to do together. There are, of course, many things ongoing, but we see plenty of opportunities, especially on the decarbonization of the maritime sector, both ways, in fact, but especially as well for French company willing to penetrate the Norwegian market, energy transition again, and new sectors like AI, cybersecurity. We are helping a few companies now, and we have been in touch with Mistral, that all of you know, to help them to connect to Norwegian public and private sector. In defense industries, as you mentioned, Pierre, this is a new sector, and as you know, Norway, we have a border with Russia. Norway is a rich country. It has really been involved in NATO since the beginning, and actively involved, I would say, and now the country is investing a lot for its own security. So we see that on specific topics, there are opportunities to connect the clusters and the companies from these industries. And there is a new sector as well, new space. So we see it's a bit related to defense, but not only, on satellites, nanosatellites. And I was lucky to visit last week in the northern part of Norway, a new cluster there. Norway is willing to build a new industry there. France is quite ahead on the space or aerospace industry, and we see plenty of opportunities to connect companies from both countries. Thank you. And now success in Norway? Yeah, we have a nice success. Have you heard about Northern Lights? Not the ones that you see in the sky in the northern part of Norway. They are beautiful, but Northern Lights is a joint venture. It's a JV company between Total Energies, Shell, and Equinor, so three major energy companies. And they teamed up in order to showcase or to show that it's possible to have a demonstrator project on CCS. CCS is carbon capture and storage, and Norway is pioneering on CCS. Just to make it short, because it's not, I think in France it's coming now, and Norway has the capacity to store more than 50 years of CO2 emissions in Europe. So it's huge. It can be a game changer. And so the Norwegian state, so it's interesting because in addition to being a French, Norwegian, or European cooperation, it's a public-private cooperation. So the Norwegian state invested 1.5 billion euro to show that it's possible to capture CO2 emissions from two industries, one in Oslo, a cogeneration plant, and one cement plant. Capture the CO2, ship it to a small place close to Bergen on the western coast, and pump it on a reservoir offshore. So it's a small project now, but it shows that it's working.
And on phase 1, the Norwegian state invested a lot of money. And for phase 2, now the EU will invest. And so it could be, again, a real game changer. So again, we are very proud. At the Chamber, we've been working for 10 years to support this project. With the Team Norway, with Innovation Norway, we organized many events. With BPI, the Green Industry Forum was focusing on this as well. So that's a very good illustration of how France and Norway can cooperate. Thank you. Daniela, could you highlight a recent BPI Fund project initiative that exemplifies its efforts to foster cooperation with the Nordic countries? Yeah. The last example is the Biotech Nordic Mission that we organized in collaboration with the Expert Development Service, Business France, of course, and inside partners that it's a law, private law to support law firms that support company in the international contract and IP protection. And it supports 10 French companies, startup and SMEs, focus on cancer treatment, drug delivery, nanomedicine, so all the healthcare field. For 9 months. So it's a program that runs for 9 months with different phases. The first one is a collective session where the French companies will be formed on the Nordic market. So how it works exactly in Sweden and in Denmark. They will prepare their pitch because they will pitch their innovation project in the second phase. And then we will have an immersion phase. They stay 4 days trips. So they visited Sweden and the life science, the biggest life science congress in the region, NLSD, where they can meet big pharma like AstraZeneca or Novo Nordisk, have one-to-one meetings and VC. And then they will visit Denmark for 1 day in Copenhagen. And the immersion is organized by the local EN, because in this way it's easier to mobilize the ecosystem there to establish the connection with the big company or with the research center there. And the French company can have the possibility to meet the right partner and the right opportunity. And they come back and we will have 6 months of follow-up in order to facilitate the connection and to finalize the program. So it's a 9-month immersion phase. It's very interesting. And we have 10 companies that will start next week. Oh, very impressive. Congratulations. So we are about to finish this roundtable. Thanks a lot for this very insightful discussion. We've covered the Nordics, health, renewable energy, and tech, as we promised. So thank you for that. Before we close this roundtable, could you give each of you a piece of advice for French companies wanting to go to the Nordic countries? Let's start with you, Ludovic. Even if Norway is on the western part of Europe, only 2 hours flight from Paris, I think that companies, managers that would like to export to Norway have to be aware about cultural differences. So I think that basically for Norway, you have to build trust. So my main advice would be to invest in a long-standing cooperation with Norwegian company. It's a small country, it's a very stable, wealthy country, a good market to work with, but the Norwegian companies and managers, they don't make coup, you know, they don't want to have one-shot cooperation. They are willing to work on a longer term. And so be aware about these cultural differences when it comes to time management, how to structure a meeting, payment time, or how to payment or delivery for logistics, and especially as well contact us as soon as possible when you have a project, because you know we are, even if it's EEA, so in a way it's not in European Union, so you might have differences when it comes to tolls, when it comes to regulation, and that might have an impact on your pricing.
So before entering into a partnership with a company, contact us. We can connect you with experts from the chamber or from our network, of course, and it will be easier for you than to negotiate with the good terms. Thank you, Ludovic. Daniela? Yeah. I will say that it's a very interesting ecosystem for the French company. As I mentioned before, they invest a lot in R&D, and I will say more than 3% of the GDP. So they attract around 1.5 billion in venture capitalists. So it's interesting for them to create this cooperation, but to prepare the collaboration. I mean, to take advantage of all the event, the matchmaking session, the expert mission, where they can understand the market before start the collaboration. I think it's a really interesting opportunity, so don't hesitate to contact us to be supported in this new collaboration. Thank you so much, Daniela. And last but not least, Pierre? Yeah, but I think Ludovic said the most important things. Culturally, Norway is much more horizontal, so the decision-making process can go very fast, which is not something we're very used to in France. And also, they're much more straight to the point and not beating around the bush. But there's not a huge gap. It's relatively easy for French people to do business in Norway, or for Norwegian companies to adapt to the French way of doing things. But it's true that oftentimes in France we don't look towards Norway, not enough. It's true also that Norwegian tends to look more towards Sweden, Germany, the UK, and they should look a bit more towards us. And that's also the job we're doing with Ludovic. So if I have a message today, is look to Norway. Norwegian are very nice, very easy to approach. It's oftentimes easy to do business with them. They have very good solutions and technology. We do too, and they need them. So yeah, feel free to talk to us after this roundtable so we can discuss that a bit further. Thank you. Thank you, Pierre. Maybe we could be more punctual on time, because French people are not that. Yeah, well, we're not going to criticize France today, but yeah, maybe that would be a piece of advice to be on time too. Thank you so much. Do you have any questions before we close the topic? Or was it very clear? Very clear. Anyway, you can contact us afterwards, and as everybody said, we're very happy to answer questions and work with everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you.
So, hello everyone, nice to meet you. My name is Agathe Roudot. I'm working for the African Fund of Funds of BPI France Averroès. I'm happy to be with you today, and today we are together to talk about debt. So maybe to introduce the topic, Africa is 54 countries and 54 different realities. There is a young and dynamic population in the continent, and to give you maybe a key figure, we have between 20 and 30% of MSMEs of the continent that has access to formal credit. So today, equity market is constrained by many things, like limited deal flow, for example, structural risks, and difficulties for exit. So in this context, how does private debt complement equity offerings for entrepreneurs in the African continent? And today I'm happy to be with two professionals of this subject. So Aliénor, who is just here with me, working for BPI France, and Zain Lati from TLG Capital. And maybe I will let them introduce themselves quickly and then go into the main subject. So, hello everyone, I'm Aliénor Degray. I'm Vice President Export Finance at BPI France. So what is export finance? Export finance helps French exporters to conclude their commercial contracts with their buyer. So we grant loan to public and private entity and also foreign governments. So we finance equipments, assets, infrastructures ranging from 1 million euro up to 75 million euros. So through these solutions, French exporter can securize the payment of their commercial contract by offering a long-term solution to their buyer. Good evening, everyone. My name is Zain Latif, and as mentioned by Agathe, I look after TLG Capital. We're an alternative asset manager focusing on sub-Saharan Africa, and our primary focus is on private credit, where we deploy capital into SMEs across the region to help them achieve their goals, and typically it's in the form of long-term patient capital. And I'm sure we'll get more into it as the questions go on. Sure. Thank you to both of you. So maybe we can start by a global question, and maybe Aliénor, you can start by this question. So what is the context, the global context of debt and equity in Africa? So if we focus on the SMEs markets, I will give you some figures. So SMEs account for 90% of the business in Africa, contributing to 60% of the labor, the employment in Africa, and while generating between 40% and 50% of the GDP, depending on which country. However, the debt gap, is estimated at over $331 billion. According to a survey by International Development Corporation, more than 70% of SMEs cite access to credit is the main obstacle to their development. Obviously, the level of equity, the track records, the level of the current debt play a key role of obtaining a financing. Nevertheless, in Africa, the landscape, the banking is quite fragile because of a heavy regulation and also a limited access to the liquidity. So maybe to conclude with a highlight on the digital banking can be an answer, or maybe to say that credit export can be an answer, and equity also. So I think it's a really important question, and I think we heard how the financing gap in Africa is about $330 billion. And when you think about that number,
That's what Europe spends on its agricultural subsidies every year. Just that amount is on agriculture subsidies, and this is just what Africa needs. So we have to start thinking in terms of framing the context of Africa in terms of numbers. The total amount of private equity in Africa today, monies raised, is about $7 to $10 billion a year. It's a pittance when you think about the 54 countries, when you think about the fact that whether we like it or not, Africa's population by 2050 is going to reach $2.5 billion. We need to reflect on the notion that the average age in Africa today, in a place like Uganda, is 16 years old. Nigeria, 19. I mean, the previous panel was talking about Norway and France and how you can do trade, and that's great. But the average age in these countries is 42. I mean, the growth is not going to happen here. The growth is going to happen in Africa. There are lots of challenges, and there are broken systems, financial systems that need to be created in order for these flows to come in. But let us not walk away from the fact that in the next generation, you're going to have the young population coming in from this part of the world where, as I said, 2.5 billion people with an average age of 25 by 2050, that's going to be the economic engine of the world. Thank you to both of you for this nice introduction. And maybe we can continue. And could you explain us a bit about the state of banking landscape in Africa in general? Yeah, sure. In Africa, you have different sources of financing of debt, which are, you have local loan, and it's also quite common in Africa to have microcredits. You have debt from development institutions. You have also loan programs, loan guarantee programs, and definitely equity, or I mean fund with debt and equity. So there is a lot of the scope and the criteria. It's really different on which institution you are talking about. So I can suggest maybe two options. So export finance, definitely. So if you want to buy a French equipment, we will be delighted to look into it. And secondly, and just to add, that's what is quite common in this landscape is to find a high rate, normally a short repayment period, but also a strict collateral, and finally a complex access administrative process to finance, to a finance solution. So the second, I think, tools I can share with you, that I really think that equity, to combine debt and equity is really key, because behind equity you have fund, and behind fund you have experience and expertise, and I really think that can help SMEs to manage their debt effectively. So when we think about the banking side in Africa, there are 4,000 banks in the United States, 4,000. Across Africa, we have 600 banks. I mean, we're starting from such a small scale that we have to remember that just by growing at 5–6% a year, which is what we should be doing, you're going to have so much more opportunities. When you look at the developed world, when you get a 3 or 4% growth rate, everybody gets super excited. But the tools to try and generate that same level of growth rate in Africa is not that difficult. I mean, we can talk about some of these issues in terms of how to get there. But I'd like to talk about just leaving you guys with a sense of what the opportunity set is in this incredible market. The total amount of debt from all African governments, and we were talking about how much debt needs to grow, how much credit needs to come into the local economy. The total amount of credit and debt, in Africa, $1 trillion. Every government, all the debt stock. And you look at NVIDIA's market cap of $4 trillion. You look at any of these US market caps of each individual stock, which just tells you that when you're talking about a continent the size 3 times the population of the US,
with this young population coming into the place, we need to find the financial tools to help unlock this growth that is going to come. The failure that has happened so far, in my view, is that we have not been able to tap into how to unlock the capital liquidity requirements for Africa to keep growing. And where we've stuck at is people have great ideas, they want to work hard, they want things to work, but if you don't have liquidity, you can't do much. And Eleanor said this in the beginning, where she said most of these SMEs, and we have to remember that as much as people talk about NVIDIA, they talk about Microsoft, they talk about these big companies, what drives US and European growth rates are SMEs. They are the backbone of growth in these economies. These are the ones that are creating the jobs. And we need to find out, how do we get these SMEs to work in Africa? But to get those SMEs working in Africa, they need to be able to lend, borrow, get investments, and that's how you grow. It's a very simple formula. The question is, why is it broken? Well, how can we make it to work? And that's something I hope we can talk about as well. Just now, I think we can talk about the next question. So where is Africa today? And what does it need to address for a financing perspective? And I know you don't have the same point of view, exactly the same, so I think it will be interesting. Maybe you can start. Yeah, so to start with the debt, just to highlight that borrowing remains a necessary tool to address cumulative crises, but also the climate change issues, the food insecurity, and the conflicts. If we take just a step back, we can talk about the rise of the SMEs represent a response to the imperative of growth in Africa. Each year, 10 of millions of young graduate people enter in the Africa labor market. And government alone cannot absorb this new demand of skilled jobs. So I definitely think that private sector and industrial sector is the cornerstone of this issue. And I think it's also the answer, or part of the answer, of the issue of the natural resources transformation, which is key to strengthen the economy in Africa. And just to highlight that, to push a little bit the idea that I think Africa has all the key to enhance the sovereignty. I mean by that with all the opportunities, I think Africa can be less exposed to international shocks. So it's a great question, and where are we today, and how do we unlock what I would like to see is a continued sense of prosperity across African countries and economies. And I think there's a great economist who writes about this, and I think I'll just quote from him, because it all starts with education, which then leads to fertility, which then leads to power generation. And I don't want to go into the empirical evidence, but effectively what I think is the model is you need to get your education levels up to 70% above. If you are at a 70% above, all of a sudden you then have the ability to industrialize. People don't understand that if you can't even recognize script, even a basic education tool, how can you operate machinery? How can you get jobs in factories? There is a statistic that shows that in Nigeria alone, when you complete secondary education in a village, 98% of people leave the village. People leave to go to the cities, and when they go to the cities, they're looking for jobs. Now, when you're looking for jobs, it is directly correlated with access to power. You cannot industrialize without power generation. How do you create power generation? You need to build the transmissions, the power plants. These are huge CapEx projects. But today, if you look at Africa, you borrow money at 10, 15, 20, 25%. Local African rates are incredibly high. When you look at places like China, when you look at places like Morocco and folks that have done extremely well, you'll find that their borrowing rates are incredibly low in the context of the local economy. When you're borrowing at 3, 4%, you can build 20-year projects that's where power comes into play. So it's all interconnected. And then obviously if you have too many children,
and the magic number is under 3. So if you have a fertility rate of under 3, all of a sudden families have the ability to start saving. When you have 5 kids, when you get to the end of the work week, you don't have the ability to put money away in the bank. When you don't have the ability to put money away in the banks can't lend to the private sector. And one final statistic I'll give you, because I think it just illustrates the problem. When you look at the developed world, the savings to GDP in France, Germany, 100%. 100%, right? When you look at Africa, it's 20%. So 20% of savings to GDP. When you're running government debt at 50% to GDP, that means the government is soaking up all the savings, which means the private sector doesn't have access to the excess capital. The banks are just happy to lend to governments because the governments have such shortage, they're borrowing at 15%. So if I can lend to the government of Nigeria at 15%, why would I lend to an SME at 18%? So it's a cycle that I think needs coordination between the public and private side. But I think this is just to try and elevate and just explain what we think are the challenges in the markets. Thank you, Zain. Maybe a last question for both of you. So what are the financial resources, challenges in Africa? And maybe we can start, if you want, with you, Aliénor. Yes, so I will answer that overall, it's the primary challenge of Africa will be to address the demographic issue by feeding and by employing its population. So to achieve this, the continent will need to strengthen its economy, and I think in fostering the private sector, the industrial sector. To do so, I think they need to improve, I completely agree with Zain, the access to the electricity, the access to water, among other things, but also the business climate with regulation clear and more business oriented. I think it's really important. There is also a lot of challenges around to address the currency issue, and maybe Zain will speak about it, talk about it a little bit longer. So there is a lot of challenges, and all these challenges should be addressed, taking into account the climate challenge. I think it's really important. And we are talking a lot of challenge in Africa, but it just has opportunities we can find also. And maybe to conclude with a line of thought, that to answer on the financial part, that maybe to create a state bank with a strong knowledge in the local environment, with a lot of tools such as innovation, debt, equity, and normally you know where I'm going now, so maybe like BPI France can be an answer to the financial issues. Yeah, I think the currency topic is absolutely topical, but it comes back to fiscal responsibility. When you're running GDP deficits in the way that you are, your currency is always going to be under pressure, and that is a problem when you're investing in US dollars. But I wanted to say, because I think it's important to end on a very optimistic note, and I just think that despite the fact that there are these challenges, I think the demographics can work in your favor. I do believe the young people population growth rate is going to be phenomenal, and it's going to be a massive boon for Africa. But the one area that I want to give you, that Africa has just transcended other parts of the world, is in the telecom space. And in 1999, New York City had more phones than all of Africa. By 2010, 11 years, Africa had as many phones as all of North America. It was unprecedented in its growth rate. And what that did was means that most people today, if you go to Kenya and you go to some of these more interesting markets, they're doing their entire banking services on a mobile phone. They've transcended and just left behind the old school banks and more bricks and mortar banking systems. So I do think that if
there was more thought given to how do we just do that across the spectrum, not just in banks, but maybe in insurance and maybe in other consumer-driven industries. We can find ways that doesn't need to correspond to how others have done it in the past, but find it that works in the African space. So that's the sort of things that we try and support. That's where we go and finance companies. But this is a very long debate, and this is 30 minutes. It's a very complex issue. But I want to say that it's folks like BPI as well that can just help negate some of those risks. But ultimately, we want to live in a world where taking the risk of an African bank or African corporate is as good as taking JP Morgan risk. And I think that's where hopefully we get to, maybe not in my lifetime, but my kids' lifetime. And Zain, maybe can you complete like how we can mobilize like local capital, like for real economy, and maybe can you illustrate it with your example of the last project in Nigeria, for example? No, for sure. And I think very quickly we did the first local credit fund in Nigeria. So we raised from 17 local pension funds. And going to the point about currency, it doesn't make sense raising dollars to invest in Africa. It's a fundamental issue, right? Imagine going at renminbi to go and invest in the United States. Just doesn't make sense. So we've got to find success. And the only way to turn people to invest back in your own country is to have success stories. So I keep telling folks that if you want to drive capital into your own markets, have success stories. People need to be trailblazers. They need to go and be successful. And all of a sudden, they'll have a crowding in effect. It pains me. It genuinely pains me. And I know we have a big crypto digital asset thing going on here, but how crypto companies losing $5 million a month, having revenues of $10 million, will raise hundreds of millions of dollars on the promise of something may happen. And you try to raise money for African corporates and African companies, and you're basically, unable to do so. When you're investing in Africa, it comes across as you're investing in charity. When you're investing in crypto, it's like you're investing in the future. And I don't understand that when, it's to me, it should be the other way around. Thank you, Zain. Maybe, do we have any question in the audience? We were very clear. Yeah, maybe everything was super clear. Thank you for the presentation. I just have one question. Do you work with the government, the local governments, and some international institutions like the World Bank to improve the situation in the continent? Yeah, so the World Bank, BPI, they're the anchors in our new fund. So IFC is our largest investor. So we're grateful for their support. But typically, what we're working on and the strategy we're pursuing is working with local banks. So our approach is to go to local banks and say, we want to finance your companies that you like, that you want to support, but you cannot give them the financing they need. When you think about it, African corporates and African banks don't have access to 5 to 7 year dollars, right? Because African banks are financed by short-term deposits, because that's where their natural resources come from. If you are Rio Tinto and you're excavating, you get the money, you put it in an African bank, you keep it for a year, and then you expatriate it out elsewhere. If you want to, therefore, do a long-term CapEx project, a 5-year deal, where does the African bank get 5-year dollars from? It's very difficult. So a lot of financing to African SMEs are very short-term, even though they're doing long-term CapEx stuff. So for example, I'll give you an example of a deal. We just closed a deal where a company had bought a plane in Nigeria. They bought a plane and they were required by the bank to pay back within 3 years. Principal starting a month later. So principal and interest amortizing over 3 years when you're buying a plane that should frankly amortize over 7 to 10 years, right? So you're getting so much cash flow pressure from the get-go that if you speak to most African entrepreneurs, they'll say, you know what, Zain, taking money from the bank means I'm working for the bank. And I think anyone here who's working in Europe or the US, if I told you, can you run a business where your cost of capital is 25%, which, by the way, is still lower than what Nigerians are paying. So Nigerians in local currency,
their average debt is 30 to 35%. And I often say to folks that people don't understand this, but if you can run a compelling, profitable business when you're borrowing at 30, 35%, you're like Jeff Bezos and some of the best entrepreneurs in the world, because that's an incredibly high cost of capital. Any other question? Do you have a last word to conclude? Is it okay for you? Yes, just to conclude on maybe, we didn't talk about it, but we didn't mention it, but the digital finance in Africa, I think it's the future of the finance in Africa, because it's really more agile and really close to the consumer. So I think it will be my last word. Yeah, I would just say that I think also very important for everybody, and part of what we do as a firm, beyond just investing, is also educating. Because I think the narrative on Africa is extremely poor, and people don't understand and don't take the effort because they listen so much to what the media says, and the media generally just paints a very negative picture. And I don't want to be a conspiracy theorist or anything of that sort, but I just encourage folks to look behind the noise, look behind the numbers, understand that there are some incredibly compelling opportunities on the ground, and you just have to work with the local environment. I think a lot of mistakes people make is take something that's worked in Germany or the US and impose it on the African continent and saying, oh, it should work, and this is gonna, you have to build from the ground up. And I think if people take a long-term approach, and this is also critical, do not look at this region in a short term, I'm going there for 2 years, 3 years, and see what happens. It's a long-term approach, and if you do that, I genuinely believe that the rewards will come, because the demographics, and it really pains me because I see the migration debate and the immigration debate and all that jazz, and I feel like in 20, 25 years, given where things are going in population, we're going to be begging people to come to our countries just to keep up the economy. So it is a timing thing, and I just would like everyone to just walk away just thinking there's more than meets the eye in this part of the world. Thank you so much. Thanks to both of you. Thank you very much. Thank you.